les intercommunalités. Je vous rappellerai que l'ADEME s'est désengagé du projet que nous avions en commun et que du coup, les choses sont un peu restées lettres mortes puisqu'ils avaient une partie en fonctionnement et la collectivité, via l'office, s'assurait de la partie investissement. Donc il est important d'ailleurs de le préciser et de le rappeler que la collectivité de Corse, malgré des ressources limitées, vous l'avez compris, et nous aurons un exercice budgétaire tout à l'heure et on essaiera de définir ensemble, bien évidemment, ces priorités-là. Mais malgré ça, et je tiens à le donner en exemple, l'Office de l'environnement accompagne les intercommunalités qui sont en demande et qui ont un vrai projet de territoire. Je donnerai quelques exemples. La communauté des communes de Castagniccia-Casinc, la communauté des communes de Costa Verde, la communauté des communes de Celavo-Ponelli, qui nous ont alertés sur le fait qu'ils avaient des besoins et l'Office de l'environnement a répondu favorablement à leur projet de territoire. Donc nous attendons bien évidemment d'autres remontées et nous serons les partenaires nécessaires que méritent les intercommunalités pour aller de l'avant sur le sujet des déchets. Concernant le désaccord du Conseil exécutif dans les perspectives financières imposées au territoire par le CIVADEC, l'opérateur quasi unique du traitement des déchets ménagers en Corse, je souhaite rappeler quelques faits. Nous avons eu de cesse d'essayer de conventionner avec le CIVADEC en contrepartie d'engagements réciproques, dont, par exemple, la mobilisation de leurs excédents budgétaires constatés nous aurait permis de lisser, jusqu'à la mise en exploitation du CTV de Monte, une certaine neutralisation de leurs contributions qui aurait pu générer des marges de manœuvre nécessaires à l'amélioration, bien sûr, de leur dispositif de collecte, et je parle des intercommunalités. Faute d'accord entre les parties, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la matinée, la gestion des déchets continuera de croître. Monsieur Pozzola-Li-Borg, vous l'avez rappelé, toutes les trajectoires qui sont aujourd'hui fournies par le CIVADEC, après l'installation de Monte, continuent de croître de 3% par an. Plus inquiétant encore, et je ne fais que lire les propos reportés par le CIVADEC et leur étude d'impact pluriannuel d'investissement et la prospective financière associée, montrent que, ce sont leurs propos, l'augmentation des coûts de traitement et de valorisation dans les conditions techniques et économiques actuelles, notamment tri des emballages sur le continent et hausse de la TGAP, et coûts de traitement est bien évidemment la conséquence d'un scénario en augmentation constante. Et il rajoute, la mise en service du CTV permet de contenir et d'infléchir cette augmentation de manière marquée, mais restant à des coûts supérieurs à ceux actuels. Et vous l'avez évoqué, il s'agit là de 3% par an de manière régulière et pérenne pour les années à venir. Je terminerai en vous disant qu'il est véritablement impératif que les intercommunalités s'interrogent sur un tel dispositif toujours plus ruineux au fil des ans, sans aucune perspective financière améliorative. Avec ou sans le projet de Monte, la trajectoire budgétaire actuelle, déjà insoutenable pour les collectivités, ne va pas connaître d'inclinaison. Et les ambitions peut-être d'en construire un second ou d'aller vers une valorisation énergétique viendraient complexifier d'autant les choses. Il est véritablement aujourd'hui de la responsabilité de tous les acteurs de la gestion des déchets de créer un autre écosystème. Le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui a vécu. Et nous devons effectivement, et je vous rejoins, M. Pozzola-Li-Borg, être capables d'inverser la tendance selon laquelle plus on trie, plus on paie, afin de répondre aux exigences de la transition écologique, tout en garantissant une respiration financière fondamentale pour les territoires et donc pour l'ensemble des contribuables corses. La question est pendante, quid du CIVADEC? A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, oggi a domanda bocca che da essere fatta da ONCM, penso che di Vanina Le Beaumain, qui la dava, donc concernant la Société nationale de sauvetage en mer de Calvi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, nous avons entendu l'appel au secours lancé au cours de ce premier trimestre 2025 des bénévoles de la SNSM Calvi-Balagne. Ceux-ci se retrouvent contraints de fermer leur station par défaut d'un navire suffisamment sûr pour pouvoir intervenir.
En effet, le navire habituellement utilisé par l'association, âgé de 38 ans, a subi de nombreuses avaries et récemment un incendie. Il ne permet plus aux bénévoles de sortir en mer en sécurité. L'acquisition d'un nouveau navire est un projet dans les tuyaux qui peine à se concrétiser, faute de financement, notamment du côté de la collectivité de Corse, sollicitée à hauteur d'environ 1 million d'euros, soit 40% de l'opération. L'association couvre le reste de la dépense. Dans une île où, par définition, les activités liées au nautisme, à la pêche et à la plaisance sont développées et constituent un pan important de l'économie, le sauvetage en mer constitue une impérieuse nécessité. Les bénévoles de la SNSM, qui engagent déjà leur temps et prennent des risques pour porter assistance aux usagers de la mer et parfois sauver des vies, n'ont pas à pâtir du manque de moyens afin d'assurer leur mission dont l'utilité publique est incontestable. Nous savons les contraintes financières qui pèsent sur le denier public et les arbitrages nécessaires entre les différents besoins, mais la sécurité des personnes doit être une priorité absolue et il n'est pas envisageable que les moyens de secours soient empêchés dans leurs actions à cause d'une carence de financement. Une solution afin que ce service vital et indispensable soit rétabli doit être urgemment trouvée. Au-delà de cette seule opération, la question financière relative aux besoins de la SNSM, notamment sur sa flotte, à l'échelle du territoire, soit environ 1000 km de côte, se pose. Les dépenses liées aux navires sont récurrentes et concernent les 10 stations présentes en Corse. Monsieur le Président de l'Exécutif, quel montage d'ingénierie financière proposez-vous à court terme afin que la SNSM Calvi-Balagne puisse réaliser l'opération d'acquisition de ce nouveau navire qui lui fait cruellement défaut ? Et que proposez-vous à plus long terme pour assurer l'action de l'association sur l'ensemble du territoire? Je vous remercie. Merci. Barou l'exécutif. Ringraziabi Presidente, ringraziabi Caragulega. Dans un premier temps, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que la collectivité de Corse, à travers l'engagement de son président, M. Gilles Simeone, y a toujours été un important soutien à la SNSM. À cet effet, elle a accordé depuis 2018 une participation financière représentant 50% des coûts relatifs aux projets d'investissement portés par l'association Société nationale de sauvetage en mer sur son territoire. Depuis 2018, la collectivité de Corse a délibéré sur un total d'aides s'élevant à 2 184 934 € et contribue à l'acquisition et à la rénovation de 11 navires pour les stations de Corse, selon le plan d'équipement proposé par la SNSM. Il est important de souligner aussi notre soutien et notre accompagnement sans faille en faveur de la formation des jeunes Corses au métier de la mer à travers le lycée maritime et aquacole de Bastia, ce qui en fait à ce jour l'une des références en Europe méditerranéenne. Notre accompagnement est donc à souligner et à saluer, d'autant plus que dans le même temps, l'État s'appuie sur le monde associatif pour développer l'une des compétences régaliennes, notamment en matière de sécurité en mer. C'est donc en dehors du cadre de ces compétences que la collectivité de Corse a fait le choix politique assumé d'accompagner la SNSM, car nous connaissons et nous saluons le travail de plusieurs centaines de bénévoles qui permettent une véritable mise en sécurité de nos 1000 km de côte et de plusieurs milliers de marins tout au long de l'année. Notre responsabilité est donc de construire collectivement un avenir qui permette de préserver les activités de secours en mer, mais dans un cadre budgétaire contraint pour l'ensemble des institutions, dont la collectivité de Corse. À ce jour, le changement du navire de sauvetage hauturier type 1, NSH1 pour la station de Calvi, semble être l'une des priorités du fait de la vétusté de l'embarquement, mais aussi de l'importance de la façade maritime dont il a la responsabilité, à savoir près de 140 km de côte et de sa très forte fréquentation. Je souhaite aussi indiquer à notre Assemblée que j'ai pu échanger avec M. Renaud, inspecteur général de la SNSM Méditerranée, et les responsables de la SNSM de Calvi, M. Allard et Mme Ibora, sur l'ensemble de ces problématiques. De plus, l'écoute et les contacts ont été réguliers avec les différentes instances, notamment au travers du cabinet du président du Conseil exécutif, qui a assuré ce lien de manière permanente. Aussi, à la suite de l'ensemble de ces échanges fructueux et respectueux, je vous informe que j'ai demandé au service de la collectivité de travailler à un modèle de convention qui permettra d'assurer un accompagnement pluriannuel pour répondre aux besoins prioritaires
des équipes et des stations de la SNSM. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous présenter la convention commune qui aura été établie avec la SNSM et les acteurs de terrain. Notre volonté et notre détermination sont inchangées. Notre but est de permettre la pérennité des actions menées par la SNSM sur notre territoire. Et je voudrais conclure en invitant les jeunes Corses à s'investir encore plus qu'aujourd'hui dans l'ensemble des équipes de la SNSM en Corse et en Calvi en particulier. Je vous remercie. Ringraziabi. Oggi Presidente vuole aggiustare qualcosa. Oui, je remercie notre collègue pour la question, la conseillère exécutive pour la réponse. Je me permets de reprendre la parole parce qu'il me semble qu'on est un peu dans un des cas d'école du changement de méthode qu'il faut organiser, changement de méthode à co-construire avec nos partenaires. Quelques remarques rapides, en synthèse. Ça a déjà été expliqué par la conseillère exécutive. Premièrement, rendre hommage à la SNSM, aux bénévoles qui la font vivre et qui interviennent régulièrement dans des opérations de secours, tantôt sur des dégâts matériels, tantôt pour sauver des vies humaines. Donc, c'est une action qui globalement est remarquable. Deuxièmement, rappeler que depuis 2015 et a fortiori depuis 2018, nous avons été, nous, collectivités de Corse, à la hauteur de l'engagement de la SNSM et de ses bénévoles. C'est-à-dire, nous sommes parmi les territoires ou régions qui organisent le plus haut niveau d'aide. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Troisièmement, je pense effectivement qu'il faut contractualiser, mais qu'il faut comprendre aussi que la relation à la collectivité de Corse, de la part des différents entreprises, associations, tiers que nous aidons, ne peut pas être une relation de client à banquier. Nous ne sommes pas des banquiers. Exemple, on ne peut pas décider d'une acquisition tout seul, choisir, y compris, par exemple, parce que les chantiers, il faut faire travailler les chantiers navals français, des unités qui coûtent plus cher, et venir nous dire derrière que systématiquement on va financer. Surtout lorsque, en amont, on a prévenu qu'on était obligé de s'inscrire dans une politique globale de contraintes budgétaires. Donc, on ne peut pas, nous, collectivités de Corse, nous imposer à nous-mêmes des efforts considérables et avoir une kyrielle de partenaires autour de nous qui, eux, continuent à vivre sur le même rythme, comme si rien ne changeait. Et je ne le dis pas seulement pour la SNSM. Donc nous, on continuera à aider la SNSM, comme nous l'avons fait, en tenant compte de la contrainte budgétaire, en planifiant et en contractualisant. Et je termine sur un dernier mot. Là comme ailleurs, il faut avoir une vision consolidée de la répartition des compétences et des efforts qui sont faits par les uns et par les autres. Dans la perspective du budget, j'ai eu un contact avec François Sauvadet, qui est le président du département de France. Il va y avoir une hausse mécanique du RSA au 1er avril. Une hausse qui est décidée par le gouvernement et qui va être assumée en France continentale par les départements et en Corse par la collectivité de Corse, sans transfert de recettes. L'Association des départements de France se propose de demander à ses membres de ne pas assumer ce paiement. Lorsque l'État se désengage, y compris dans le domaine des douanes, nous avons 1000 km de côte, avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes de tempête, avec des problèmes de plaisance, avec des problèmes de trafic. On a même demandé un renforcement, dans une délibération qu'on a votée à l'unanimité, le renforcement des contrôles maritimes et aériens, notamment sur le trafic de stupéfiants. On a une vedette, pour le coup, longtemps vieillissante, qui s'occupe de la quasi-totalité de la côte Est, du Cap Corse et des Agréates. Et donc, lorsque l'État se désengage et qu'il laisse faire à une association, qu'il laisse accomplir une association des missions qui sont des missions d'utilité publique et d'intérêt général, et que derrière, il demande à une collectivité de la financer très largement. C'est-à-dire, c'est une inversion. C'est une inversion de ce qu'il faut faire. Normalement, la compétence régalienne, elle est exercée par l'État.
En complément de ces compétences régaliennes, il peut y avoir des systèmes associatifs qui se développent, et ces systèmes associatifs, ils peuvent être normalement à la marge, financés ou cofinancés par des collectivités territoriales. Là, c'est le contraire. Un État qui n'exerce pas ses compétences, qui s'en va, une SNSM qui est obligée de tout faire, et en Corse, parce qu'on n'a pas les recettes, y compris les recettes de mécénat, etc., on demande à la collectivité de Corse de s'engager toujours plus, y compris en arrivant après et a posteriori comme financeur de choix auxquels nous n'avons pas participé. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, les choses elles sont claires. Merci à la SNSM, à l'ensemble des stations de Corse pour le travail accompli. Un salut amical, beaucoup de gratitude, beaucoup de respect, la nécessité de changer la donne et le rappel aussi à l'État d'exercer ses prérogatives et ses compétences et ne pas s'en décharger ni sur les structures associatives ni sur les collectivités. Merci, cela méritait d'être précisé. Bien, la question suivante concerne de nouveau la question des déchets. Le centre de surtri de Monte, c'est une question qui sera posée par Serena Battistini pour Corinne Fronte. Merci. Samedi 15 mars, Corinne Fronte tenait une conférence de presse sur le site du futur centre de tri de Monte. Nous étions accompagnés sur place par un collectif de riverains et d'agriculteurs dénommé Piadia di Golu, dont on salue la présence dans les tribunes. L'État a imposé ce choix de centre de surtri qu'il envisage de financer d'ailleurs en quasi-totalité avec l'accord de l'exécutif de Corse. Cette réalité est la conséquence de l'incurie des diverses majorités territoriales depuis de nombreuses années sur cette question. Parallèlement, depuis de nombreuses années, le marché des déchets est devenu très lucratif et il est susceptible d'attiser tous les appétits financiers. Notre présence politique sur le projet du centre de surtri de Monte avait pour objectif d'évoquer notamment divers points. Le choix de ce type de centre de valorisation, le surdimensionnement de celui-ci, des montages financiers opaques, l'incohérente gestion des déchets en Corse, le rôle et la place des espaces stratégiques agricoles dans une logique de développement, le respect du PADUC, le rôle du CIVADEC. Au moment où ces questions ont été posées, un nouveau meurtre a été commis, celui d'un homme de la terre, qui résonne de façon cinglante comme une réponse à nos aspirations collectives pour une Corse émancipée. Il a été commis dans un climat délétère où la juxtaposition d'organismes intéressés, mis en évidence par la récente action du parquet financier, accompagne une absence de gouvernance et des projets contraires aux intérêts de la Corse. Dans ce contexte de confusion institutionnelle où l'État français impose à sa convenance une vision surannée mais non moins calculée, la fonction de la collectivité de Corse doit être exemplaire. Cette dernière a la compétence de la planification sur la politique des déchets. Cette compétence ne doit pas être détournée par des comportements qui pourraient être guidés par la faiblesse, l'assujettissement, la menace ou la prévarication. Aussi, fort de ce constat, dans un moment où la Corse attend courage, clarification, justice, lucidité et paix retrouvée, nous vous demandons: êtes-vous toujours d'accord, après le rétropédalage qui vous a illustré entre 2023 et 2024 avec ce nuisible projet de centre de surtri de Monte? Êtes-vous toujours favorable, selon la position sur l'autonomie que vous défendez, au maintien de l'équivoque CIVADEC, premier obstacle à la généralisation du tri sélectif, au prélèvement à la source et à une gestion transparente pour assurer le traitement des déchets en Corse? Aringradia. Aringradiabi, donc à nouveau certainement va prendre la parole le président de l'Office de l'environnement. Aringradiabi, Madame la Présidente, cari consiglieri, cari colleghi. Comme vous le savez, la compétence de la collectivité de Corse en matière de prévention et de gestion des déchets consiste à planifier les orientations sur l'ensemble du territoire
et coordonner l'action des parties prenantes pour l'atteinte des objectifs européens, nationaux et de répondre à certaines obligations réglementaires. En approuvant le 25 juillet 2024 le plan territorial de prévention et de gestion des déchets, l'Assemblée de Corse a doté pour la première fois notre île d'un outil unique et majeur qui s'impose à tous les acteurs concernés et concrétise les axes stratégiques soutenus par le Conseil exécutif de Corse. Réduire le volume des déchets pour maîtriser les coûts, tendre vers une économie sobre en ressources qui réduit la production de déchets tout en générant de l'activité et de l'emploi via la promotion de l'économie circulaire, donner la priorité absolue au tri à la source avec tri au porte-à-porte chaque fois que cela est possible et préconiser une gestion territoriale, bien évidemment, de nos biodéchets. Désormais, la collectivité de Corse, via l'Office de l'environnement, est engagée dans la bonne concrétisation de ces principes essentiels pour la transition écologique de notre île, y compris au-delà des strictes compétences à droit constant, en assurant l'expertise, le suivi opérationnel des actions et l'accompagnement financier des institutions compétentes. Bien évidemment, cette implication s'est concrétisée auprès du Civadec pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Et à ce titre, le Conseil exécutif de Corse, via l'Office de l'environnement, a proposé à diverses occasions de conventionner avec le syndicat afin de construire une démarche globale de convergence et de synergie. Synergie de choix en matière, bien évidemment, de gestion de déchets. Dans cette perspective, l'opération de centre de tri et de valorisation de Monte a mobilisé notre attention et aucune de nos prises de position sur le projet ne peut s'apparenter de près ou de loin à un rétropédalage. À maintes reprises, une position ferme a été maintenue sur le projet, considéré comme une réalisation nécessaire, même si non suffisante pour éviter une crise majeure en matière de déchets dans les années à venir, notamment en matière de stockage ultime de déchets. En effet, il s'agit d'une réalisation nécessaire dans la mesure où le CTV de Monte constitue l'opportunité de détourner 60 000 tonnes de déchets des centres d'enfouissement en situation actuelle d'oligopole et toujours aux mains du privé, de réduire les coûts de transport vers les centres de tri du continent, d'augmenter notablement les recettes de valorisation et de limiter les coûts de traitement des refus de tri. Pour autant, l'opportunité de cette infrastructure est insuffisante. Si elle n'intervient pas concomitamment à d'autres mesures de décision relevant du Civadec, des intercommunalités, de l'État, de la collectivité de Corse, et surtout avec l'adhésion et le soutien de nos concitoyens en termes de tri. Le Conseil exécutif de Corse a exprimé cette position tant au Civadec qu'à l'État, notamment dans le cadre d'une réunion dédiée et à travers un communiqué de presse du 25 janvier. Je rappellerai qu'il n'y a pas eu moins de 11 échanges avec le Civadec à ce sujet. Je rappellerai que le communiqué du Conseil exécutif du 25 janvier 2023 rappelait et exposait clairement ce que je viens de vous dire. Il s'est couplé d'un deuxième courrier envoyé au Civadec le 16 juin 2023. Nous avons mis en place un recours gracieux, une requête en annulation contre la délibération du bureau syndical du Civadec du 1er juin 2023, une requête en annulation contre la décision de financement de l'État. Nous n'avons jamais rien fait et laissé courir ce genre de projet de manière tacite, comme vous pouvez le dire. Nous avons porté une nouvelle requête en annulation contre la délibération du bureau syndical du Civadec du 11 avril 2024 et nous avons ouvert la porte à un protocole transactionnel. Il ne s'agit pas là de rétropédalage, mais bien d'un pédalage actif depuis que le PTPGD a été adopté et notre occupation du terrain est largement retracée
dans les 11 annexes que nous avons portées à la connaissance du CIVADEC et je viens d'en faire état. Voilà des initiatives concrètes. De votre côté, qu'avez-vous fait? Vous êtes effectivement intervenu samedi 15 mars 2025 sur site, 2 ans après la décision prise par l'État sur le financement du projet, permis accordé, travaux démarrés. Une intervention médiatique, excusez-moi du peu, quelque peu maladroite et confuse, qui s'apparentait plutôt à un aquaplaning via une sortie de route des plus tendancieuses. Soyons encore plus sérieux. Voici le contenu du protocole transactionnel proposé au CIVADEC. Prioriser le tri à la source avec tri en porte-à-porte chaque fois que possible. Acter le juste dimensionnement du CTV par rapport à nos objectifs de tri. Décliner de façon concrète le principe de gestion publique des déchets ménagers. En cas de gestion externalisée des déchets, tout recours à un partenariat privé impliquant un investissement de personnes publiques dans la collectivité de Corse devra impérativement s'inscrire dans un équilibre financier incluant une logique de bénéfices raisonnables. Créer des centres territorialisés des déchets résiduels sous maîtrise d'ouvrage public, comme celui pressenti à Palasca. J'y reviendrai dans un instant, puisque nous avons reçu il y a quelques semaines une fin de non-recevoir du CIVADEC. Faire évoluer la gouvernance et la répartition des compétences en matière de gestion des déchets, passant par un conventionnement avec le CIVADEC pour assurer la cohérence des choix faits par rapport au PTPGD, qui a été approuvé, lui, par l'Assemblée de Corse. Avoir une visibilité sur l'ensemble des coûts actuels et de la trajectoire financière des déchets. En acceptant de bénéficier du contrôle par la collectivité de Corse, de la performance financière du CTV de Monte, le CIVADEC aurait pu s'engager dans une logique stratégie collective, mettant au cœur de l'action l'ensemble des institutions du territoire. La neutralisation des contributions des EPCI jusqu'à la mise en exploitation du CTV de Monte aurait permis au territoire de s'engager dans le déploiement des actions de tri à la source nécessaires. Toutefois, les échanges n'ayant pu trouver une issue favorable, le recours contentieux déposé auprès du tribunal administratif de Bastia contre les différentes délibérations du CIVADEC, actant plan de financement du CTV de Monte ou autre, demeure. À défaut d'avoir rétro-pédalé, nos institutions ont plutôt pédalé plus d'une année pour essayer de mettre en œuvre un partenariat nécessaire à l'application pertinente et efficiente du PTPGD. Malheureusement, force est de constater que toutes les requêtes de la CDC et de l'Office de l'environnement sont restées vaines. Dès lors, il semble important d'attirer toute l'attention des intercommunalités adhérentes au CIVADEC, 18 sur 19. Que la prospective financière exposée en l'état par le syndicat semble à bien des égards inadaptée, voire ruineuse pour les EPCI. Il s'agit pour les contributions dues par les intercommunalités d'une augmentation pérenne que j'ai d'ores et déjà rappelée, et ce que Louis Pozzodiborg a fait tout à l'heure, de 3% par an après la mise en œuvre du CTV de Monte. Pour conclure, il convient de mettre en exergue une tenue des instances du CIVADEC qui apparaît aujourd'hui dysfonctionnelle, étant donné que depuis le mois de septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, toutes les réunions du bureau ont fait l'objet d'une reconvocation faute de quorum. Le maillage technico-opérationnel et le rôle du syndicat me semblent défaillants dans l'exercice de ses missions initiales. Quid des ISDND publics? Alors permettez-moi de conclure en vous disant qu'il est certainement temps de repenser le système, et nous en avons conscience, aussi bien de manière structurelle que statutaire, et que nous devons le faire dans le dialogue, dans un dialogue apaisé,
avec les institutions référentes et surtout avec les intercommunalités qui ont besoin qu'on les accompagne dans cette démarche. Aringra Diaby. Aringra Diaby. Bonjour, Présidente. Présidente, réponse, s'il vous plaît. Il n'y a pas de réponse. Oui, j'ai une minute pour répondre. Non, on a droit à la réponse. Non. Mais je fais une réponse. Je fais une réponse. Vous permettez. Le groupe a été insulté, je fais une réponse. Non, il n'y a pas Je fais une réponse. Eh bien, écoutez, vous, là, vous Je dépassez demande les bornes. une réponse. Normalement, il n'y a J'ai pas de une réponse. minute, il me reste une minute, je fais une réponse. Non, il ne vous reste pas une minute. Je fais une réponse. La question, c'est 2 minutes. Le groupe n'est pas là pour se faire insulter. Lorsqu'on pose une question, on attend de la sérénité, du respect, hein, et un système sans équivoque. Et c'est réciproque, Paul Félix Benedetti. Non. C'est réciproque La à mon égard. réciprocité, c'est de me laisser parler. Non, vous n'avez pas la parole. Je la prends. Mais vous la prenez de Je force. la prends. Vous la prenez de force. Vous n'avez pas la parole parce que le règlement intérieur dit que la question est posée en 2 minutes et demie. Quand on a Il n'y a pas eu 2 minutes et demie, il y a eu 15 minutes de réponse. Ça, c'est un autre problème. Ben, c'est un problème quand même. Non, Alors, mais c'est un d'accord, règlement. Je suis d'accord, Et je on vais en discutera répondre. ailleurs. Ce n'est pas vous n'avez pas à répondre. Je vais répondre. Vous n'avez pas à répondre, mais je vous vais répondez répondre. de force, dont acte, de force. Ben, je répondrai. Prenez-le comme De vous voulez, force. je réponds. Eh ben, je le prends mal, de force. Eh ben, je force et je réponds. C'est tout. Hein? Vous n'avez pas à répondre. Je vais répondre. Elle a dépassé ses règles. Elle n'a que je pas respecte. dépassé le temps. Oui, Je elle a l'ai dépassé compté, le elle a temps. fait 1 minute Ça 20. a été minuté par 2 personnes. Oh, et les 15 minutes de réponse, ils sont où? Ça, c'est une autre histoire. L'exécutif répond comme il veut. Donc, elle a dépassé le temps de parole. J'explique parce que les Corses vous entendent. Réponds. Les Corses nous entendent. Les Corses entendent que je veux répondre. Donc, Sérène a dépassé le temps de parole et je la respecte et je ne l'ai pas interrompue. Quand on dépasse le temps de parole, on n'a plus droit à du temps pour répondre. Pierre-Paul, il lui restait du temps, sa question a été très courte, je lui ai redonné la parole. Et la deuxième fois, lorsqu'il a voulu reprendre la parole, je ne lui ai pas accordé. Il n'est pas content, mais c'est comme ça. Voilà. Et la règle est valable pour tous et nous l'avons voté tous ensemble. Tous ensemble. Et puis on s'y brille en émique. Et puis on s'y brille en émique. D'accord? Et je réponds. Donc, j'entends pas ici, à l'occasion d'une question, on se fasse agresser verbalement. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, lorsque le terrain est passé en CTPNAF, on a voté contre. Vous avez voté pour, vous l'avez laissé déclasser. Lorsqu'il y a eu le schéma territorial de déchets qui a entériné une logique de surtri qui est contraire aux intérêts du tri à la source, vous l'avez adopté et vous venez aujourd'hui de dire que le projet est un maillon nécessaire, insuffisant et qu'il faut qu'il y en ait d'autres. On pense que vous orientez le schéma déchets sur une fausse stratégie et je n'entends pas aujourd'hui que vous vous serviez d'une question pour essayer de marginaliser ou de discréditer une intervention politique. C'est inadmissible et c'est intolérable. D'où la teneur de ma voix, mon agacement et voire plus. Ognuno te muore accanto, E oggi fariati meglio di calare appena parola, dare un rispetto, perché noi se no ci andiamo, non finimo mai più. Président. Il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, 2 observations. En tant que président du Conseil exécutif, je souhaite que nous respections nos institutions, le règlement intérieur, la présidente de l'Assemblée, les usages qui sont les nôtres. Sur la forme toujours, vous ne pouvez pas avoir des questions orales ou des interventions qui mettent en cause le Conseil exécutif en optant pour un certain temps et en attendant toujours
que nous n'ayons pas le même ton en réponse. Je n'ai rien entendu d'insultant dans la réponse du conseiller exécutif. J'ai entendu la même forme de réponse que celle que vous avez choisi d'envoyer et d'employer pour votre question orale. C'est vous qui avez choisi le ton de votre question orale, y compris dans le contexte d'aujourd'hui. Donc ne venez pas nous quereller sur le fait que le conseiller exécutif, président de l'Office de l'environnement, vous aurait répondu de façon insultante. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, je note qu'il y a un certain nombre d'inexactitudes dans votre présentation, y compris sur notre comportement. Mais je n'y reviendrai pas à ce stade, on aura l'occasion d'en parler. Je vais répondre sur le fond. Et pour essayer de retrouver tous ensemble de la sérénité, je partirai d'abord de la réponse qui a été faite à la question orale de Louis Pozzo di Borgo, pour venir ensuite à la réponse qui a été faite à la question orale de Serena Battestini. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Et que cela plaise ou que cela ne plaise pas, le Conseil exécutif de Corse l'a dit, l'a expliqué et l'a démontré, y compris à l'occasion du centre de tri de monte et des décisions ou des positions que nous avons été amenés à prendre à cet égard. Je vais dire que nous n'y sommes pas en partant d'abord de la relation entre les intercommunalités et le CIVADEC, qui concerne aussi la collectivité de Corse. On nous reproche souvent d'avoir perdu un lien de proximité. C'est peut-être en partie vrai. Y a-t-il aujourd'hui une seule intercommunalité en Corse qui est satisfaite de notre mode de gestion des déchets? Y a-t-il aujourd'hui en Corse une seule intercommunalité, les intercommunalités qui ont la compétence de la collecte et qui ont fait le choix de transférer la compétence du traitement au CIVADEC? Y a-t-il aujourd'hui une seule intercommunalité qui est contente du système? Non. Y a-t-il une seule intercommunalité qui pense que nous sommes sur une trajectoire qui nous conduit vers une amélioration? Non. En termes budgétaires et financiers, et ça a été démontré par la question de Louis Pozzo di Borgo et par la réponse de Guy Armanet, la trajectoire est ruineuse. Elle est ruineuse et elle le restera, que le centre de tri de monte entre en fonction ou pas. Elle le restera que l'on fasse du tri ou pas. Parce que dans le système actuel, et ça a été démontré, plus on trie, plus on paye. Et donc, il n'y a pas d'inaptitude des Corses au tri. Il y a simplement aujourd'hui un système qui globalement détourne du tri, y compris pour des raisons budgétaires et financières. Donc ce système-là, il faut le changer par cette entrée-là. Mais la question, elle est complexe. Elle est complexe parce que je me retourne, toujours avec le même respect, vers nos collègues de Corifronte. Admettons que votre position prospère et que demain, les travaux du centre de tri et de valorisation de monte soient arrêtés et que nous ne changeons pas tout le reste de l'écosystème. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vais vous dire ce qui se passe. Il se passe qu'il y a 2 centres privés qui vont se voir requis par le préfet, qu'ils vont être en surexploitation, que nous allons avoir les populations de Viggianello et de Prunelli probablement soutenues
y compris par Corinne Front et par, sans doute, beaucoup des membres de cette Assemblée pour dire « nous ne supportons plus ça », que nous ne mettrons jamais en place le tri, que donc va s'imposer la nécessité de faire d'autres centres surdimensionnés pour lesquels on nous dira qu'il n'y a pas d'autre choix que de fonctionner, qu'on passera des contrats qui vont être des contrats ruineux, qu'on ne va pas trier, qu'on va aller vers la solution de facilité, une solution de facilité qui va nous conduire à la ruine écologique et à la ruine budgétaire. C'est ça qui est en train de se passer. Mais ça, nous l'avons tous compris. Et moi, je suis persuadé, et je me tourne d'abord vers l'opposition de droite. On ne peut pas être dans une guerre entre le Civadec, la collectivité de Corse. Et on ne peut pas être dans la défiance entre les intercommunalités et la collectivité de Corse. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous allons tous et toutes échouer. Et puisqu'on parle beaucoup d'alternance, s'il y a une alternance dans 3 ans ou après, mais parlons dans 3 ans, celles et ceux qui seront en situation de responsabilité se retrouveront dans une situation tout autant ingérable, sauf que 3 années supplémentaires auront passé. Donc moi, je pense que le système dysfonctionne. Mais vous ne pouvez pas, et je termine, je ne veux pas être plus long, le président du Conseil exécutif, et c'est le règlement intérieur aussi, a le droit de l'être. Mais je ne veux pas aggraver la logique de tension qui a prévalu dans nos échanges, et moi je veux qu'on revienne à une logique de sérénité et de dialogue pour toutes les raisons que nous avons bien à l'esprit. Dans cette affaire, j'ai encore souvenir d'une réunion en préfecture de Corse où nous avons dit, premièrement, que nous n'étions pas d'accord avec le financement décidé unilatéralement par l'État du centre sur le PTIC dans des conditions qui, pour nous, n'étaient pas sécurisées. Deuxièmement, nous avons conditionné les travaux et l'ouverture de quelques centres de surtri que ce soit à une analyse sur la trajectoire budgétaire d'ensemble de la gestion des déchets. Troisièmement, nous avons dit et répété que si centre de tri et de valorisation, il devait y avoir, celui-ci devait être pensé et configuré par rapport à notre politique prioritaire qui est celle du tri à la source. Quatrièmement, nous avons constaté devant l'État qu'il n'y avait aucun moyen pour les intercommunalités aujourd'hui d'assurer un tri à la source. Il n'y avait pas les moyens financiers, qu'il n'y avait pas les moyens humains, et que plutôt que de financer des investissements sans stratégie d'ensemble, l'État et l'ADEME devraient nous accompagner, y compris sur les dépenses de fonctionnement, pour organiser et financer le tri à la source. Cinquièmement, nous avons dit, comme nous avons été toujours cohérents en la matière, que nous étions contre le centre de tri de Djunkaj, le centre d'enfouissement de Djunkaj. Et nous avons maintenu cette situation. Et nous avions dit également, et c'était inscrit dans notre plan, qu'il fallait des alternatives au stockage avec des centres territorialisés. Nous n'avons pas la compétence ni pour créer des centres territorialisés, ni pour identifier des terrains. Malgré cela, nous avons proposé des terrains et nous constatons que 2 ans après, eh bien, aujourd'hui, le Civadec, peut-être pour des raisons techniques, mais qui ne nous ont pas convaincus, je le dis, eh bien, ferme la porte aux alternatives. Ça veut dire qu'on reste encore en l'état de situation de duopole du privé et qu'on va revenir dans quelques semaines nous dire qu'on a besoin impérativement du centre de Djunkaj. Nous sommes aujourd'hui dans une stratégie qui nous conduit à l'échec. Donc moi je vous dis, au-delà de la manifestation sur le centre de tri de Monte, au-delà des discussions et des querelles politiques, mettons-nous autour de la table vite. Ma conviction, et je termine, est qu'il faut changer la gouvernance du système. Et je finis chronologiquement. Je pense qu'il faut changer la gouvernance du système. Je pense que le Civadec aujourd'hui, oui, dysfonctionne. Et je pense que les intercommunalités
sans doute par lassitude, par complexité, par impuissance, ne se sentent pas accompagnés, soutenus, ni écoutés, ni entendus. Je le pense profondément. Je pense que le plan que nous avons voté est un plan qui donne des clés. Mais nous n'avons pas seuls les clés. Et l'État ne peut pas se désintéresser de la question et renvoyer la situation d'échec actuelle, y compris en l'instrumentalisant, en disant que ce serait la faute de la collectivité de Corse. Non, nous prenons une part de responsabilité. Mais que chacun prenne la sienne. Que chacun prenne la sienne. Donc, parlons de ça, tranquillement, au-delà des questions orales. Prenons des décisions. Je me tourne vers l'opposition nationaliste, et je me tourne vers l'opposition de droite. Vous savez, même s'il y a la marge, on peut discuter, on peut être en désaccord, vous savez qu'on n'est pas sur le bon chemin, et qu'on ne va pas y arriver comme ça. Donc, si on veut changer sur cette question-là, il faut qu'on change beaucoup de choses. Et il faut que l'État l'entende aussi. Voilà. Bien, il s'agit d'un événement assez grave pour notre institution. Nous sommes dans la séquence des questions orales. Il y a non seulement un respect du règlement intérieur, mais aussi un respect des personnes et des modalités oratoires que nous devons employer les uns envers les autres. Nous nous apprêtons tout à l'heure, au cours d'une conférence de presse, à présenter un ouvrage sur les 40 ans de cette Assemblée que je ne vais pas déflorer au moment où je vous parle, mais je vous invite à lire la préface que j'ai réalisée, non pas pour faire de la publicité sur ma prose, mais juste parce qu'elle indique un certain nombre de choses, et notamment le fait que cette Assemblée, c'est les résultats de 40 ans de combats, de victoires et de déboires, mais aussi une victoire de la concorde et de la démocratie sur la violence. La violence, elle peut s'exprimer de manière physique, elle peut s'exprimer de manière verbale. J'en use, moi, assez peu. Je ne dis pas que je ne suis pas violente, ça peut arriver, comme tout le monde, je ne suis pas une blanche colombe, loin s'en faut, mais que l'on soit bien au clair, moi je ne tolérerai plus qu'il puisse y avoir des échanges de ce type, de par la nature, et je ne parle pas d'ailleurs que du comportement de Paul-Félix Benedetti au moment où on se parle, c'est-à-dire que ce soit la nature des questions orales, la façon dont on les rédige, la façon dont on les exprime, la façon dont on répond et le temps de parole utilisé par le Conseil exécutif, moi je crois que là, on est sur une mauvaise voie qui n'est pas acceptable du point de vue démocratique et du point de vue de l'objectif de concorde et de point d'équilibre que nous devons trouver au sein de cet hémicycle. Ceci étant dit, je ne me félicite que d'une chose, que les enfants n'aient pas été là au moment où cet échange a eu lieu. E dopo se lo la mudia anche io mudio, sono una famiglia degli mudia, noi igu, ça nous brille una, mais ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc, l'incident est clos pour ce matin. Il y aura une conférence des présidents dédiée non seulement au débriefing sur cet incident, mais sur les modalités opératoires à mettre en œuvre à l'avenir. Bien, il y a maintenant une autre question orale, voire deux autres questions orales à poser. On ne va pas priver les orateurs de la possibilité, les conseillers de pouvoir s'exprimer. Alors, normalement, il y a une question de Donjo Luccioni sur l'accès au logement et à la propriété. Vous avez la parole, monsieur le conseiller. Monsieur le président du Conseil exécutif, monsieur le Conseil exécutif en charge notamment de l'aménagement du territoire et du logement, le 14 mars dernier, le colloque Répondre aux défis du logement en Corse s'est tenu à Corti, à l'initiative de la collectivité de Corse et de l'AUE, en présence de nombreux acteurs publics et privés. Face aux besoins toujours plus importants en logement, les échanges ont été articulés autour de trois thématiques majeures: la mobilisation et la rénovation du parc existant, la production de logements denses et attractifs, ainsi que celle de logements abordables. Nous le savons tous, au-delà de ces aspects techniques,
l'accès au logement et à la propriété privée immobilière est une préoccupation quotidienne des Corses. Elle est une question éminemment politique qui renvoie au droit fondamental du peuple corse à vivre sur sa terre. C'est la raison pour laquelle, depuis décembre 2015, malgré des capacités normatives limitées et des contraintes budgétaires réelles, les majorités territoriales successives ont érigé l'accès au logement et la lutte contre la spéculation foncière et immobilière en priorité absolue. Una casa per tutti, una casa per ognuno. Al di là di un dispositivo di collettività di Corsica, così si può tradurre uno scopo politico. Eppure, a sappiamo tutti, la situazione di alloggio è tesa oggi nel nostro paese. Cette tension du marché du logement n'est pas nouvelle, mais elle semble s'accentuer sous l'effet conjugué d'un faisceau de mécanismes. Croissance démographique galopante, spéculation foncière et immobilière, multiplication des résidences secondaires et des meublés de tourisme, augmentation du prix des matières premières et des coûts de la construction, rareté foncière liée notamment à nos caractéristiques géographiques et à un désordre foncier toujours pas résorbé. À ces phénomènes s'ajoute la réalité économique et sociale de la Corse, caractérisée par des indicateurs statistiques dans le rouge, que je ne développerai pas ici. Cette situation peut conduire à la dépossession et à l'exclusion des Corses, notamment des plus fragiles, des plus précaires, mais également des jeunes, des travailleurs, des classes moyennes, voire moyennes supérieures, de l'accès au logement et à la propriété privée. Nous ne pouvons nous y résoudre. Certaines communes tentent d'apporter des réponses à travers des dispositifs visant à favoriser l'installation de leurs enfants, et notamment des plus jeunes, en résidence principale, ceci avec le soutien actif de la collectivité de Corse. Au-delà de la permanence de la revendication d'un statut de résident, sur lequel l'Assemblée de Corse a délibéré favorablement pour la première fois en 2014, au-delà du projet de constitutionnalisation du lien du peuple corse à sa terre, la collectivité de Corse mène une action globale, transversale et volontariste en matière de logement, y compris en mobilisant l'ensemble de ses organismes satellites. À ce titre, ma question sera double. Monsieur le Conseil exécutif, Monsieur le Président, quel bilan pouvez-vous dresser des programmes, dispositifs et actions mis en œuvre par la collectivité de Corse en la matière? Quelles propositions, à droit constant et dans le cadre du futur statut d'autonomie de la Corse, formulez-vous pour favoriser l'accès des Corses au logement et à la propriété? A ringraziarvi. A ringraziarvi, vado a rispondere al Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo, Julien Paolini. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers à l'Assemblée de Corse, chers conseillers, merci pour votre question tout d'abord, qui me permet de faire un petit retour sur le colloque qui s'est tenu le 14 mars dernier concernant la thématique de logement et qui a regroupé l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette question sur le territoire. En effet, vous avez raison, la situation actuelle en matière de logement peut être qualifiée d'alarmante, voire à bien des égards d'inacceptable. Cette situation, vous l'avez dit, elle interdit à une grande partie de la population de pouvoir se loger à des prix abordables, tant en location qu'en accession à la propriété. Mais cette situation, elle effrite aussi le lien dont vous avez parlé, indéfectible, entre la terre et son peuple. Et cette situation, elle est objectivée par un certain nombre de données qui démontrent aujourd'hui, et qui sont partagées par les élus, mais aussi par un certain nombre d'institutions, que ce soit les services de l'État, l'INSEE, les études propres à la collectivité de Corse, à ses agences et offices, qui montrent qu'une grande partie de la population résidente, notamment la plus fragile, ne parvient plus à se loger dignement. Alors, ces difficultés d'accès au logement, elles sont caractérisées par plusieurs facteurs. Vous en avez évoqué certains. Permettez-moi de revenir dessus en quelques chiffres. Le manque de logements disponibles. Un manque de logements disponibles malgré une production très importante de logements. On avait eu l'occasion d'en parler lors de l'examen du PADUC. 44 600 logements ont été produits depuis 2010. Alors que la population, qui en effet connaît une croissance démographique importante, n'a augmenté que de 36 000 habitants. Donc 45 000 logements créés, quasiment, pour une augmentation de 38 000 habitants. Rien que ce chiffre, il prouve bien
que ce n'est pas l'augmentation massive de l'offre, donc la construction à tout crin, qui permettra de réguler les prix du marché. On pourrait construire de la plaine d'Allier jusqu'au Montée d'Or, que je crois que ça ne suffirait pas à faire diminuer les prix, tant notre territoire est attractif et que les mécanismes de spéculation jouent à plein. Autre chiffre qui traduit cette situation, le taux élevé de résidences secondaires. On connaît le chiffre, environ 37% de résidences secondaires. Si je le compare au parc français de résidences secondaires, il plafonne à 10%. Donc on est bien au-dessus de ce que connaissent les autres territoires. On pourrait se dire c'est les résidences patrimoniales dans les villages, etc. Pas du tout. En 20 ans, le nombre de résidences secondaires il a bondi de 55% en Corse. Des résidences secondaires qui ont en grande partie été utilisées comme location saisonnière. Et j'en veux pour preuve l'augmentation du taux de saisonnière qui explose ces dernières années. Aujourd'hui, c'est à peu près 9% du parc de logement global qui est fléché vers de la location saisonnière. Et bien sûr, une des locations saisonnières qui entraîne quoi? Une augmentation des prix, avec des taux de rentabilité très importants, et une diminution de l'offre de logements à l'année, notamment dans les zones touristiques. À cela s'ajoute le manque de logements sociaux, notamment dans les zones urbaines. On en parlera lors de l'examen du schéma de développement urbain durable cet après-midi. L'augmentation du prix du foncier, bien sûr, dernière étude de 2019 de l'AUE, 138% d'augmentation du prix du foncier, 4 fois plus vite en Corse que sur le continent. Et bien sûr, une accélération de la demande de petits logements avec l'augmentation aussi des modes de vie et des évolutions sociologiques, démographiques, avec plus de familles monoparentales, des jeunes qui s'installent en ménage plus tard. Et depuis 2022, une augmentation des taux d'intérêt et des coûts de la construction qui aggrave encore les phénomènes de difficultés d'accès au logement pour les ménages les plus précaires et pour les jeunes. Alors ça, c'est pour le constat. De l'autre côté, face à ce constat inquiétant, on n'est pas resté les bras croisés, bien au contraire, et le Conseil exécutif a souhaité apporter une réponse politique au travers d'un système d'aide à l'investissement pour le logement. C'était le fameux règlement logement adopté en 2019, puis modifié en 2021. On a casa per tutti. Alors, 2019-2021, ça nous permet aujourd'hui de faire un bilan de ce règlement d'aide au logement. C'est ce que vous demandez dans votre question également. Donc, entre 2020 et 2024, la collectivité de Corse a attribué 65 millions d'euros d'aide directe pour le logement. En gros, 13 millions en moyenne par an pour le logement social, dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens avec les bailleurs sociaux, le parc communal, 600 logements créés dans les communes sur l'ensemble du territoire insulaire, l'aide aux primo-accédants sous conditions de revenus et également l'aide au parc privé, notamment aux opérations publiques d'amélioration de l'habitat. À cela s'ajoutent les actions de l'Office foncier de la Corse et notamment récemment l'adoption d'un cahier des charges pour les logements communaux au profit des résidents ou encore les actions de l'AUE. Et on aura à examiner cet après-midi une convention AUE, ANA, État, intercommunalité pour permettre d'accélérer la rénovation énergétique des copropriétés dégradées dans le cadre des fameux dispositifs de pactes territoriaux. Au-delà de ces actions, vous le savez, le logement il est au cœur de différentes problématiques, changement climatique, évolution démographique, transition énergétique. Pour toutes ces raisons, on lancera en 2025 un travail pour élaborer un schéma territorial de l'habitat et du logement qui permettra aussi d'accompagner en ingénierie les communes dans leur stratégie logement et les projets d'aménagement, notamment pour tout ce qui est lié à la régulation des meublés de tourisme, puisqu'aujourd'hui, les communes disposent d'un panel d'outils pour essayer de réguler ces activités. Et bien sûr, de nombreuses pistes dans le cadre de la révision du PADUC, qui, je le rappelle, a été engagée en décembre 2024. Alors, parmi les solutions à l'étude, bien sûr, l'encadrement des meublés de tourisme, obligation d'enregistrement, plafonnement de la durée de location, possibilité d'interdire ce type d'hébergement en copropriété. Donc, tous ces outils-là, ils sont à la disposition des communes, mais on se propose de les accompagner pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Également, je dirais, l'arme fatale, la possibilité pour les communes, dans leur cadre de leur PLU, de définir des zones dans lesquelles seraient interdites les résidences secondaires et les meublés de tourisme, donc des zones dédiées à la résidence principale qui peuvent être établies dans le cadre
des plans locaux d'urbanisme, et je sais d'ores et déjà que des communes y travaillent activement dans le cadre de leur PLU, et on se met à leur disposition pour les accompagner. Mais également à travers l'UPADUC, la création d'espaces antispéculatifs, la loi Lemeur le permet, pour les communes qui feraient le choix de rester au RNU, au Règlement national d'urbanisme, donc sans PLU et sans carte communale, on pourrait instaurer une servitude de résidence principale dans ces communes non dotées de PLU. Et bien sûr, ces outils réglementaires du PADUC doivent être renforcés. On pourrait, dans le cas du PADUC, c'est une proposition que je vous mets ici sur la table, et merci, monsieur le conseiller, de me permettre de faire cette proposition suite à votre question, intégrer par exemple des objectifs quantitatifs en matière de résidence principale et donc, en corollaire, limiter les résidences secondaires qui s'imposeraient en compatibilité dans les documents d'urbanisme. Donc le PADUC pourrait définir dans chaque commune un taux maximal de résidence secondaire et un taux maximal de résidence principale, charge aux communes de le traduire dans leur PLU dans un deuxième temps. Au-delà des outils du PADUC, je l'avais dit au moment de l'examen de l'analyse du PADUC, pour enrayer la spirale de la spéculation foncière et immobilière, il faudra disposer d'autres outils plus, je dirais, efficaces, notamment un pouvoir législatif et réglementaire conditionnant l'accès au logement à la notion de résident, le statut de résident de 2014, ou en tout cas ses déclinaisons, et un pouvoir en matière de fiscalité. Je crois que c'est essentiel de pouvoir disposer du levier fiscal sur le patrimoine, sur l'habitat, par exemple au travers de l'imposition des plus-values immobilières ou encore sur les résidences spéculatives. Je termine en disant que la fiscalité sur les meublés de tourisme classés, combinée au crédit d'impôt pour l'investissement en Corse, ont fait un investissement particulièrement rentable et donc attractif pour les investissements extérieurs. On a aujourd'hui des dispositifs fiscaux qui vont à l'encontre de notre projet politique visant à favoriser la résidence principale. Donc je terminerai, Madame la Présidente, j'ai dépassé mon temps de parole, sans un véritable statut d'autonomie, vous l'avez compris, avec nos armes actuelles, il sera difficile, voire impossible, de combattre à la fois les forces de l'argent, les logiques de rente et les autres pratiques affairistes, voire mafieuses, dans ce secteur comme dans d'autres. Arin Graziabi. Merci, monsieur le conseiller, mais il faudra véritablement qu'on arrive à avoir des réponses plus ramassées. Je sais que les sujets sont importants, je vais moi-même en parler dans un instant, mais il faut qu'on arrive à avoir des séquences de questions orales qui soient plus ramassées, s'il vous plaît. Il y a encore des questions qui doivent être posées. Il en reste encore deux. Alors, une qui est d'actualité qui concerne les lycées agricoles. Et c'est Sahuir Yuluchani qui va la poser, normalement. Vous avez la parole. Merci, Présidente. Bon, je vais essayer de revenir calmement dans cet hémicycle. Vous savez, il y a 44 000 minutes par mois. Je vais essayer d'en utiliser 3 ou 4, peut-être en dépassant un peu, mais bon, sur le pourcentage, c'est pas terrible. Donc, rapidement, ma question s'adresse au président de l'exécutif, mais je suppose que c'est le président de DARC qui va me répondre, même si je pense que la question dépasse le cadre strictement agricole. Elle avait été rédigée avant cette dernière semaine, les dernières annonces qui faisaient état d'une sortie de crise et d'une réunion tripartite prévue le 31 mars entre l'État, la CDC et les intéressés des lycées agricoles. Mais bon, il y a d'ailleurs même une motion dédiée. Normalement, je crois que c'est important de la poser, non pas, comme on dirait encore ça, à phare et vatte, mais parce qu'elle commande une réponse qui dépasse, à l'évidence, de notre point de vue, la simple carte des formations. Donc, c'est engagé donc, il y a le 17 mars dernier une action des lycées agricoles de Sarthe et de Bordeaux qui a franchi un palier. Je passe sur les détails. Il y a un élargissement des soutiens. Il y a eu aussi, surtout, à un moment donné, une adhésion populaire à ces revendications-là. Alors, en session, aujourd'hui, bien entendu, on est là pour réaffirmer notre soutien inconditionnel à la communauté éducative de ces lycées, et bien au-delà, parce que c'est le monde agricole, finalement, qui est aujourd'hui
sur la sellette en termes de devenir. Donc, dans ce contexte particulier, l'État, son ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, sa direction départementale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, DRAF, oppose encore une fois, ou opposait, on attend de voir la suite, une logique comptable qu'on connaît ailleurs, dans l'enseignement, systématiquement, notamment pour les cartes scolaires du premier degré. C'est pour nous, bien entendu, inacceptable parce que c'est une régression évidente de l'offre pédagogique pour ces établissements. Et j'ajoute que, et je m'adresse au président d'Arc, qui est un agriculteur qui connaît très bien la question, que dans ce pays, cette offre pédagogique particulière, elle revêt une importance essentielle dans l'aménagement du territoire, dans la perspective d'une agriculture de production et donc d'une reconquête de l'espace agricole historique de ce peuple. En supprimant pour l'heure, puisque rien n'est confirmé, 1842 heures de dotation globale horaire, en fin de compte, l'État choisit d'hypothéquer carrément, à terme, l'avenir de l'enseignement agricole dans l'île. Je ne reviendrai pas sur l'article 44-24-1 du Code général des collectivités. Elle confère à notre collectivité, là, en quelque sorte, la charge de ce programme prévisionnel des investissements et, bien entendu, de cette carte de formation. J'irai un peu plus vite parce que sinon je vais dépasser le quota imparti. Vous êtes aujourd'hui, collectivité, nous sommes le bailleur de fonds, puisque nous injectons depuis des années des investissements qui sont très très importants en termes de sommes, en termes de rénovation, de construction, de réhabilitation de locaux, et aussi, bien entendu, depuis quelques années, un accompagnement et une mise en place de filières pédagogiques. Je passerai très vite sur les filières, notamment sur les BTSA, qui sont aujourd'hui GEMO et AXE, qui sont 2 des BTSA sur les 4 qui sont financés par la collectivité. Mais pour vous dire simplement qu'au moment où on parle, il y a quand même... il y avait jusqu'à présent une fin de non-recevoir qui était quand même inexplicable, dommageable et surtout qui mettait à mal l'ensemble des options du bac pro, notamment les 4 filières concernées, travaux forestiers, agroéquipement, conduite et gestion de l'entreprise hippique et gestion des milieux naturels et de la faune. Donc à ce stade, et quelle que soit finalement l'issue de cet épisode, lundi ou plus tard, la question cruciale du devenir d'existence de ces deux structures, d'enseignement agricole, de Borgo et de Sarthe, finalement, ce devenir est en jeu. Alors aussi, au-delà de ce soutien, je crois que notre Assemblée, aujourd'hui, elle doit répondre politiquement de manière solidaire, incontestable à la situation. Elle doit surtout adresser, encore une fois, je le dis bien encore une fois, à l'État, un message clair et faire valoir nos droits, les droits et nos compétences en la matière. Nous l'avons fait, pour notre part, côté Palais Bourbon, avec nos représentants. Je crois que c'est important qu'il y ait une action concomitante. Elle a eu lieu. Alors, même si le président de l'exécutif n'est pas là, puisqu'il a participé activement à cette discussion, notre question regarde bien Monsieur le Président d'Arc, et je le dis sans équivoque, mais avec beaucoup de respect, dépasse largement le cadre de la politique menée par l'ODARC, et vous en conviendrez. Elle nous concerne tous, ici et à l'extérieur de cet hémicycle, parce qu'elle concerne tous les Corses. Il s'agit très clairement d'un rapport à l'État à redéfinir. Alors, avant de conclure, de poser ma question, je crois qu'il est important, pour la bonne compréhension justement de ce questionnement, de vous dire, comme je vous le disais en préambule, que cette mise en norme qui regarde donc le dessin même de l'académie, il y a quand même encore 48 000 élèves qui sont concernés en termes de moyens matériels, de ressources humaines, de programmes à mettre en œuvre. Ça regarde finalement la souveraineté pédagogique qui conditionne l'avenir d'un peuple, tout simplement. Alors, bien entendu, aujourd'hui, la question est beaucoup plus simple, même si vous avez compris qu'elle déborde, que l'initiative
au-delà du 31 mars, comptez-vous prendre pour régler ce problème politique de rentrée scolaire 2025 et surtout pour assurer, et je le répète, la maîtrise par la Corse de ses choix pédagogiques en matière d'éducation. Je vous remercie. Merci Samir. Alors, qui doit répondre? Mais livrez-les. Je vous en prie. Madame la Présidente, ringrazio per la vostra questione. Tout d'abord, je tiens à saluer la conscience et la détermination des jeunes et des enseignants pendant ce conflit, ainsi que le soutien des différents élus, des différents syndicats et de la Chambre d'agriculture lors des différentes mobilisations. Sur votre analyse, je vous rejoins tout à fait. Je vous rejoins tout à fait sur l'analyse du temps d'heure, du temps de gestion, du temps de... Après, même au niveau de la formation, ça dépasse complètement l'aspect agricole. Après, je vous répondrai à la question telle que je l'ai reçue, Depuis 2 semaines, les annonces de baisse de moyens alloués par le ministère de l'Agriculture ont provoqué une forte mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative agricole corse. Une des revendications porte sur le maintien de la dotation globale horaire allouée à l'enseignement agricole corse qui s'élève actuellement à 32 680 heures contre 30 776 annoncées par l'État pour l'année 2025-2026. Cette baisse annoncée de la DGH, annoncée par l'État, aurait de fortes répercussions négatives, regroupement de classes sur le tronc commun, non-financement d'ouverture d'options et de classes. La volonté politique de notre collectivité à développer la formation agricole pour arriver à une agriculture de production et à l'autonomie alimentaire est claire et s'est traduite par un véritable projet pour la rénovation et la modernisation de nos établissements agricoles avec plus de 18 millions d'euros d'investissement depuis 2015. Le premier acte politique du président de l'exécutif lors de son déplacement à Sarthe a été de rénover l'internat du lycée agricole pour 1,4 million d'euros. 2 BTS entièrement financés par la collectivité de Corse, vous l'avez rappelé. Ce choix politique a été largement payant puisqu'en 5 ans, nous avons installé 200 jeunes agriculteurs. Nous sommes aujourd'hui la seule région de France à avoir une augmentation de plus 4,7% sur l'installation, alors que la plupart des autres régions françaises ont un taux négatif. Comme vous le savez, notre agriculture est très diversifiée, avec pratiquement toutes les filières représentées, en filière animale, caprin, ovin, bovin, porcin, avec transformation et des races locales adaptées à nos spécificités. En production végétale, viticulture, arboriculture, maraîchage et d'autres. Cette diversité entraîne des formations spécifiques très diverses, avec souvent des taux de remplissage faibles et un fort encadrement, mais avec de très bons résultats en fin de parcours d'enseignement. En comparaison, les autres régions françaises n'ont pas cette diversité de production sur leur territoire. À l'initiative du président du Conseil exécutif, une réunion s'est tenue avec des représentants de la Chambre d'agriculture, de la communauté éducative et de syndicats, s'est tenue mardi à la collectivité de Corse. À cette occasion, les participants se sont entendus sur les 3 points suivants. Le constat du non-respect de l'application partielle du statut particulier de la Corse de 2002, qui confère des prérogatives à la collectivité de Corse en matière de structure pédagogique générale des établissements et l'élaboration de la carte de formation. Compte tenu des spécificités de la Corse, insularité, démographie, besoin de structuration d'une agriculture de production, les règles du statut particulier de la Corse doivent primer sur les règles de droit commun inadaptées et inapplicables à la Corse. La loi organisant l'exercice de la compétence éducation en Corse prévoit notamment que les moyens affectés pour la mise en œuvre de la carte des formations doivent être validés par une convention signée entre l'État et le président du Conseil exécutif de Corse. Or, cette convention n'a pas été signée concernant les moyens alloués aux 2 lycées agricoles de la Corse. Cette carence légitime un réexamen du volume horaire alloué aux 2 établissements.
Deuxièmement, la sécurisation des moyens alloués de l'enseignement agricole par le biais d'un accord pluriannuel sur la base de la carte des formations arrêtée par la collectivité de Corse, garantissant ainsi la qualité de l'enseignement agricole sur le moyen et long terme. Enfin, l'engagement d'une réflexion entre l'État et la collectivité, la Chambre d'agriculture, la communauté éducative en faveur d'un enseignement scolaire adapté aux réalités insulaires, par une mise hors norme des établissements agricoles, à l'instar de ce qui avait été fait pour l'Université des Corses. Ce débat est à intégrer dans le cadre de la révision constitutionnelle visant à consacrer un statut d'autonomie pour la Corse. Comme vous pouvez le constater, depuis 2 semaines, la CDC et l'ensemble des intervenants s'est employé à trouver des solutions et des moyens pour pérenniser le développement, la formation pour notre jeunesse. Dès lundi, se tiendra une réunion de travail en présence de l'État, de la CDC, de l'intersyndicale des lycées agricoles, afin que la rentrée 2025 se passe dans de meilleures conditions. Ringraziavi. Ringraziavi au Presidente. L'ultima domanda a bocca è quella che è stata percorsa in fronte da Marie-Claude Branca nel calendario scolare. Avete la parola. Madame la consigliere esecutiva in carica dell'educazione. Adattare il calendario scolare è una delle nostre competenze e anche se la capacità di adattazione è veramente ridotta. Ma ci dà quantunque la possibilità di far valere la nostra maniera di vedere. Difatti non si tratta mica semplicemente di scegliere i dati di vacanze, ma di riuscire a mettere in piazza un calendario che corrisponde a una vera scelta di società. L'anno passato l'anziana consigliera esecutiva in carica dell'educazione ha unito parecchie volte i gruppi dell'Assemblea, i sindicati insegnanti e i parenti di lei per un vero lavoro di concertazione. Eravamo riusciti a far valere la nostra proposta di periodi di 6 settimane di lavoro da gennaio a febbraio e da marzo a aprile. Questa proposta era più adattata al ritmo dei cittadini. D'altronde, alla fine di questo rapporto abbiamo rammentato la nostra volontà di ottenere, in un quadro dell'autonomia, competenze educative che ci permetteranno, tra l'altro, di elaborare un calendario specifico e adatto alla realtà della nostra isola. Quest'anno, per il momento, non abbiamo avuto nessuna notizia. Madame la consigliera esecutiva, a che diciamo? Aspettate decisioni di un ritirato senza proporre nulla o avete deciso di parlarne prima in cui ritirato e di tenerci a capo dopo? O pensate da unirci presto per riflettere in un primo tempo ai cambiamenti possibili per quest'anno e in un secondo tempo per riflettere a un progetto solido per l'avvenire della nostra scuola, della nostra gioventù e della nostra società. Vi ringrazio. Ringraziabi, cara consigliera, ad rispondere Lauda Guidicelli, che ha oggi in carica di scuole e di un calendario scolare. Ringrazio il Presidente. Signora consigliera, vi ringrazio per la vostra domanda. Come sapete, sono incaricata dell'educazione da voi qualche settimana. Ho voluto informarmi di iscritti ufficiali per rispondere per un meglio alla vostra sollecitazione. L'avete detto, l'adattazione di un calendario scolare non è mica una competenza dell'Assemblea di Corsica, come è specificato nell'articolo di 5021-6 modificato per decreto 2019-1553 di 30 di dicembre 2019, articolo 1, i rettori dell'Accademia di Corsica, di Guadeloupe, di Guyane, di Martinique, di Mayotte e di Réunion
poi hanno adattato il calendario nazionale per via di una Stato per 3 anni, fissando calendari scolari che tengono conto di specificità di ogni regione concernata. L'articolo precisa che l'Assemblea di Corsica è consultato per la decisione di stabilire i calendari triennali. Sino a l'Assemblea di Corsica dava un avviso non al calendario ogni anno, malgrado il fatto che il testo prevede un calendario non a 3 anni. Da poi parecchie settimane abbiamo moltiplicato i scambi con il rettore e ben inteso non a subuntu. Abbiamo confermato con il Presidente che non eravamo opposti all'idea di lavorare all'elaborazione di un calendario triennale. Il rettore ha invitato il Consiglio esecutivo, Madame Santucci e io stesso, l'organizzazione sindacale e federazione di parenti di scolari e altri attori dell'educazione a una prima riunione di un gruppo di lavoro congiunto dedicato all'elaborazione in comune di progetti di calendari scolari. Propongo a vostra Assemblea, con l'accusante del Presidente della Commissione dell'Educazione, della Cultura, della Coesione Sociale e degli Imbuschi Societali, ma Fagni, dopo questa riunione, di fare un punto per rendere conto dei nostri scambi e di informare le eletti di questi primi lavori. Ve l'assicuro, contando a voi, come attore di questa Commissione, per darmi il vostro parere, la vostra analisi con la vostra esperienza di insegnante, a non al calendario che sarà costruito. Posto che so che conoscete bene i nostri giovani, i ritmi scolari e la specificità come da altri membri di questa Commissione che sono professori. Rilevati da altri punti che saranno possibili che in un quadro di un statuto di autonomia. Penso che questi punti sono più che conosciuti dal Presidente e ben intesi e porteranno subito che ne avrà l'occasione di stessa maniera che abbiamo portato sino a richieste relative alla gioventù e allo sport. Infine, signore consigliere, vi confermo che il Consiglio esecutivo non aspetta mica un rettorato che il rettorato gli dice ciò che la deve fare per muoversi. Quando non abbiamo competenze per decidere, abbiamo, quando non abbiamo avvisi consultativi, abbiamo di noi, anche se abbiamo concedo è proprio limitato il nostro ruolo. E quando il diritto non ci dà piena competenza e che un partenario come il rettore ci invita a partecipare a un gruppo di lavoro, in collaborazione, ci andiamo volentieri. Io, signora consigliera, consulterò la vostra assemblea per elaborare politiche che condurranno non all'educazione, ma anche non alla delegazione, perché sono convinto che noi siamo più forti quando noi siamo uniti politicamente e questo soprattutto quando le ci vuole lavorare per la nostra gioventù e dunque per la bene della nostra isola. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Dunque, abbiamo compiuto la seduta di domande a Boc. All'ultima sessione, ricordate, abbiamo parlato dopo mezzogiorno o Enderi, che l'usinerà andato di maniera appena dura Polo Chilichini, o mere di Sartè, ma orosamente da voi l'ultima sessione d'altri eletti se ne sono andati. Nous avons appris le décès de Madame Louisette Nicolai, qui a été la maire de Folce-Bilzec de 2001 à 2008. Et puis, plus récemment, le décès de Monsieur Jean-Baptiste Taffanelli, premier adjoint au maire de Morozai, donc Monsieur Cognetti, et évidemment que Cathy Cognetti connaît très bien. Un agent aussi de la collectivité est décédé, c'est Monsieur Paul Roux, qui était agent de maîtrise en protection de l'environnement, si mes renseignements sont bons, dans la micro-région de Santa Maria Sique. Il travaillait donc dans cette région-là et nous pensons bien évidemment à lui et à sa famille. Plusieurs personnalités aussi de la société civile sont parties. De manière brutale, vous le savez, j'en parlerai dans un instant dans mon allocution d'ouverture, Pierre Alessandri, donc militant nationaliste, syndicaliste agricole, fortement engagé, qui a été assassiné sur sa propriété le 19 mars dernier. Il avait 55 ans. Est également décédé un'altra figura di un nazionalismo corso, Gian Pedro Arrighi, che era di noi un grande sportivo,
ma riguardato sto barbudo, mustacciudo che corria in tutti i sensi, ma che si è battuto di noi a pro di Gorsi e di Gorsica. E poi di noi se ne è andata una bella età a 104 anni, Pedro Casanova, uno dei fondatori di La Desec. Dunque una vita sana consacrata alla lingua corsa, alla sua pedagogia di Rastidu d'Ore e ha avuto una bella ritirata, posto che è morto a 104 anni et pensiamo di noi alla sua famiglia. Et puis je voudrais dire un mot aussi, avoir une pensée pour l'actrice Émilie Duquesne, qui est la femme de Michel Ferracci, belge, talentueuse, mais qui avait été adoptée et qui avait adopté Portueto et sa micro-région, qui était une fille de cœur et surtout vraiment une chic fille. Voilà, je me permets de le dire. Dunque, soprattutto di gente giovane, più anziane, assai anziane, certi morti di malattia, un maurosamente assassinato, pensiamo a tutti elli e a loro famiglie. Avete la parola. Io vorrei più la parola prima per parlare di Jean-Pierre Arrighi, che se ne è andato in pace in cui i suoi in Giraello, ne parlava stamane in sua figliola, aveva incontrato un nazionalismo al momento dell'Iria nel 1975 e si trovava nel suo paese di Pilaganale, era giunto Natale Lugiani per prevenire che c'erano i pochi militanti che erano un traccio di Cuba in Aliria a ferma che voi sapete. E dopo sono stati per Jean-Pierre 50 anni di lotta, di impegno e di militantismo esemplario. Di sicuro a livello politico è stato di tutte le mosse, di tutte le manifestazioni, di tutte le lotte, ma di noi un impegno sociale, associativo, umanistico, faceva parte della Lega dei diritti dell'uomo, un impegno di noi internazionale perché teneva a cuore il suo popolo, ma non staccava mica la lotta per riconoscenza dei diritti del popolo corso, di tutte le altre lotte. Era andato in Palestina, era andato in America Sudana, ha girato il mondo sempre per difendere gli stessi valori. Infine aveva passione di corsa a piedi e spero che oggi corre tranquillo e appoggiato. Jean-Pierre se ne è andato, era a sera e alla traccia di sua vita è partito in pace. Non è mica la stessa per un nostro amico Pedro Alessandri. Pedro Alessandri era un lavoratore, un agricoltore, un sposo, un babbo di famiglia che si appuntava a lasciare la sua esplotazione, aveva chiamato sua moglie, sua figliola, per riunirli per la processione di Amadonuccia, una stonda di pace, fratellanza, spartera, comunione. Aveva compiuto la sua giornata di lavoro, è stato assassinato. È morto in delle racce, sapete, di sua mamma, che l'ha acciucciato e ha cercato di salvarlo. La sua morte ci lascia acciaccati, tristi, disperati, in collera, affannati. Voglio
in qualche parola parla prima di un giovanotto che è stato, posto che ha avuto la fortuna, come parecchi altri, di conoscerlo quando era cidellone, cominciava all'università, era in prima nata, e su giovanotto era di già all'epoca l'uomo che è diventato uomo, sano, intero, deciso, colmo a passione, a valori e a ideale. Non posso mica parlare di Pedro senza parlare di Asomoy a Talù. Si sono incontrati studenti e hanno fatto la strada di vita insieme e non si può manco dire quante li si dignano caro, soprattutto che la sua casa si era arricchita di una nascita di sua figlia tanto amata anche mia. Era un giorno che gli piaceva fare festa, che gli piaceva cantare, che gli piaceva sorte, era già ingaggiato come militante nazionalista, come sindicalista studentino all'epoca, ma aveva già la sua passione di Adara e ci ricordiamo, ero in quasi moglie di una serata che noi abbiamo passato un Bogugnano, il suo paese, l'aspettavamo e un giudì amica perché chi curava i suoi bonsai, che l'aveva colto lungo al cammino di Varo. Dunque era già presente l'uomo che è diventato un due giovanotto. Abbiamo parlato di un studente, di un militante e era felice di ciò che lo faceva. Aveva, mi pare, tre passioni, il suo ideale per la Corsica, la passione di sua famiglia, di sua moglie, di suo figlio, ma mica solo, posto che aveva i suoi parenti, la sua sorella, la famiglia di sua moglie, in dove sapete, la sorella di lui aveva perso un marito, Claudio Olivesi, che aveva lasciato tre zitelli giovani che tenevano per quasi quanto un babbo, e il suo ideale, la sua famiglia e la sua Dara. Lavorava a Dara e sa Dara l'ha innacquata prima di uso dolore e dopo, per un nostro dispero, di uso sangue. Allora mireremo ciò che la dicerà la giustizia di assassinio, ma per noi riomba come un ciocco di campana o gioco di un mortorio in una vita che è stata spolata, un mortorio di una nostra gioventù felice, di l'amicizia eterna, un mortorio per una parte forse di nostre speranze, perché di modo generale ci abbiamo che sta Dara, il nostro paese, che noi teniamo tanto caro, tomba oggi i suoi violi e qualche volta i suoi violi i più preziosi.
e questa non abbiamo mica città perché ci sentiamo impudenti, ci sentiamo disperati e bulariamo tanto che non fosse mica cauda, ma non si può mica tornare indietro. Allora, esse affianca i suoi, suo papà, sua mamma, sua sorella, sua moglie, sua figlia, tutti i suoi, affianca ai suoi amici, spero e penso che ne abbiamo parte, e poi continuare a credere, a lottare, a sperare e soprattutto a costruire a base, a costruire un paese di base perché abbiamo straziato troppo. E questa morte tragica e ingiusta, una di più, una di troppo, ma mai non avremmo potuto pensare che sa fare questi a cane, eppure è accaduto. Allora abbiamo insieme una pensata per lui, per i suoi, e cerchiamo a fare che il presente è la bene per i nostri figli, sia una bene felice e di pace. E ma va a Diama. Ringrazio la nostra segretaria di sedute. Ecco, abbiamo un'altra segretaria, Anna Maria Colombani, un bel viso giovane, bon, quello di Bojo, di bello, di Don Jo, e anche Bojo. Dunque, Baïbourou. Angelini Jean-Christophe, représenté par Saveru Luciani. Antonini Daniel. Arrighi Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Pucci Jean, représenté par Véronique Arrighi. Biquerai Didier. Bori Jean-Marc. Borromé Ivanina, représenté par Pierre-Paul. Bodzi Valérie. Branca Marie-Claude. Caïtou Colipol Joseph. Campana Françoise. Casanova Servas Marie-Hélène. Chiapini Angèle. Cognetti Turchini Cathy. Colombagne Anna-Marie. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Fédéric. Duval Santa, représenté par Chantal Piedinelli. Fanny Muriel. Philippe Pedrantone. Francisci Paoli Lisa. Galonidi Stria Evelyne. Pierre Diong. Ça me va. Giabiconi Jean-Charles. Giacometti Pireda Josefa. Guidoni Pierre. Le Beaumain Vanine. Le Mao Giansantou, représenté par Paola Mosca. Non, qui est là. Lucchini Jean-Jacques. Lucioni Don Joseph. Luciani Antonia, représenté par Romain Colonne. Luciani Saverio. Marchetti Sandra. Mariotti Marie-Thérèse, représentée par Christelle Combette. Mattei Flora, représentée par François Sourbe. Maupertuis Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondologne Jean-Martin. Mosca Paola. Niva Johnny Nadine. Panzani Jean-Paul.
Pédinelli Chantal, Pierre et Marianne, Pietri Véronique, Paul et Antoine, représentés par Vanina Le Beaumain, Paul et Pierre, Ponce et Vera Juliette, Pozzo di Borgo Louis, Profid Jean-Noël, Quastana Paul, Savelli Jean-Michel, représenté par Jean-Martin Mondelogne, Savelli Joseph, Siatelli Jean-Louis, représenté par Marianne Pierre, Sorba François, Teregui Charlotte, Tiberi Julia, Valdrighi Hervé, Vanni Hyacinthe, Vinciguerra Alex et Volimacci Charles. Oggi Presidente di l'esegudio, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica. Nous ouvrons cette session dans un contexte lourd, marqué par de nouveaux épisodes de violence, de mort, et croyez-moi, j'ai beaucoup de mal à m'y résoudre. Si je vous dis que je ne peux m'y résoudre, c'est que je crois, comme vous tous ici, qu'un autre chemin est possible, que nous ne pouvons accepter ou nous résigner à vivre en normalisant, en banalisant, voire en oubliant ces actes. Bref, vivre en détournant le regard. Derrière chaque acte de violence, derrière chaque mort, ce sont des vies brisées, des familles éclatées, l'espoir en la vie et l'humanité qui s'en va. Mais j'en suis convaincue, rien ne peut naître d'autant de souffrance et de désolation. Et pourtant, il est des parcours qui forcent l'admiration et qui démontrent que ni les pressions, ni les menaces, ni la mort n'empêchent de croire à un futur meilleur. Et Pierre Alessandri était de cela, de ceux qui ont fait de l'engagement le moteur de leur vie. Déjà à l'université, ou comme le président, je l'ai connu, puis dans le monde agricole. Un engagement syndical pensé pour servir un idéal, une agriculture de qualité, respectueuse de notre terre. Pedro di Boia Facultà a eu des gisu di uvilu di azoid, campa in Corsica, pepruge gorsu, cirquando sempre a gualida, in cui rispetto di nostri valori. Ce sens de l'engagement, c'est ce que je voudrais que nous puissions conserver au milieu des larmes et de la douleur de ses proches, car c'est cela qui nous permet encore et toujours d'avancer. Et si nous ne devions retenir qu'un mot des nombreux hommages qui lui ont été rendus, c'est le mot terre, Adar. Il avait cet attachement viscéral à la terre et la savait en danger. Ne pas se résigner signifie reconnaître que l'attention de Pierre Alessandri, sa vigilance extrême pour notre terre, était légitime. C'est dire haut et fort que son engagement n'est pas vain, puisque ce combat était et reste pour celui de nombreux Corses et qu'il transcende les générations. Mais c'est surtout affirmer que ce combat est actuel, car la terre n'est pas un slogan des années 70 et encore moins une idée nostalgique. Les faits le démontrent, et cela a été évoqué par le président de l'Agence de l'urbanisme en réponse à la question de Don Joe Lucioni. En Corse, en 15 ans, le coût du foncier a augmenté 4 fois plus vite que sur le continent. Comment est-ce possible? Ce chiffre simple s'explique par l'effet combiné de plusieurs tendances. D'abord, l'offre de foncier, structurellement limitée par l'insularité,
est impactée d'une part par la stratégie des acteurs qui déterminent le rythme et les volumes des ventes, de l'autre par celle des usages qui déterminent si une terre sert à l'agriculture, au logement, à l'activité commerciale ou ne saurait être exploitée ou artificialisée. Or, ces stratégies et ces usages ont fortement évolué depuis 40 ans. En 1970, on dénombrait 9000 exploitations agricoles. Il n'y en avait plus que 2836 en 2020. En 2020, nous sommes en 2025. Dans le même temps, et en miroir, notre île a vu l'artificialisation augmenter et la construction de logements, plutôt que d'accroître l'offre pour réduire les prix, s'est focalisée sur les résidences secondaires qui représentent aujourd'hui un logement sur 3. Les prix, inéluctablement, ont flambé. Entre 2010 et 2020, ce sont les chiffres de l'AUE, alors que le PIB a augmenté de 11,4%, le montant des transactions a augmenté de 41%, 4 fois plus. Les usages du logement, eux aussi, ont muté. Une récente étude de l'AUE et de l'ATC, qui a été publiée en fin de semaine dernière, et je remercie les présidents de ces deux institutions, nous révèle qu'un logement sur 5 est proposé en meublé de tourisme dans certaines micro-régions, pour atteindre 30% dans certaines communes. Meublés de tourisme qui ont généré en 2024 375 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 30% en seulement 2 ans. Je ne pense pas que le prélèvement de la taxe de séjour, puisque nous allons parler budget cet après-midi, est augmenté demain, est augmenté dans les mêmes proportions. La demande, elle, croît essentiellement et mécaniquement, vous le savez, sous l'effet de la croissance démographique et de l'activité économique, et en particulier du tourisme. Voilà pour les faits. Concernant maintenant la théorie, en théorie, il n'y a jamais de problème en théorie. En théorie économique, normalement, offre et demande s'équilibrent sur les marchés fonciers et immobiliers comme sur tous les marchés, autour d'un prix qui est dit juste. Or ici, ce jeu est faussé depuis trop longtemps et le prix est largement surestimé. La croissance de la rentabilité de la terre, ce que l'on appelle la rente foncière, est en quelque sorte indue. Et plutôt que de générer un développement équilibré et juste, d'accroître le niveau de vie global sur notre île et de réduire les inégalités, parce qu'on pourrait considérer que c'est une richesse, cette perspective de rente spéculative porte atteinte aux mécanismes réellement productifs, mais aussi aux mécanismes de redistribution qui les accompagnent dans toute société développée. Alors pourquoi ? Parce que la surestimation de la rente foncière limite, et ça personne ne le dit jamais, limite aussi les profits de la production, de la véritable production, tout autant qu'elle oppresse le revenu du travail, c'est-à-dire les salaires. À cela s'ajoute le sentiment de dépossession, sans compter les difficultés d'accès à la propriété, voire tout simplement au logement, nous l'avons dit tout à l'heure, qui est, je le rappelle, tout autant un besoin primaire, tout le monde a besoin de se loger, qu'un droit fondamental, reconnu par l'Union européenne. Et c'est ainsi que la rente en Corse a aiguisé les appétits, a exacerbé les pressions, que celles-ci soient induites par les mécanismes naturels du marché ou qu'elles s'exercent en dehors du droit. De sorte qu'aujourd'hui, la terre se retrouve au cœur de ce que nous avons défini collectivement le mois dernier comme des pratiques portant atteinte à notre vivre ensemble. Dès lors, les lois du marché doivent être davantage régulées et le droit davantage appliqué. Si la terre est un des fondamentaux du combat nationaliste historique, elle doit aujourd'hui devenir la cause de tous. Et je sais que dans l'opposition aussi, beaucoup de personnes sont motivées pour réfléchir à des dispositifs sur le sujet. Elle doit être d'ailleurs le véritable socle
de notre action en ce qu'elle détermine les conditions absolues d'existence et de vie sur cette île. Aussi, pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui en ont fait le combat d'une vie, la Terre, au-delà de sa valeur symbolique, émotionnelle et anthropologique, au-delà aussi des mécanismes économiques que j'ai évoqués tout à l'heure, elle devra bénéficier d'une attention de chaque instant lorsque nous aurons à aborder, tant à droit constant avec la révision du PADUC que dans le cadre d'une révision constitutionnelle avec les nouveaux dispositifs qui pourraient en découler. En conclusion, le combat pour la Terre est plus que jamais d'actualité. Et à l'heure où nous présenterons un ouvrage sur les 40 ans de cette institution, tout à l'heure, et au moment où nous allons débuter les célébrations autour de celui qui, il y a 3 siècles déjà, a ouvert pour cette île et son peuple les chemins de l'espoir et de la liberté, je nous invite à puiser collectivement dans les forces de ce passé riche de mobilisation et de lutte. Un passé qui doit continuer à irriguer nos engagements présents et futurs pour la construction d'une Corse libérée de ses maux et émancipée. A ringraziarvi. Président, vous voulez vous exprimer? Bien. Merci. Donc, nous allons passer au premier rapport concernant les désignations. Après avoir adopté le procès-verbal de la session des 27 et 28 février. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Merci. Nous allons donc tout de suite, et nous allons faire cela avant la pause méridienne, procéder à la modification de la composition, je parle du rapport 59, des commissions thématiques de l'Assemblée de Corse, suite au remaniement qui a eu lieu à l'exécutif. Vous le savez, je ne refais pas la démonstration. Il m'est indiqué par le groupe FAPOB un certain nombre de propositions. Pour la commission de contrôle, sont désignés membres de la commission, seraient désignés, s'il vous plaît, sont proposés pour la commission de contrôle, M. Jean-Paul Panzani et M. Alex Vinciguer. Pour la commission des compétences législatives et réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse, Anna Maria Colombani, Pedrantone Filippi et Jean-Paul Panzani. Pour la commission des affaires européennes, relations internationales et méditerranéennes, Antonia Luciani, Jean-Paul Panzani, Jean-Noël Profidi. Désigné aussi pour la commission des politiques de santé, Jean-Paul Panzani. Je soumets à votre approbation ces désignations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est... Alors, non-participation dont sauf. Qui est pour? Je me tourne vers le groupe. Ou vous voulez une désignation par commission? C'est bon? On fait un... Tout le monde est d'accord? Bien, donc... est adopté.
Concernant information, la constitution des bureaux des commissions de l'Assemblée, nous en avons décidé hier en commission permanente. La désignation des bureaux se fera d'ici. La désignation des bureaux se fera d'ici demain. Merci. Je pense que les présidents sont informés des différentes commissions. Veuillez procéder aux élections de bureaux, à la constitution des bureaux dans chacune de vos commissions. Le rapport 65 qui concerne l'élection complémentaire des représentants de l'Assemblée au SDE de Corse du Sud. Donc, visiblement, il va y avoir deux démissions de membres du SDE. J'informe que la démission doit être adressée au SDE et non pas à la présidente de l'Assemblée. Vous nous informerez ensuite de qui est proposé pour les remplacements et nous organiserons une élection d'ici demain, puisqu'il faut faire une élection de manière formelle. Merci. Concernant maintenant, alors c'est le petit moment un peu difficile, je sais, en fin de matinée, particulièrement rempli et légèrement agité, c'est la modification des désignations de membres de l'Assemblée au sein de tous les organismes. Donc, c'est bon. D'être la moins pesante possible, de tenir un bon rythme. Alors, on y va. Pour l'Agence du tourisme de la Corse, Vanina Chiarelli-Luzzi, il s'agit donc de modifications également induites par le remaniement qu'il y a eu au Conseil exécutif. Donc, Vanina Chiarelli-Luzzi sera remplacée par Marie-Hélène Casanova-Servas. À l'Agence de l'urbanisme, Anne-Laure Santucci sera remplacée par Hervé Valdrighi. Il y a aussi une désignation qui est opérée là, suite à l'élection de Xavier Lacombe comme député. Il sera remplacé par Charles Volimacci. À l'Office de l'environnement, Anne-Laure Santucci est remplacée par Jean-Paul Panzani. Jean-Félix Acquaviva remplacé par Jean-Marc Borri. Anna-Maria Colombani par elle-même, pardon. Parce que oui, certains sont sortis, veuillez m'excuser, certains sont sortis momentanément et puis ils sont revenus formellement, il faut le signaler et le voter. À l'Office d'équipement hydraulique de la Corse, Paola Mosca remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi. Jean-Paul Panzani réintègre l'Office et Hyacinthe Vagne remplacera Joseph Savelli. À l'agence, à l'ADEC, Joseph Savelli retrouve son poste, son siège, Jean-Paul Panzani aussi. À l'Office des transports, Jean-Paul Panzani retrouve son siège. Evelyne Galloni-Distria remplacera Jean-Félix Acquaviva. Jean-Paul Panzani récupère son siège à l'Office foncier. Antonia Luciani y remplacera Jean-Félix Acquaviva. À l'Audarc, Anna-Maria Colombani retrouve son siège. Hervé Valdrighi remplacera Frédéric Dansari et Jean-Paul Panzani remplacera Lisa Franchici. À l'Office public de l'habitat, Joseph Savelli récupère son siège.
J'essaye de varier pour que ça soit moins monotone, et ne pas vous lasser. À la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur de Haute-Corse, Hyacinthe Vagne remplacera Anne-Laure Santucci. Il y a des suppléants. Anna Maria Colombani retrouve son siège de suppléante. À la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de Haute-Corse, Joseph Savelli remplace Anne-Laure Santucci. Anna Maria Colombani retrouve son siège. À la commission départementale de la présence postale territoriale de Corse du Sud, Jean-Paul Panzani récupère son siège. À la commission régionale consultative du Fonds pour le développement de la vie associative, Anna Maria Colombani récupère son siège. Au conseil d'administration de la CADEC, Jean-Paul Panzani retrouverait son siège. Pour le SRDE2I, Jean-Paul Panzani se remplace lui-même. À la commission départementale d'aménagement commercial, 2B, Antonia Luciani remplacera Jean-Félix Acquaviva. À la commission départementale d'accès au droit, Joseph Savelli remplacera Anne-Laure Santucci. À la commission consultative des gens du voyage, Hyacinthe Vagne remplacera Anne-Laure Santucci. À la commission régionale de l'habitat et de l'hébergement, s'il vous plaît, Joseph Savelli retrouve son poste, son siège, et Anna Maria Colombani aussi. À la commission de coordination et d'évaluation des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, Joseph Savelli retrouve son siège. À la maison des adolescents de Bastia, ah oui, Joseph Savelli ira à la maison des adolescents, il retrouve son siège. Et puis Anna Maria Colombani aussi. Au conseil de surveillance des établissements publics de santé de Corse du Sud, CHD Castelluccio, Jean-Paul Panzani retrouve son siège. Au comité de programmation du groupe d'action locale, donc le GAL, Unadar Douimari, Cap Corse Concador ou Cab, Juliette Pontsevira remplacera Anne-Laure Santucci et Anna Maria Colombani remplacera Juliette Pontsevira qui était suppléante. Au comité de programmation du groupe d'action locale de Corse du Sud, donc GAL Corse du Sud, je n'ai pas le nom précis, c'est Jean-Paul Panzani qui retrouve son siège. À la commission, c'est là qu'on voit les gens importants, hein. À la commission régionale de suivi et d'évaluation des plans déchets, c'est Antonia Luciani qui remplacera Jean-Félix Acquaviva. À la commission consultative d'évaluation et de suivi du plan territorial de prévention et de gestion des déchets, c'est Jean-Félix Acquaviva, qui laisse sa place à Antonia Luciani. Au comité de massif de Corse, pour l'instant, je n'ai pas de modification. Au syndicat mixte de l'abattage, il y a juste un remplacement. Non, ce n'est même pas un remplacement. Jean-Paul Panzani retrouve sa place de suppléant. Au syndicat mixte du grand site de Concador, donc au vignoble de patrimoine, Golfe des Enfiorenses, Anna Maria Colombani retrouve sa place et Joseph Savelli aussi. Au syndicat mixte du parc, Alexandre Vinciguerra remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi. Marie-Hélène Casanova-Servas remplacera Anne-Laure Santucci. Antonia Luciani remplacera Jean-Félix Acquaviva. Jean-Paul Panzani retrouve sa place. Et Anna Maria Colombani aussi. Au conseil de gestion du parc marin d'Iugabigursu et d'Ilagriade, Joseph Savelli remplacera Anne-Laure Santucci et Anne-Maria Colombani remplacera Juliette Pontsevira. Au conseil des rivages de Corse, Françoise Campana remplacera Anne-Laure Santucci et Antonia Luciani remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi. Au CAUE,
Hervé Valdrighi remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi. Au Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, le CODERST de Corse du Sud, c'est Jean-Paul Panzani qui retrouve sa place. Au comité syndical du syndicat mixte pour le chauffage urbain de Corti, Paola Mosca remplacera Jean-Félix Acquavive et Anna-Maria Colombani retrouve son poste. Au conseil, son siège. Au Conseil des sites en formation du patrimoine et de l'architecture, c'est Paola Mosca qui remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi comme suppléante. Au Conseil des sites, maintenant pour la formation faune sauvage captive, Jean-Paul Panzani retrouve son siège. Au Conseil maritime de façade de Méditerranée, Françoise Campana remplacera Anne-Laure Santucci. Au Comité territorial de la biodiversité, Antonia Luciani remplacera Anne-Laure Santucci. Nadine Nivagioni remplacera Anne-Laure Santucci au Conseil académique de l'éducation nationale. Alexandre Vigiguer remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi pour le comité régional de l'emploi, de la formation et de la formation professionnelle, c'est le CREFOP. Il y a là un suppléant qui est Jean-Paul Panzani qui se remplace lui-même. Concernant le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle, donc du CREFOP à nouveau, Alex Vinciguer remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi, Jean-Paul Panzani se remplacera lui-même. Ça, c'est pour le bureau. On a fait le CREFOP et là, le bureau du CREFOP. Pour le conseil d'administration de l'école maritime et aquacole Jacques Fajanet et de Bastia, Anna-Maria Colombani remplacera Anne-Laure Santucci. Pour le conseil des établissements du second degré, alors là, il y a plusieurs lycées et collèges. Pour le lycée Giogante de Casabianca, Anna-Maria Colombani retrouve son siège. Pour le conseil des établissements du lycée technique, Paul Vincenzini, Anna-Maria Colombani retrouve son siège. Pour le collège Giraud, Joseph Savelli retrouve son siège, Anna-Maria Colombani aussi. Pour le collège de Montésor, Anna-Maria Colombani retrouve son siège. Pour le collège Saint-Dizier, Joseph Savelli retrouve son siège de suppléant. Pour le collège Simon Vinciguer, Joseph Savelli retrouve son siège, Anna-Maria Colombani aussi. Pour le collège de Louri, Juliette Pontsevera remplacera Anne-Laure Santucci et Anna-Maria Colombani, Juliette Pontsevera. Pour le collège de Saint-Florent, Anna-Maria Colombani, pour le collège de Saint-Florent, Anna-Maria Colombani remplacera Anne-Laure Santucci. Pour le lycée professionnel Fred Scamaroni, Joseph Savelli remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi et Anna-Maria Colombani, Joseph Savelli, en suppléant. Pour le lycée professionnel Jean Nigoli, Anna-Maria Colombani retrouve son siège, Joseph Savelli remplacera Vanina Chiarelli-Luzzi. Pour le lycée Jean-Paul de Rocazère, à Impurtiuetu, Jean-Jacques Lucchini remplacera Jean-Paul Panzani et Jean-Paul Panzani remplacera Jean-Jacques Lucchini. On dit Gounund, hein. Pour le collège de Bonivadio, Jean-Paul Panzani retrouve son siège. Pour le collège Jacques de Rocazère, il l'est. Jean-Jacques Lucchini remplace Jean-Paul Panzani et Jean-Paul Panzani remplacera François Sorba comme suppléant. Sur cette partie-là des désignations, j'ai omis tout à l'heure deux choses. Alors, pour le comité de massif, je n'ai rien omis, mais j'invite le groupe majoritaire à nous faire parvenir des informations. Et concernant le conseil académique de l'éducation nationale, j'ai oublié les suppléants. Donc, Nadine Nivagioni, elle devient titulaire. Les nouveaux suppléants seraient Jean-Paul Panzani, Frédéric Dansari, Sandra Marchetti, Anna-Maria Colombani. Je continue.
On y est presque. Là, c'est la désignation de conseillers à l'Assemblée de Corse au sein d'autres organismes. Bon, enfin, ça continue en fait, c'est la même chose. Hein. Je ne vois pas pourquoi il y a un sous-titre. Donc, on continue. Pour le collège de Portivetto, Jean-Jacques Lucchini remplacera Jean-Paul Panzani et Jean-Paul Panzani remplacera Jean-Jacques Lucchini. Pour le collège de Portivetti 2, Jean-Jacques Lucchini et Jean-Paul Panzani refont la même manip, si vous en êtes d'accord. Pour le Paolitech à l'université, Pedranto Filippi remplacera Vanina Chiarilli-Luzzi. Pour le CNFPT, Alexandre Vinciguer remplacera Vanina Chiarilli-Luzzi. Pour la commission territoriale des espaces et itinéraires de pleine nature, Pedranto Filippi remplacera Jean-Félix Acquaviva et Anna-Maria Colombani retrouve son poste. Pour le conservatoire de musique et de danse, Henri Tomasi, Joseph Savelli retrouve son siège, Anna-Maria Colombani aussi. Pour le syndicat mixte pour la construction et la gestion de la Cinémathèque régionale de Corse, di Burtivetto, Jean-Paul Panzani remplacera Vanina Chiarilli-Luzzi et Muriel Fagni remplacera Jean-Paul Panzani, qui était suppléant, donc elle devient suppléante de Jean-Paul Panzani, qui est devenu titulaire. Concernant maintenant le conseil scientifique de la Cinémathèque de Corse, concernant le syndicat mixte du Gionsani, Sandra Marchetti remplacera Jean-Félix Acquaviva et Paola Mosca sera suppléante en remplaçant Sandra Marchetti. Pour le conseil scientifique maintenant de la Cinémathèque, Muriel Fagni remplacera Vanina Chiarilli-Luzzi et Jean-Paul Panzani retrouve son poste. Concernant le comité consultatif de la filière audiovisuelle, Muriel Fagni remplacera Vanina Chiarilli-Luzzi. Pour le centre du sport et de la jeunesse, le CSJC, c'est Donjo Lucioni qui remplacera Romain Colonne. Est-ce que tout a été fait ? Procède à 2 vérifications. Alors, on me dit que la commission d'aménagement foncier de Corse, Jean-Paul Panzani retrouvait son siège de suppléant. Donc, en fait, vous mettez Jean-Paul Panzani partout et vous remplacez. C'est bon ou pas? C'était noté? Oui. Bien, ça, on l'a dit. Et au comité territorial de la biodiversité, non, j'ai bien dit que ma secrétaire de séance, Anna-Maria Colombani, reprenait son siège de suppléante. Pas de souci. Voilà. Est-ce que pour le comité de massif, vous avez des informations? Oui. Excusez-moi, Madame la Présidente, je crois qu'il y a une petite confusion sur l'office hydraulique au début. Il faudrait qu'on revienne à l'office hydraulique. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois et là, j'ai peut-être mal entendu. Mais alors, on répète. Pour l'office de l'équipement hydraulique, on a Paola Mosca qui remplacerait Vanina Chiarilli-Luzzi. Ça, c'est bon. On a Jean-Paul Panzani qui reprend son siège. Et après, j'ai Hyacinthe Vagne qui monterait à la place de Joseph Savelli. À la place d'Anne-Laure Santucci. Ah, pardon. Bon, c'est moins grave. C'est bon. Je vois que vous suivez. D'autres remarques, c'est le moment de le dire. On aura toujours à temps de faire une correction d'ici demain, mais si on pouvait faire ensuite, parce que derrière, vous avez bien compris qu'il y a toutes les délibérations, les envois à tous les organismes, et il y a des organismes qui attendent parce que les conseils ne sont pas complets, surtout quand il manque le titulaire et le suppléant. Bien, on est au clair? Pour le comité de massif. Avant quoi? D'accord. Très bien. Donc on va prendre
la décision. Maintenant, je vais soumettre au vote ces propositions, si vous en êtes d'accord. Comme ça, toutes nos désignations sont à jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, les désignations proposées sont validées à l'unanimité. Je vous remercie. Il est... Est-ce qu'on a autre chose à passer, là? Non. C'est bon. Me concernant, j'ai fait ce qu'il fallait. N'oubliez pas le comité de massif et n'oubliez pas aussi le SDE. On fera une élection. Merci. Donc là, pause méridienne. Il est 13h12. Il n'y a pas de déjeuner prévu ici. Vous vous organisez. Par contre, ce soir, nous irons un peu tard et j'ai prévu que l'on dîne ici. Voilà. Pour les commissions, pour les bureaux des commissions, les présidents, s'il vous plaît, la CDNAT se réunira en salle 5, la commission des finances en salle 2 et la commission des évolutions statutaires, des compétences législatives. Ah, pardon, commission culture. Non, c'est parce qu'il y avait l'acronyme, pardon. Dans l'hémicycle. Commission culture ici. Muriel. Ah, je ne sais pas, c'est à vous de vous organiser. Hein. Un quart d'heure avant la reprise. Et on reprend à 14h30. On reprend à 14h30 et je reprendrai à 14h30. Merci.
Piaget. Per Piaget. E Maribia i nostri dibattiti. Zebosi De Bronti. C'est toi. Hein? Per Piaget. So 3 ore e un quarto. Dunque, ma principia i nostri, ribia i nostri travai. Dunque, c'è un primo cartolare che da essere presentato l'esecutivo mi deve dire chi numero o chi tema. Guardate che ci sono altri cartolari che sono mica passati stamane. Il y a le renouvellement partiel des membres de la commission d'appel d'offres. Il y a 3 rapports qui ne sont pas passés ce matin. Deux rapports. Il y a le renouvellement partiel des membres de la commission d'appel d'offres e dopo Dino, les représentants et rappresentanti di Aguletività a conferenza di Sport. Abbiamo passato i 2 primi cartolari e Donc, le rapport, Madame la Présidente, avec votre autorisation sur le renouvellement partiel de membres de la commission d'appel d'offres,
Io rapporto 70. On a des bourgs. Donc, le présent rapport a pour objet le renouvellement partiel de membres de la commission d'appel d'offres, étant précisé que la liste des membres de cette commission est fixée comme suit. Membres titulaires, Louis Pozzo-di-Borgo, Gian Santolemao, Jean Biancucci, Chantal Piedinier, Pierre Paul. Les membres suppléants, M. Hyacinthe Vagne, Mme Colombani, Mme Poncever, M. Pierre Guidon, Mme Julia Tiberi. Le rapport rappelle les règles de désignation et de fonctionnement des CAO. Toutefois, avant de procéder au renouvellement et à l'élection des membres nouvellement désignés, il appartient à l'Assemblée délibérante, conformément à l'article D1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. Les candidatures prennent la forme d'une liste. Si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire la représentation au plus fort reste. Je vous propose en conséquence d'accepter le dépôt des listes et de pouvoir procéder par suite à l'élection partielle des membres de l'Assemblée de Corse au sein de la commission d'appel d'offres. Monsieur le Président de l'exécutif, pour l'ouverture, donc pour ce rapport et l'ouverture de la procédure, étant entendu, bon là, évidemment, on va soumettre au vote le principe général pour ce renouvellement partiel, mais l'élection interviendra ultérieurement. On est bien d'accord, hein? Pas lors de cette session. Moi, je n'ai pas été saisie sur ce sujet-là. Hein. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ouvrir à la suite du rapport du président de l'exécutif? Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on procède à ce renouvellement partiel qui est nécessaire? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc, nous sommes d'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur le Président? Je n'ai pas participé aux travaux en amont de la session, mais il me semblait, bon, l'opposition est représentée au sein de la CAO en général. En général, on ne fait qu'une liste, et je pensais que la composition de cette liste, donc les noms composant cette liste, avait fait l'objet d'une discussion au sein de l'Assemblée de Corse, et que l'on pourrait procéder aujourd'hui à ce renouvellement. Non, pas encore. La discussion n'a pas eu lieu sur le sujet et personne ne m'en a averti, mais ce n'est pas, un problème. Maintenant, nous le savons et nous essaierons d'organiser d'ici demain soir les élections en conséquence, puisque de toute manière, nous avons aussi une élection pour le SDE, les représentants au SDE. Merci. Bien, donc la procédure va être, en tout cas, élancée désormais et nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Bien, il y a un deuxième rapport qui relève des activités sportives. Si la conseillère est là, oui, donc cela concerne les représentants de la collectivité à la conférence du sport. Je vais d'abord demander un vote sur l'urgence, motivé par le fait que ce rapport s'inscrit dans le cadre des désignations réalisées par l'Assemblée de Corse, comme on l'a fait tout à l'heure, à cette session. Donc tout a été regroupé au même moment. Merci. Madame la conseillère, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. Vous l'avez dit, c'est donc un rapport sur la désignation des représentants de la collectivité de Corse à la conférence du sport. Je ne vais pas vous relire les listes précédentes. Mais pour tenir compte des modifications intervenues au sein de la représentation territoriale, donc il convient de renouveler les désignations suivantes. Donc, au sein de la conférence du sport, Madame Lauda Guidice Lisbrage reste titulaire, Madame Bianca Faza suppléante. Deuxième titulaire pour le conseil exécutif, moi-même, avec comme suppléant Monsieur Gilles Giovanangeli. Et enfin, troisième titulaire et suppléant, Monsieur Julien Paolini titulaire et Monsieur Jean-Félix Aquaviva suppléant. Pour les représentants de l'Assemblée de Corse et particulièrement du groupe FAPO Boulouinsa, mais puisque pour les 4 autres représentants de l'Assemblée de Corse, cela reste inchangé.
Donc nous aurions M. Joseph Savelli, titulaire, et Mme Muriel Fanny, suppléante, et au sein, ça c'était pour la conférence du sport, et au sein de la conférence des financeurs du sport, les représentants du conseil exécutif seront les suivants. Donc Mme Guidi-Gélis-Bradge reste inchangée, poste titulaire, et Mme Bianca, la suppléante. Moi-même, comme deuxième titulaire, avec M. Paolini-Julien, suppléant. Et pour les représentants de l'Assemblée de Corse, M. Joseph Savelli serait titulaire et M. François Sourbe, suppléant. Merci, Madame la conseillère exécutive. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces propositions concernant les représentations à la conférence du sport? Donc, pas de remarques. Bien. Donc, je soumets au vote cette proposition de l'exécutif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, il y aurait... Oui, Jean Biancucci. Je souhaite prendre la parole. Je vais m'adresser à cette Assemblée. Je suis élu depuis à peu près 25 ans, peut-être un peu plus. Je suis un des plus anciens. J'ai eu dans cette Assemblée à apprendre beaucoup de choses. Le sens de l'analyse politique, la connaissance des dossiers, mais aussi l'élément humain. Parce que, au-delà des clivages, au-delà des problèmes, il y a aussi des femmes et des hommes. Et il m'est arrivé, comme à chacun, d'avoir des amis parmi des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes idées que moi. Et j'espère que ça va continuer. Alors, j'aurais pu m'adresser aux médias par un communiqué. J'ai préféré le faire ici par respect pour vous, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, une sorte de famille et que malgré les différences et malgré les petits problèmes qui peuvent survenir, il y a quand même, d'autres avant moi l'ont dit, une sorte de respect mutuel. Et c'est au nom de ce respect que je souhaitais m'adresser à vous. Je vais faire court. Je suis un militant. Je demeure un militant, sans doute encore pour un moment, peut-être pour longtemps. Je suis persuadé que les idées qui ont été ébauchées dans les années 60 sont encore de belles idées, des idées vivantes. Il faut peut-être essayer de mieux les partager avec d'autres. Je vous invite à le faire. Quant à moi, j'ai pris la décision à ce stade, au moment qui est celui de ma vie, de rendre mon mandat. Ça permettra à d'autres jeunes, je crois que sur notre liste, il y a une toute jeune, Elisa Tramoni, qui va vous rejoindre sur ces bancs. Donc, on rajeunit. Il y a un vieux qui part et puis il y a une jeune qui arrive. Non, je crois que la transmission s'est faite. On avait cette ambition. Je continuerai à me battre. C'est ma nature. Je continuerai à soutenir le président Simeone.
je continuerai à ma manière et de l'extérieur à soutenir le groupe dont je suis encore le président. Et puis je continuerai à vous observer les uns et les autres et pourquoi pas à vous critiquer. Voilà, c'est en même temps un moment de liberté pour moi, il faut le comprendre. Ce temps militant a été très long, ce temps d'élu a été très long, je continuerai à être, je l'espère, maire de Courtes, donc vous continuerez d'avoir affaire à moi. Et puis, de temps en temps, je viendrai vous voir pour vous embêter. J'ai insisté tout à l'heure auprès de mes amis élus du groupe sur le fait qu'il fallait continuer cette œuvre qui a été entreprise dans les années 70 et qui est celle du riacuiste. Par-delà les différences d'appréciation politique. Riacuista, c'est ce que nous sommes, c'est notre langue, c'est notre identité, c'est la terre, c'est la relation que nous avons au développement et à l'aménagement du territoire. J'espère que cette idée sera partagée par le plus grand nombre et puis j'espère aussi que nous aboutirons à cette autonomie pour laquelle on a travaillé tous, même si on a des appréciations différentes. En tout cas, voilà, je vous souhaite de continuer à bien travailler, mais je ne m'en vais pas tout de suite. J'attendrai la fin de la session. Cette session est pleine de surprises. Probablement le printemps qui en a décidé ainsi. Donc, je suis un peu émue. Donc, il y a des séquences émotions importantes aujourd'hui. Je voudrais saluer d'abord le militant, la carrière de militant de Jean, son engagement. Au moment où on a fêté les 40 ans de cette assemblée, son engagement à l'extérieur, son engagement au sein de cet hémicycle, bien évidemment. D'autres le diront mieux que moi, qui l'ont côtoyé sur ces bancs pendant des années. Pour ce qui me concerne, Jean m'a beaucoup appris lorsque je suis arrivée en 2015, et notamment à l'ATC. Nous avons travaillé ensemble, beaucoup aussi lorsque je suis devenue présidente de l'Assemblée de Corse, je l'en remercie, et pour son aide dans la conduite aussi des conférences des présidents et pour tout le travail réalisé. Je sais qu'il restera pas loin de nous, engagé auprès de sa famille politique, indiscutablement, parce que quand on est militant pour la vie. Et j'espère qu'elle sera encore longue, mais je sais aussi qu'à Coutoli, il y a d'autres passions qui vous attendent, monsieur le conseiller, cher Jean. Je sais que vous êtes passionné par beaucoup d'autres choses aussi et que vous aurez plus de temps pour vous y consacrer. In tutti i casi io beuriai chi al di là di ringraziamenti chi sta casa di Aostra si degui in casa vostra le deetta di una famiglia anche burro quando lo giso i mudi di così de famiglie di così e so appena gumossa di no di eri parte ma state con noi sino a domani sera quantunque e al di là benite quante boulede a ringraziarvi
Qual è chi volevi a parola? Jean-Martin Mondoloni. Oui, je ne vais pas anticiper le départ de Jean. Et je voudrais révéler à cette Assemblée les liens, non pas d'amitié, parce qu'aujourd'hui c'est un terme un peu galvaudé, mais d'estime réciproque qui nous unissent depuis très longtemps et sur la base d'une séquence que seule la vie, dans ce cas-là d'improbable, peut nous réserver. J'étais dans le fait majoritaire à l'époque, et Jean ne manquait pas de nous donner, non pas des coups de couteau, mais des coups de canif ou de stylet, que sais-je. Il ne se privait jamais. Et Jean était, l'est-il toujours, j'en sais rien, un montard aguerri. Et je me rendais à l'Assemblée, et au détour d'un rond-point, je trouve un motocycliste penché sur le rond-point. Et voilà, ce qu'on a d'humanité en nous, et pas plus mais pas moins que les autres, j'ai cru bon de m'arrêter. Et j'ai reconnu le personnage, et j'ai longtemps attendu que les secours arrivent. Alors il paraît que la moyenne, je dis pour les pompiers, c'est 14 minutes. Ils y pareil à peine à longue, et donc on a passé une bonne vingtaine de minutes ensemble. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que je l'ai un peu escorté. Ça a créé un lien qui n'a rien à voir évidemment avec la séquence politique, mais un lien particulier. Ça, c'est la première chose. La deuxième séquence qui nous lie, c'est évidemment l'apprentissage de l'opposition. Et comme il le souligne très bien, et je crois que nous sommes tous les héritiers de cette façon d'être en politique, qu'il ne faut pas perdre de vue, et la séquence de ce matin nous le rappelle, cette façon d'être en politique, elle est faite de respect de l'adversité, du respect de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, même si les rivalités démocratiques s'exercent parfois avec un peu d'excès durant les campagnes électorales. Donc fort de cette estime, fort de cet apprentissage de ce qu'est l'autre, de ce qu'est, même si je l'ai connu de très près sans avoir été militant nationaliste, je savais avant de connaître Jean ce qu'était un militant nationaliste. Mais il m'a appris des choses de ce qu'il avait vécu lui, dans une autre époque, comme militant, où les choses étaient un peu moins souples et un peu plus rugueuses, me semble-t-il, dans cette époque tendue qu'il a eu à connaître dans sa chair. Voilà, alors il est d'usage, lorsque les personnes s'en vont, de dire que ce qui compte, ce n'est pas de les pleurer, c'est de les continuer. En tout cas, je souhaite qu'à travers moi, mon groupe puisse retenir ces qualités que nous avons en héritage, qu'il est de notre devoir de rendre prospère et pérenne. Vous pouvez compter sur nous, Jean. Et pour finir, je dois dire qu'un livre de cette taille occupe une bonne place dans ma bibliothèque. C'est celle que tu as le gentillesse de me dédicacer. Et chaque fois que je penserai au coup de couteau, au coup de stylet, au coup de canif, j'aurai une pensée émue pour toi, mon cher Jean, et bon astra la Béazévita. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Non. Jean-Christophe. Madame la Présidente, chers vous toutes et tous, j'arrive en retard. Pardon, retenu par des affaires municipales que le partant connaît bien. D'un mot, je crois qu'il y a des moments dans la vie, ils sont rares, mais à ce titre précieux, où il faut savoir distinguer les différents politiques, et Dieu sait qu'il en existe, non pas avec les hommes, mais avec les formations, qui se traduisent bien sûr par des contentieux entre hommes. L'actualité récente nous en a donné quelques exemples. De la considération qu'on porte aux hommes, et de ce qui, en dépit des vicissitudes de l'histoire, demeure commun. Bon, ça ne se sait pas forcément, mais moi j'ai un peu commencé avec Biancucci. On ne dirait pas presque pas. Ouais. Exactement, donc ça fait 33 ans, l'âge du Christ, et donc c'est pas hier. Et j'étais encore lycéen que déjà, avec lui et les siens, je travaillais, je commençais à militer, etc. Puis après, il y a eu un certain nombre d'événements, bon, la Chemogore. Mais,
pour aller vite, cette période-là a été plus forte, plus dense, plus riche que celles qui ont pu ensuite nous donner, je dirais, à nous diviser. Et je veux considérer cela de manière factuelle et en même temps très politique. 2, au bout de 50 ans, 60 ans, j'en reste un patriote, un militant engagé et un élu expérimenté. Donc moi, je veux le dire sans hypocrisie et sans flagornerie, parce que je le pense. Parce que je le pense. Et je le dis au nom de mon groupe, donc je ne serai pas plus long. Mais bon biadio, amigo. Bentum popa. Et puis j'en suis sûr, après tout. Nadine, Niva John, Pierre Jong a aussi après. Alors, on a fait un long bout de chemin ensemble. Hein. On est arrivé, Jean avait été élu avant moi. Je suis arrivée en 2004. Nous sortions d'un épisode très douloureux dans le mouvement national et nous n'arrivions pas de la même formation. Jean était d'un côté, j'étais de l'autre. Et à ce moment-là, c'était extrêmement tendu, mais nous avions décidé au sein du mouvement national eh bien, de dépasser tout ce qui avait pu, les tragédies qu'il y avait pu y avoir et de poursuivre notre lutte. Et on a appris à se connaître lentement, lentement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, au bout de 21 ans, eh bien, on est devenus amis. On a vraiment partagé de nombreux combats. C'est une véritable amitié qui s'est tissée. Et je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir, c'est que ce pays, il est fait de tragédies, il est fait mais il y a toujours cet espoir de paix. Et on est capable d'aller toujours de se dépasser pour arriver à ce but. En tous les cas, Jean est un militant exemplaire. C'est un homme pugnace, il ne lâche jamais rien, jamais. Lorsqu'il a une idée en tête, il va au bout de ses convictions. C'est un homme d'engagement et ça a été un vrai plaisir de passer toutes ces années à tes côtés. Bonne continuation et je suis sûre qu'on va se revoir même dans le monde politique. Il ne s'arrête pas là pour toi et pour nous. Pierre Gionga, vous voulez s'exprimer? Madame Presidente, 15 anni che conosco Jean, non siamo mica degli stessi partiti, ma aspettiamo tre cose. Suo figlio Juan Calaro, abbiamo un amigone in comune e uso Yandero di un nipotino. E forse per questo che abbiamo spesso gli stessi idee, a so che lo passerà una ritirata, mica una ritirata, ma una carriera dopo politica ricca e ti auguro tutto ciò che tu vuoi. Altre persone che vogliono parlare? Paul Félix Benedetti. Rendre d'abord hommage au parcours politique, au parcours de militant, à l'engagement, à la continuité des idées, un peu moins à l'évolution des idées, mais avec émotion, un salut fraternel à l'homme, aux Corses, à celui qui a été là quand il n'y en avait pas beaucoup, celui qui a fait beaucoup de choses, qui a amené des générations de nouveaux militants à de la conscientisation et qui a affirmé tout autant une réalité professionnelle, une réalité culturelle et une réalité militante de tous les jours et de toutes les heures de la journée. Moi, je pense que c'est une perte quand même pour la classe politique corse d'avoir
un homme qui a autant de vécu, autant d'expérience, qu'il est naturellement l'accompagnateur des démarches, le conseiller sur des positions à prendre, même s'il sera retiré. Je pense que beaucoup auront besoin de consulter des gens, des hommes, des femmes qui, dans la société corse, font partie des éléments de stabilité, de ceux qui ont toujours eu la bonne parole et le bon comportement dans des périodes troubles et agitées. Et je pense à ça, je pense qu'il a été à l'initiative de beaucoup de rapprochements, de beaucoup de recompositions, d'une stratégie gagnante qui a permis l'avènement d'une majorité nationaliste à la gouvernance de la Corse, avec des choix. Il a été le premier à en faire dans sa propre commune, des choix d'alliance. Au départ, moi-même, ai beaucoup critiqué cette tactique. Mais à la fin, c'est peut-être l'histoire contemporaine de la Corse qui le dira. Mais Jean, j'espère que tu resteras quand même aux côtés de ce courant patriotique global et multiforme, où bien entendu, on ne partage pas toutes tes analyses, toutes tes positions, mais on partage le plus important, c'est-à-dire une vision générale, un engagement pour les Corses et pour la Corse, un dévouement. Je ne pense pas que la politique t'ait amené quelque chose, t'a enlevé, pas autant que ton métier qui t'a enlevé de doigts, mais t'as amené beaucoup de sacrifices quand même. Et je pense que même tes défaillances de santé, elles ne sont pas étrangères au stress de l'engagement militant, à cet effort permanent de 50 ans. Donc Jean, sta sempre accanto a noi, che noi abbiamo bisogno di te. Christelle Combette. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, Jean, je ne parlerai pas de combat politique. Nous n'avons déjà pas la même antériorité et bien sûr pas du tout la même idéologie non plus. En revanche, là je parle en ma qualité de présidente de l'Office du tourisme, dont tu fais partie des membres. On a en revanche en partage cette volonté de mettre en avant les hommes et les femmes qui font ce qu'est notre merveilleux territoire par leur savoir-faire, leurs produits, leurs valeurs. Et quelque part égoïstement, je suis contente que tu te libères de la charge territoriale. Ça te donnera l'occasion et le temps de nous accompagner encore plus au sein de l'Office pour poursuivre cette politique que nous avons en commun. Donc, je te souhaite tout ce que tu désires, puisque c'est un choix assumé. Et je nous souhaite au sein de l'Office que tu viennes nous accompagner à la hauteur de ce que tu es capable de faire. Je te remercie. Josefa Giacometti. Aiuta di anche due parole, se no dopo un sacco ti voglio mettere una rinfacciata. Non è mica un caso. Allora aiuta a salutare di sicuro militanti. Non siamo di stessi, siamo di nazionali, di nazione, ma non spertiamo mica gli stessi barè. Abbiamo parecchi contrasti, sferenze politiche, maggiori e più minori. Si dipende dai soggetti. Abbiamo contrastati da poi qualche anno in questa assemblea qui, in riunione, anche fuori dall'assemblea. Abbiamo contrastato di volte di maniera ferma e viva, ma sempre con rispetto. E abbiamo scambiato di noi assai, allora che io so tra i due età. Non so più di gioventù e non so anche di vecchiaia. E tra queste due età, rinnovellassi appena un mondo politico, questo emiciclo, e appena cambia di viso.
cambia di viso, cambia di versura. Allora, l'hai detta, c'hai da sta stilitaci, posto che l'hai già annunciato, dunque non ti dico mica a Berge, ti dico a presto e ti prego una lunga ritirata tranquilla. Donjo. Ringraziavi. Due parole, assai affari sono stati diti. Josefa, Giacometti hanno sciagolleghe tra i due età e io in cui Jean, possiamo dire, abbiamo quasi 50 anni di differenza di età, 50 anni è un tempo di lotta del popolo corso e Jean è stata dita di noi, facci parte dei primi in cui altri a essere pisati contro l'ingiustizia, contro una situazione di una Corsica che è cambiata assai, ma il combatto continua ha già avuto a conoscere a Jean non solo l'impegno militante, l'indiatura politica, a funzioni di eletto, in una vita personale, paesana. Ha già avuto di noi a fortuna in cui altri giovani o meno giovani, di affiancare Jean in dell'imparare di un militantismo, di analisi politiche, di storia, di spirito e di memoria, di una lotta che è una lotta collettiva, qui di nazionale del popolo corso, e poi ha già avuto di noi a fortuna, intanto che giovane eletto, di avere i consigli, l'aiuto di noi, di Jean, non ai banchi dell'emiciclo e altro. Sappiamo che il combatto continuerà a partire, saremo di sicuro sempre a fianco a te in tutte le corticciate e qui in Corsica e proveremo e spero che noi saremo degni di lasciare che tu ci facci e con te una generazione di noi, di militanti, di patrioti e di eletti al di là del movimento nazionale. Avremo bisogno di te, continueremo a chiamarti e ti ringraziamo a nome di Popolo Insieme, di Vemo a Corsica e di tutta la gioventù di noi impegnati che da continua sul combatto cominciato 50 anni fa. Tutti i gruppi si sono esprimati, mi giro verso le esecutivi o Presidente. Vi ringrazio, signora Presidente, carissimo collega, caro Giovanni, qualche parola alla corta, dire radio prima ai nostri colleghi, lei è capita, Gian ci aveva lasciato capire che lo contava di parte, ci aveva fatto capire qualche mese fa, ma dopo ha riflettuto, dopo canto, sicuramente in famiglia, e ci ha imparato non solo che la decisione era stata avviata e che lo si ne aveva andato. Dunque face appena di più con ora. E ci ha voluto che il gruppo fa Popolo Insieme e il Consiglio esecutivo insistessero perché l'accetti di parlare davanti all'Assemblea e se lo l'ha fatta non è mica perché che lo voleva avere l'omaggio che noi gli rendiamo e perché ha detto e ha riconosciuto che non poteva mica parte senza di aberci ufficialmente a tutti gli eletti che sono tutti i suoi amici. Allora sappiamo che non gli piacciono mica l'onore nell'omaggio, vorrei semplicemente io, prima che oggi si gira una pagina per il nostro gruppo, la nostra maggiorità territoriale, ma al di là una pagina di rappresentazione di un movimento nazionale all'Assemblea e forse di noi una pagina della nostra storia collettiva. Prima di parlare dell'eletto di Uabo e di Uabone, lo sposo, cioè a parlare di un militante che tu sei stato, che tu sei e che tu firmerei. Penso che a tua vita
di poi più di un mezzo secolo è stato aggiumilato alla lotta di suo popolo. Là in del cuore, in della mente e in delle vene. E dai stelle ai stelle, dall'alba alla notte bagna, un pensi che qui, forse appena la tua famiglia, forse è tua passione, ma la Corsica, il popolo e chi ne sarà di presente di la bene. E di quantunque una lezione tamanta per tutte le generazioni che ti hai conosciuto e formato. Allora è stata detta per parecchi di noi su dei generazioni a fianco a te. Per conto mio, la dieta non solo, la ripete davanti all'assemblea, ti ho conosciuto in 91, alla fine dell'annata era già una stonda difficile assai e bello, erano sempre a bene per il movimento nazionale, ma erano stonde difficili e è stata costruita la coalizione Corsica Nazione e dietando che ha fatto a conoscenza e dunque di poi 35 anni, prima intanto che fiolo di Moabu, militante, poi dopo responsabile e eletto, ha imparato tanto e tanto in te. Ha imparato a un livello di patriottismo, perché sei un patriotto, non hai mai stanciato, non hai mai sfiadato. E ci hai detto che, e posso ripetere qui, che pur oggi che tu sei a Femo a Corsica e fa popolo insieme, non si mica un autonomista convinto. Hai fatto la scelta dell'autonomia perché pensi che è un passo importante e necessario, ma si sempre figlio agli che hanno portato di voi al principio. Il patriottismo, ma di noi a volontà d'apertura, posto che si è stato uno di prima, a livello di questo paese, a fare la scelta coraggiosa all'epoca di andare a bere una squadra municipale a un mare, che non erano mica dei nostri. E il coraggio è stato di due parti, di trovarsi, confrontarsi e cercare di acconciare i uomini per unire il paese. E oggi, dopo parecchi mandati, penso che si veda a un livello di Cudoli e forse a un livello più generale che questa strada è a più aggalabata per il nostro paese. Allora, te ne vai per il tuo paese, si un mere, per la tua famiglia, che deve essere felice oggi di la tua scelta, per la tua passione. Prima è stata detta un bancalaro, un uomo che lavora il legno per dargli forma, con tutta la conoscenza e lo sape fare, acquistato generazione dopo generazione, questa passione delle cortelle. Ne hai fatto un libro, tanto un libro, e a Tramandera, questa Tramandera, e finisce radio qui, che ti hai messo in opera a un livello di adovamento, con il violo, è stato premiato qualche settimana fa con una medaglia d'oro per il 2000 al Salone dell'Agricoltura, bancalaro e coltillaggio di noi, e a Tramandera per le generazioni a Leva e per Leva noi, posto che guardi sempre al di là. E quando noi parlavamo un'ancora in Scagno, pur annunciando la tua decisione, ci parlava di già di tutto ciò che resta a fare. Allora, ciò che resta a fare le va insieme e sappiamo che avremo la fortuna di poter contare
torna è sempre nanta edoie, ad generosità e ad volontà. A ringraziarti, Oyoa. Ecco, allora ce la travaia, ce la continua, e così aiuta a continuare, aiuta a politica e il nostro lavoro. Je voudrais faire remarquer que dans la continuité de cet esprit d'apaisement, la présidente n'a pas coupé pour Félix Benedetti. Nous reprenons, donc je me tourne vers l'exécutif, nous reprenons le cours de l'ordre du jour. Donc je me tourne vers Julien Paolini qui doit nous présenter plusieurs rapports. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous l'avons signalé en commission permanente, il y a 3 rapports importants qui concernent les territoires, le soutien de la collectivité aux territoires. Donc nous allons entrer dans cette séquence, je dirais, de développement territorial et d'aménagement du territoire. Vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif. Merci, Madame la Présidente. Je vous propose qu'on débute cette séquence dédiée à l'aménagement du territoire par l'examen du rapport relatif au schéma urbain. C'est un rapport sur lequel nous vous proposons de débattre cet après-midi et qui concerne, comme son nom l'indique, le premier schéma de développement urbain durable de la Corse. C'est un schéma qui a vocation, d'une part, à sortir de la logique où l'État était jusqu'à aujourd'hui le seul prescripteur des politiques de la ville, et d'autre part, à asseoir un nouveau cadre réglementaire, on l'espère innovant et spécifique, aux problématiques que rencontrent aujourd'hui les territoires urbains de l'île. Ce document, il se veut aussi comme le pendant au bénéfice des territoires urbains des dispositifs mis en place par la collectivité de Corse depuis maintenant un certain nombre d'années en faveur de l'intérieur et de la montagne. Je pense bien entendu au schéma montagne dont on aura examiné la révision cet après-midi également après la présentation de ce rapport. Ces 2 schémas, que ce soit le schéma montagne ou le schéma urbain, sont des outils essentiels pour mieux accompagner les territoires, je pense bien sûr aux communes et intercommunalités, dans la mise en œuvre de leurs projets, en favorisant toujours, et ça a été une volonté réaffirmée à multiples reprises par le Conseil exécutif, en favorisant l'équité et la péréquation entre les différentes zones de l'île, les différents territoires de l'île, qu'ils soient urbains, périurbains, de l'intérieur ou de montagne. Il s'inscrit aussi, vous le savez, dans un contexte budgétaire contraint et il permet, on l'espère, de renforcer la cohérence des interventions de la collectivité de Corse, mais également des agences et offices et aussi en cascade des autres partenaires des territoires pour leurs projets d'investissement. Et enfin, un dernier point, pas des moindres, à l'instar du PADUC, ce schéma a vocation aussi à répondre aux grands défis qui sont devant nous et auxquels la Corse sera confrontée, que ce soit le changement climatique, les problématiques du logement dont on a parlé ce matin, ou encore la question de la sobriété foncière. Avant de vous présenter les différentes orientations stratégiques et objectifs de ce schéma, je voudrais revenir sur le constat relatif à la dynamique des territoires urbains. On constate sur la dernière décennie, je prends la période 2010-2021, puisque c'est la période de référence pour le calcul de l'artificialisation des sols, dans le cadre de la loi zéro artificialisation nette. Sur cette dernière décennie, 2010-2021, les territoires urbains corses ont connu une croissance annuelle démographique de plus de 1%. Elles ont gagné 2400 habitants par an. Si on compare ces chiffres d'évolution démographique des territoires urbains à ceux observés en France, ils sont 3 fois supérieurs.
Donc on voit bien, à la lecture de ces chiffres de la démographie, que ces territoires urbains, en une durée très courte, ont subi un choc démographique et donc en cascade, un choc économique et social qu'ils n'ont pas toujours été en capacité d'absorber. Et ça a modifié profondément à la fois les équilibres sociaux, culturels, mais surtout fonciers et urbanistiques de ces territoires. Ils ont été frappés par une résidentialisation galopante et par une attractivité très forte, puisqu'il y a certains territoires ont connu une croissance démographique de 2 voire 3%, notamment en lien avec l'urbanisation autour des villes, de plus en plus éloignées des centres urbains, je dirais, historiques. Je vous donne un seul chiffre sur la consommation foncière. C'est environ 1000 hectares, les territoires urbains de consommation foncière sur la dernière décennie, et 42% environ de la consommation du foncier. Cet étalement urbain s'est fait essentiellement donc en périphérie des villes, vous l'avez compris, et quasi exclusivement pour la production de logements, au détriment du travail et des services qui sont restés concentrés dans les villes-centres. On pense notamment à Bastia et Ajaccio, qui ont été obligés d'absorber, je dirais, l'essentiel du travail et des services qui attestent aussi d'un certain modèle de développement lié à la résidentialisation galopante. Donc des inégalités économiques et sociales sur ces territoires qui sont peut-être encore plus fortes qu'ailleurs, des problématiques de spéculation foncière et immobilière, notamment sur les secteurs touristiques, urbains et touristiques, et bien sûr des politiques publiques difficiles à mettre en œuvre au sein de ces agglomérations. On pense notamment à la mobilité, difficultés, vous les rencontrez tous les jours, je pense, d'accès au centre, dépendance aussi à l'automobile en raison des problématiques de transport en commun, des zones commerciales en périphérie qui ont explosé et qui ont entraîné une désertification des activités économiques dans les centres-villes. Donc, c'est des constats qu'on retrouve ici, mais également ailleurs. Et dans ce contexte, la collectivité de Corse a souhaité mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et en premier lieu, en 2022, donc en juin 2022, votre Assemblée a adopté un premier rapport qui était relatif à la reconnaissance du fait urbain insulaire. Dans ce rapport, je rappelle, on était revenu sur l'aspect budgétaire des interventions de la collectivité de Corse. Je l'ai dit en préambule, une politique de la ville dont l'État est l'unique prescripteur jusqu'à aujourd'hui, mais pourtant une intervention financière massive de la collectivité de Corse au profit des territoires urbains. Je vais vous donner quelques chiffres. Les villes de Bastia, Ajaccio et Porto Vecchio ont bénéficié de 5 millions d'euros, par exemple, dans le cadre du CPER 2015-2020. 25 millions pour le programme de rénovation urbaine et 19 millions dans le cadre du PNRU à Porto Vecchio et à Bastia. Dans le cadre du règlement d'aide aux communes, ce qui nous intéresse plus directement, là je parle de programme contractualisé avec l'État, dans le cadre du programme d'aide aux communes, c'est 40 millions d'euros qui ont été affectés depuis 2020 au territoire de la CAB, de la CAPA et de leurs communes membres. Donc 40 millions d'euros depuis 2020, uniquement pour la CAB et la CAPA et pour Porto Vecchio. J'ai oublié Porto Vecchio. Donc les dispositifs, vous les connaissez, c'est notamment la dotation quinquennale. Sur ce seul dispositif de la dotation quinquennale, on y reviendra par la suite lors de l'examen du rapport sur les dispositions transitoires. Si on regarde la répartition parmi les principales agglomérations de l'île, Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, c'est respectivement 16,6 millions d'euros pour Ajaccio, 3,9 millions d'euros pour Bastia et 2,2 millions d'euros pour Porto Vecchio. Donc quand on nous dit qu'il y a un déséquilibre de financement de la collectivité au profit de Bastia et au détriment d'Ajaccio, on voit bien que si on regarde uniquement le dispositif de dotation quinquennale, on peut facilement s'inscrire en faux sur cette affirmation. Plus généralement, si on regarde l'ensemble des dispositifs, tout règlement d'aide confondu, pour Ajaccio, c'est 10 millions d'euros, 9 millions d'euros pour Bastia et 7 millions d'euros pour Porto Vecchio. Il y a également un soutien, ça a été dit ce matin par Gilles Giovanange lorsqu'il répondait aux questions orales sur le FEDER,
des fonds européens, bien sûr, qui viennent appuyer le soutien au territoire à travers des investissements territoriaux intégrés. Pour la période 2014-2020, c'est 14 millions d'euros qui sont venus financer des projets de la CAB, de la CAPA et de Porto Vecchio. Donc vous le voyez à la lecture de ces montants qui sont importants, considérables, au vu de la structure budgétaire de notre collectivité. Ce seul aspect budgétaire, il justifie aujourd'hui l'adoption d'un schéma à destination des aires urbaines et à travers, bien sûr, ce schéma, la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention de la collectivité de Corse, y compris dans les grandes opérations contractualisées, je pense au PTIC, mais également aux futurs programmes européens. Dans ce schéma, tel qu'il vous est proposé, il vous est déjà proposé les périmètres du schéma. Le périmètre du schéma, aujourd'hui, il y a trois typologies de territoires qui ont été identifiées. Ça, c'était déjà le cas dans la délibération de 2022. Il vous est proposé de les entériner dans le cadre du schéma aujourd'hui. Des territoires urbains dits structurants, c'est les communes membres de la CAP, de la CAPA, ainsi que Corti et Porto Vecchio. Des territoires urbains structurants à l'échelle infraterritoriale, Bonivaggio, Calvi, Isola Rossa, Propria, et des territoires urbains en devenir, Bigou, La Lucia, Saint-Florent et Borgo. Donc voilà pour les communes qui sont concernées au premier chef par ce schéma de développement urbain durable. Ce schéma, il ne vient pas du jour au lendemain dans l'hémicycle. Il a fait l'objet d'une concertation étroite avec les territoires que je viens de citer. Donc depuis 2022, en gros, et l'adoption de la reconnaissance du fait urbain, on a réalisé un certain nombre d'ateliers de travail avec les communes concernées, de séminaires, qui nous conduit aujourd'hui à vous proposer une stratégie qui s'articule autour de 5 axes. Premier axe qui est relative à l'attractivité économique des pôles urbains, la dynamique des quartiers, la saisonnalité. Le deuxième axe qui concerne le logement, donc j'y reviens pas, on en a parlé déjà ce matin. Un troisième axe qui vise à équilibrer et à maîtriser le développement des zones périurbaines, donc plus spécifique sur le périurbain. Un quatrième axe sur les projets structurants en ce qui concerne la mobilité et en lien bien sûr avec le futur schéma régional des infrastructures et services de transport qui doit être intégré au PADUC. Et enfin, un dernier axe, il y a un axe transversal qui concerne l'adaptation des villes aux changements climatiques et sociétaux. Je ne reviens pas sur le détail, vous avez le schéma en annexe. Ces 5 axes, ils se déclinent en 15 orientations stratégiques et 38 objectifs opérationnels. Je vais terminer ma présentation pour laisser plus de place au débat en rappelant que l'année 2025, bien sûr, ce sera une année charnière pour la mise en œuvre de ce premier schéma, puisque, suite à l'adoption de ce schéma, on aura à débattre dès aujourd'hui sur des dispositions transitoires pour la mise en œuvre d'un nouveau règlement d'aide aux communes et donc aux territoires urbains qui rentrera en vigueur dès le début 2026. Au-delà de ces règlements d'aide, cet objectif de territorialisation des politiques publiques pourra être intégré dans le cadre d'appels à projets thématiques. L'idée de la déclinaison opérationnelle de ce premier schéma, c'est de permettre aux territoires urbains d'avoir une meilleure visibilité sur les outils et dispositifs de la collectivité de Corse, des agences et offices, et de garantir aussi une optimisation et une rationalisation des interventions, notamment financières, de la collectivité, des agences et offices, mais également des autres partenaires, que ce soit à travers les fonds européens ou le PTIC, par exemple. Je termine en vous disant que ce schéma, il intervient, je pense, au bon moment, puisqu'on est dans un contexte particulier, à la fois l'entrée en vigueur de la loi ZAN, du zéro artificialisation nette, et je vous ai démontré que les territoires urbains et périurbains avaient été des consommateurs importants d'espace, notamment en matière de construction de logements, et que par ailleurs, cette loi ZAN fait l'objet actuellement d'un examen par le Sénat et l'Assemblée nationale pour un assouplissement du calendrier.
Le deuxième point important à rappeler de contexte, c'est bien sûr l'évolution prochaine du PADUC. On a présenté en décembre l'analyse et on a engagé la révision. Et on aura à vous présenter dans les prochains mois une délibération qui précise le périmètre de la révision du PADUC. Et ce schéma, bien sûr, devra s'articuler de manière étroite avec les préconisations et les orientations stratégiques du futur PADUC. Et enfin, il s'inscrit bien sûr dans le cadre de la réflexion sur l'évolution institutionnelle de la Corse, qui devrait, on l'espère, nous conduire à l'autonomie. Donc, il vous est proposé d'adopter ce schéma de développement urbain durable, donc pour une période de 5 ans, 2025-2030. S'en suivra un règlement des aides, nouvelle monture, je dirais, dans le courant de l'année, qui permettra la mise en œuvre opérationnelle des différents objectifs stratégiques et opérationnels qui sont prévus dans ce schéma. Terminer en vous disant que ce schéma il a fait l'objet, bien sûr, d'un débat en Chambre des territoires au début du mois de mars. La Chambre des territoires a voté à l'unanimité favorablement sur présentation sur les éléments de ce schéma. Il a fait également l'objet d'un avis du CESEC, je pense, Madame la Présidente, qu'on lira, en tout cas, dont on présentera les principaux éléments aux élus. Donc un avis favorable également du CESEC. Et par ailleurs, je souligne également que la communauté des communes Maranagol a pris une délibération hier, il me semble, ou avant-hier, voilà, où elle demande de pouvoir intégrer ce schéma de développement urbain durable. Il y a déjà 3 communes qui sont d'ores et déjà prévues dans le schéma et qui sont dans le périmètre de l'intercommunalité Maranagol. Je parle sur le contrôle de Charles et de Hervé, hein, la commune de Borgo, de Luciane et la commune de Bigoulia, j'allais oublier, hein, cherchant Charles, qui sont déjà intégrés dans le périmètre du schéma de développement urbain durable. Et bien sûr qu'on est favorable à l'intégration de l'ensemble des communes de l'intercommunalité et on vous proposera un amendement qui permet d'intégrer cette demande de la communauté des communes Maranagol, notamment lorsque le schéma a à intervenir sur des compétences intercommunales et donc puisse disposer des dispositifs qui permettront la mise en œuvre de ce schéma lorsque ça relève des compétences de l'interco, au bénéfice bien sûr de l'ensemble du territoire intercommunal. Donc je ne sais pas si l'amendement vous a déjà été transmis, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, il vous sera transmis très rapidement. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le conseiller exécutif. Alors, plusieurs remarques. Une remarque qui nous a été faite par le déontologue qui concerne et ce rapport et ceux qui suivront, et en particulier l'aide aux communes. Le déontologue nous fait remarquer donc, que bien évidemment, d'abord, les élus communaux et intercommunaux pourront participer au débat, mais ceci étant, il ne faut pas que dans leurs interventions, ils orientent celles-ci vers les intérêts de leur commune. C'est la moindre des choses, donc évitez de citer vos communes. Mais bien sûr, mais après, bien sûr en théorie. Bien sûr en théorie, mais en pratique, c'est mais non. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils ne peuvent pas porter d'amendement, voilà, au texte, et eux. Et ensuite, à titre perso, et ensuite, dernier point, par contre, ils peuvent participer au vote sur un règlement d'ordre général ou un schéma, comme c'est le cas en l'occurrence qui est présenté ici. D'accord ? Voilà, ça c'est la première remarque d'ordre général. Ensuite, bon, moi je ne vais pas intervenir maintenant. Je me félicite avec le CESEC qu'il y ait un schéma de développement urbain durable. C'est la première fois que ça existe. Ce matin, je faisais référence aux 40 ans, aux dernières années en matière d'occupation des sols. Il est clair qu'on a un fait nouveau qui est un fait urbain différent. On a des villes depuis les Génois, mais là, on a un fait urbain qui est différent. Vous le savez, une périurbanisation qui nécessitait une intervention particulière.
Et donc, le CESEC tient à saluer la réalisation de ce schéma, inédit jusqu'ici sur notre territoire et indispensable à la prise en compte du fait urbain insulaire et au développement harmonieux de l'urbanisation en Corse, et émet donc un avis favorable. Voilà ce que je devais vous dire. Il y a une saisine aussi de la Chambre des territoires que je n'ai pas. Donc, par contre, il y a un rapport de la commission de la CEDENAT qui souhaite avis favorable de la CEDENAT. Merci. Je suppose qu'il y a eu débat et intérêt de la Chambre des territoires pour ce dossier, bien évidemment. Donc, la parole maintenant est à qui veut la prendre. Donc, qui souhaite intervenir sur ce schéma? Paul Coastan. Merci, Madame la Présidente. Le débat d'aujourd'hui s'intitule « Schéma de développement urbain durable de la Corse, approche nouvelle et territorialisée, etc. » Et j'ai suivi avec attention ce qu'a dit M. Paoli. C'est pratiquement la réalité. Alors, je vais faire référence à un rapport qui est sorti il y a plus de 40 ans, qui s'appelait le rapport de Houston Institute. Il préconisait 3 ou 4 propositions, dont une qui était, je cite approximativement, « noyer les résidents sous un flot d'arrivants nouveaux ». On est en plein dedans. C'est-à-dire que ce rapport, ce n'est pas un rapport de développement durable, c'est un rapport d'adaptation à ce flux d'immigrés. Donc, à partir de là, ça veut dire que la langue, la culture, le système écologique, etc., tout va disparaître progressivement si ce n'est pas déjà irréversible. Alors, je pense que je ne vois pas l'intérêt de baser le développement durable sur ce flot d'immigration. Je ne vois pas intérêt à se mettre au service de ce type de phénomène. Je crois qu'il faut revoir tout ça de A jusqu'à Z. Comment? Je n'ai pas la réponse personnellement pour le moment, mais c'est une réflexion qu'il va falloir mener. Parce que si on continue comme ça, dans 20 ans, on n'existe plus. On aura construit pour eux, on aura développé pour eux les transports, les réseaux routiers, les réseaux aériens, tout ce qu'on veut. Pour nous, il ne restera plus rien. Merci. D'autres interventions? Oui, Monsieur Volimatch. Merci Madame la Présidente. Avant de démarrer mon intervention, je m'excuse, il y avait un peu de bruit autour de moi. Donc vous avez fait référence à la déontologie. Je n'ai pas très bien compris si ça visait entre guillemets les maires, les élus. On peut ne pas poser d'amendement si on est concerné. Donc je ne voudrais pas commettre d'impair. Vous pouvez vous exprimer. Le tout, c'est que vous ne pouvez pas orienter votre intervention. Donc, je parle des maires, des élus communaux, oui. des élus communaux et intercommunaux. D'accord. Vous pouvez intervenir dans le débat, mais de manière générique, pas sur votre commune en particulier. Voilà. Ne pas orienter le débat sur ramener le débat aux problématiques de votre commune. Très bien. Merci. Ça, c'est clair. Monsieur le conseiller exécutif, le mois dernier, je me souviens que nous avons échangé en aparté sur la politique de la ville et sur ce rapport. Vous vous étiez engagé à le présenter au mois de mars. Donc, je voulais vous remercier déjà d'avoir tenu vos engagements. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Donc, c'est avec un réel intérêt que j'ai donc pris connaissance de ce rapport relatif à la stratégie du développement urbain de la Corse. Derrière cet objectif, certes louable, vous proposez un carcan, je pense, dont il sera difficile de s'extraire. D'abord pour la collectivité de Corse, qui s'engage à soutenir parfois de manière décousue une liste d'actions pléthoriques, mais avec quels moyens?
Et ensuite, pour les territoires urbains qui ne parviennent pas à comprendre en quoi et comment la collectivité de Corse va soutenir les actions quotidiennes dans lesquelles elles sont déjà engagées et depuis longtemps pour certaines. Nous devons penser d'abord aux familles, aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées qui vivent dans ces quartiers. Et même si la situation des quartiers prioritaires n'est pas totalement comparable à celle du continent, il n'en reste pas moins qu'il se dégrade rapidement et est susceptible de nuire à la cohésion de la société corse tout entière. Nous souhaiterions donc comprendre la logique de ce qui nous est proposé. Nous disposons d'un rapport qui résume à grands traits une stratégie, un projet de délibération qui est réduit à sa plus simple expression et une annexe contenant la stratégie. Puisque le rapport et la délibération ne disent pas grand-chose, je suppose donc que les conseillers pourront enrichir le document annexe qui porte le cœur de la stratégie que vous proposez. Si c'est le cas, nous souhaiterons déposer quelques amendements visant à modifier cette stratégie. Concernant les moyens financiers, j'ai eu beau chercher, je n'ai jamais trouvé dans ce rapport un seul chiffre, un seul budget. Dès lors, comment croire à une stratégie crédible qui égrène une liste à la Prévert de différentes mesures sans jamais dire comment elles seront financées? J'espère que sur ce point, vous pourrez nous rassurer, mais sans nous dire que la collectivité agira à moyens constants. Nous connaissons trop bien ce verbiage, souvent utilisé par l'État, qui généralement signifie qu'il n'existe pas de crédit pour soutenir toutes ces mesures et opérations. Il pourrait être proposé, par exemple, que nous mettions tous autour d'une table pour savoir comment reconfigurer le PO FEDER FSE, vous en avez parlé tout à l'heure, ou modifier le document de mise en œuvre qui reste à la main du Conseil exécutif. Cela permettrait d'allouer de nouveaux moyens à la politique que vous nous proposez et cela pourrait peut-être contribuer à éviter un dégagement d'office préjudiciable pour toute la Corse. Je voudrais rappeler quelques points qui me paraissent importants. Vous proposez que la CDC soutienne les actions des territoires urbains par des appels à projets. Cette forme est la négation même de la territorialisation que vous souhaitez vouloir déployer. Seule une contractualisation sur quelques objectifs clairs avec des moyens financiers, techniques et humains précisément définis permettront d'atteindre des objectifs partagés et évaluables. Utiliser des appels à projets, c'est instaurer une concurrence entre les territoires sur des sujets sociétaux, et j'y reviendrai, dont l'urgence mérite une mobilisation de tous les instants. La forme que vous nous proposez interroge pour le moins. C'est l'objet des amendements 1 et 2. Concernant l'axe 1, on se posera la question des moyens mobilisables pour la redynamisation commerciale des centres-villes et la réhabilitation des friches. La DEC contribue certes à hauteur de 100 000 € annuels pour les actions économiques des intercommunalités, mais comment imaginer une telle politique sans moyens nouveaux? Le schéma propose une amélioration de l'offre de mobilité entre les espaces périphériques et les centralités. On peut se féliciter de cette orientation, mais il manque le moyen de parvenir à cet objectif, notamment l'articulation avec les intercommunalités, autorités organisatrices et régulatrices des transports sur leur territoire. Ce schéma pose une difficulté sémantique. Il propose de mettre en place des stratégies de marketing territorial et de valoriser de nouvelles pratiques touristiques. Cela révèle ici les carences de la concertation lors de l'établissement de ce schéma, puisque une intercommunalité dispose déjà, c'est compliqué, d'un plan d'attractivité et finalise aussi un schéma de développement et d'aménagement touristique. La question n'est donc pas d'établir, mais de savoir comment la CDC pourra soutenir les initiatives et leur mise en œuvre. Concernant l'axe 2, je voudrais m'arrêter sur la proposition contenue dans l'objectif 2.1.3. Création d'un environnement institutionnel permettant la mise en œuvre des outils de lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Si cette proposition semble aller dans le bon sens, elle ne dit rien sur l'effectivité de la mesure et sur la réalité de l'action des outils existants. Le rapport propose de créer une société publique d'aménagement, mais pourquoi un nouvel acteur et surtout comment le financer, sans même démontrer la possibilité d'utiliser des outils comme l'Agence d'urbanisme de la Corse ou le soutien à des structures déjà existantes. Je passe rapidement sur l'objectif 2.3.1. Il n'y a aucun territoire urbain qui ne plaidera pas pour la production de logements adaptés aux besoins de la population à volume constant. Mais cette question est pas et personne ne trouve de solution pour produire plus et plus vite de logements sociaux. Concernant l'axe 4,
L'objectif 4.4.1 est on ne peut plus séduisant. En effet, faciliter l'articulation entre transport, stationnement et mobilité douce est effectivement un objectif que l'on peut partager volontiers, avec néanmoins quelques précisions apportées sur certains projets en cours. Certaines communes attendent la mise en place de la CCVU. D'autre part, l'articulation entre transport et mobilité douce devrait faire l'objet d'une réflexion de la part des chemins de fer de la Corse, puisqu'on nous indique que les trains actuels ne sont pas configurés pour transporter des vélos. Si c'est le cas, comment donc assurer cette articulation dans les faits? Concernant l'axe 5, l'éco-conditionnalité des aides publiques participe d'une bonne idée, mais attention toutefois à ce que le tissu entrepreneurial insulaire ne souffre pas de décisions administratives auxquelles il ne saura répondre. Il faut parallèlement que les entreprises du BTP comme les artisans soient informés et formés. Je voudrais vous alerter sur un point manquant et ô combien important. La sécurité et la prévention de la délinquance dont ce rapport ne parle pas du tout. Comment imaginer une stratégie urbaine sans prendre en compte des phénomènes qui minent notre jeunesse et pourrissent les familles et les quartiers? Comment ne pas penser à des politiques de prévention concernant les addictions alors que la drogue gangrène nos villes et nos quartiers? Ce phénomène ne concerne pas les deux grands pôles que sont Ajaccio et Bastia. Il touche toute l'île et il est difficilement maîtrisable. Notre jeunesse s'abîme dans toutes sortes d'addictions et il est illusoire de penser que l'État pourra répondre seul à cette problématique. Nous devons tous être impliqués et si la collectivité corse est bien la garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, comme nous l'entendons souvent, elle se doit d'être donc aux côtés des territoires urbains pour les soutenir dans cette lutte. Opérations de prévention, centres de traitement, vidéosurveillance, renforcement des moyens de sécurisation et de surveillance. Les besoins sont immenses et les villes sont bien seules. C'est un problème social et sociétal qui doit être pris en compte dans cette stratégie. Il y a quelques semaines, nous avons tous débattu de la criminalité organisée. La sécurité, la prévention et la lutte contre les addictions ne peuvent rester des angles morts d'une stratégie urbaine cohérente et efficiente. C'est l'objet de l'amendement numéro 4. Je voudrais terminer mon intervention en vous disant aussi que ce schéma aurait mérité que soit mis en place un dispositif de pilotage et de gouvernance afin d'adapter en permanence nos politiques, tant les phénomènes auxquels ces stratégies souhaitent répondre sont immenses et évolutifs. Ainsi, la création d'un conseil territorial de la stratégie urbaine de la Corse, composé d'élus représentant chaque groupe, mais aussi de représentants des territoires urbains, des services de l'État, du CESEC et des acteurs de terrain, serait un gage de partage et de transparence de l'action publique. C'est l'objet de l'amendement numéro 3. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Qui d'autre souhaite intervenir sur ce schéma de développement urbain? Donc, je reçois au fur et à mesure les amendements et on en parle tout à l'heure. Hein. Oui, Paul Félix Benedetti. Bon, moi, je vais être court pour garder du temps de parole pour d'autres interventions. Moi, avec le groupe, on avait voté le principe de l'adoption du schéma en 2022. Moi, je reste sur ma faim. Parce que j'ai fait deux choses. J'ai regardé d'autres schémas, bien sûr faits par l'État. Je veux dire, ils sont d'architecture similaire. Et j'ai fait mon propre schéma en faisant appel à l'intelligence artificielle chinoise. Honnêtement, il y a le même plan et il y a les mêmes considérations génériques. Moi, je dis où est la Corse là-dedans? Et où sont les données? Moi, je pensais que ça serait quand même au moins 1.0 de l'auscultation de la problématique et de la dualité urbain-périurbain. Là, on dirait presque que par ce schéma, on accepte la fatalité de l'attraction des masses et de devenir futur urbain du périurbain d'aujourd'hui. Il est évoqué, entre autres, la problématique fondamentale, c'est d'un périurbain réceptacle de vie et d'un urbain réceptacle de loisirs, de vie et de travail, avec des charges d'investissement pour l'urbain qui sont disproportionnées par rapport au périurbain,
qui a en plus aujourd'hui l'avantage d'avoir une assiette de fiscalité qui, du fait de son taux de population important par rapport à la faiblesse de ses besoins d'investissement en termes, je dirais, de biens publics fondamentaux, qui sont faits par les grands centres, d'avoir un système de disparité qui se fait au détriment des villes. Où est-ce qu'on l'a fléché? C'est évoqué, de temps en temps, il y a 2 petites lignes qui en parlent, mais il n'y a pas d'axe. Et il n'y a pas une vision, je dirais, d'opposition, par exemple, à ce qu'a fait l'État, qui avait le management et le rôle de piloter les politiques de ville. On parle pareil du problème des transports. À aucun moment, il y a la proposition d'un schéma. Il y a les villes. On sait qu'il y a les 3 grands centres urbains, c'est Porto Vecchio, moi je ne suis pas maire, je peux en parler, hein. Porto Vecchio, il y a Bastia et Ajaccio. Et on a rajouté Corté dans le cadre des programmes, ça a été validé en tant que ville universitaire. Mais autour de ces 3 grands centres, il y a 3 ports, 3 aéroports. Où est la réflexion pour un maillage, pour une réflexion générique? Ça fait partie des perspectives. Il y a des propositions de bonifier les communes. Je ne vois pas ce que la commune vient faire dans des logiques urbaines, parce que logiquement l'interlocuteur doit être une intercommunalité, pour des aides si elles adoptent un document d'urbanisme. Moi je suis d'accord, mais dans quelle proportion? Ensuite, on veut développer le renforcement des logiques de logement. D'accord, mais quelles sont les propositions pour contingenter l'ubérisation du logement dans les grandes agglomérations? Et je vous recite les 3, Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio. C'est une réalité, il n'y a pas de données. Donc moi, je pense que c'est encore un bon canevas, mais le corps du rapport, l'analyse de la réalité de la problématique urbaine, et après, ce qui manque, c'est le nerf de la guerre, le plan financier. La stratégie d'aménagement, la contribution complémentaire de la collectivité territoriale à un plan urbain de planification avec les centres urbains. Si derrière, on se contente de donner les chiffres du précédent programme avec les millions d'euros donnés, mais on n'est pas, j'avais noté, mais on n'est pas sur des très grosses sommes. On est sur quelque chose qui ne fait pas vivre la politique de la ville. C'est un complément. Mais est-ce qu'on va rester dans le cadre d'un complément ou est-ce qu'on prend la stratégie de dire on est programmateur, on est pour faire telle et telle opération parce qu'on considère que stratégiquement elles sont vitales et que si vous les faites à ce moment-là, on rentre en voie de financement de manière stratégique et prioritaire. Mais est-ce que c'est fait? Non. Moi, je veux bien, mais blablabla, à la fin, ça n'amène pas. Donc moi, je ne vais pas être dans le négatif. Je dis qu'il y a une avancée de réflexion, mais c'est une réflexion générique. C'est une réflexion, je regardais le document Poitou-Charentes, qui a les mêmes problèmes, hein, le rural, les villes, les petites densités de population, des petites... Mais quand on prend le schéma, il y a des données générales et génériques. Mais il y a aussi des données. Là, il n'y en a pas. C'est-à-dire, si on veut retravailler sur une politique de la ville, et qu'on est ou un politique consciencieux ou un étudiant urbaniste en devenir, eh bien, on n'a pas de matrice à continuer un travail. Donc moi, Julien, je le dis sans... il faut continuer, mais il faut donner une ligne politique avec une vision stratégique. Comment on ne peut pas en permanence avoir, parce qu'ils sont dans l'opposition, Ajaccio et Porto Vecchio qui disent qu'ils n'ont pas assez, Bastia qui vient en défense mais qui dit qu'il n'a pas assez non plus, et de ne pas avoir une vision sagittale stratégique. Comment on fait pour aller de l'aéroport d'Ajaccio au centre-ville d'Ajaccio sans faire d'autostop? Comment on fait pareil pour l'aéroport de Figres? Comment on fait pour l'aéroport de Porrette? Comment on fait pour aller du port à la gare, à Bastia, à Ajaccio? Comment on fait toutes ces choses-là avec un système global où toutes les grandes villes modernes, normalement, se sont posées des questions? Est-ce que la CDC, elle doit participer à des investissements structurants en complément de financement, ou est-ce qu'elle doit avoir une invention politique sur
des choix ciblés auxquels elle peut participer de manière stratégique. Moi, je vous prends un exemple. Le téléphérique d'Ajaccio. Non, mais il le faut ou il ne le faut pas. Mais s'il le faut, c'est un organe stratégique en termes de déplacement. Il aurait dû être vu, planifié et discuté dans un organe de politique de la ville, avec un complément et un cofinancement très fort de la collectivité de Corse. Si ça ne se fait pas, c'est qu'on a un problème d'organisation en dehors des oppositions et des, je dirais, et des peut-être luttes familiales et politiques. C'est un problème de choix et de poser le problème. Là, vous me dites que vous voulez mettre de la proximité, mais il n'en est même pas fait allusion. Comment je fais pour aller de la gare de Luciane à l'aéroport? Ça, c'est des questions simples, mais à un moment donné, il faudrait y répondre. Il faut avoir des choix politiques, économiques, techniques. Donc, moi, je pense qu'on fait un document qui ne satisfait à personne. Ça veut dire qu'il faut le persévérer et le continuer. Je ne considère pas que c'est un plan définitif. C'est un bon plan en termes de, je dirais, de plan de synthèse, mais en termes de choix et de priorisation, moi, je ne m'y retrouve pas. Alors, je sais que la politique de la ville, on n'a pas tous la même vision. Moi, je pense qu'en Corse, on a besoin de se définir. Ou on considère que les villes se sont trop développées, entre autres dans leur surface périurbaine, et qu'il faut tout contingenter et revenir à quelque chose de raisonnable, ou on considère qu'il faut ponter et qu'il faut qu'on fasse des métropoles. C'est un choix politique. Donc nous avons eu à ce stade 2 interventions, 3, avec celle de Paul Castane. Donc qui d'autre souhaite intervenir? Jean-Christophe, Angelini. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller exécutif, chers vous tous. Sur le rapport en lui-même, il y a un travail évident qui a été fourni, même si Paul Fay, Charlie, d'autres avant moi l'ont dit, on aurait préféré également bénéficier de davantage de données techniques et de chiffres. Les tendances sont exposées, mais d'une façon qui effectivement fait débat. Ceci étant posé, en saluant ceux qui ont contribué à ce rapport, vous dire qu'on est, nous, sur un plan politique, qui n'est pas un plan administratif ou un plan, dirons-nous, formel. On est très déçus. On est très déçus, pourquoi? On ne peut pas parler de l'urbanité chez nous dans les mêmes termes que ceux connus ailleurs, même si, sur certains plans, que je vais préciser rapidement, avec, comme pour tant d'autres choses dans ce pays, 20 ans de retard, on se rapproche dangereusement de ce que l'on connaît par ailleurs. La question des GMS, la question du périurbain, la question de l'absence de contrôle des politiques d'aménagement, etc., etc., toutes choses qui, dans les années 90-2000, battaient leur plein, entre guillemets, sur le continent, et qui, chez nous, avec 20, parfois 30 ans de retard, se sont également installés. Aujourd'hui, on a une forme, il faut le dire, de déstructuration. Et ça n'est pas un hasard si, en 2025, le 27 mars, il n'y a en Corse ni SCOT, ni PLUI, ni de PLU en nombre suffisant. Ce n'est pas un hasard. Ah, bien sûr qu'il y a des défauts d'ingénierie, bien sûr qu'il y a des défauts de financement, bien sûr qu'il y a des défauts de coordination et d'empilement des strates et des acteurs. Mais il y a surtout un défaut de visibilité et de stratégie. Vous nous avez conduit, à reconnaître le fait urbain. Mais vous ne nous dites toujours pas, des mois ou des années après, ce que vous comptez en faire. Et c'est là où le bât blesse. Nous, on aurait largement préféré que vous posiez un choix politique auquel on aurait été opposé, que de faire une espèce de teasing en annonçant vouloir créer les conditions d'un choix, sans nous dire encore une fois lequel ou lesquels. Nous,
avancem concernant les pôles urbains, on a un maître mot qu'on emploie dans nos communes respectives et dont on considère qu'il est applicable au rapport que vous nous proposez et plus généralement au-delà du rapport à la situation. C'est le maître mot de réparation. Réparation urbaine, réparation infrastructurelle, réparation sociale. Bon, on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état que l'on connaît, méconnaître un certain nombre de dérives ou de réalités au prétexte qu'elles ne seraient pas politiquement correctes. Il faut qu'on commence à mettre des mots dessus. Troisièmement, Julien, il y a un conflit de temporalité ou d'agenda. Vous nous avez invités à voter la révision du PADUC. On n'a pas encore commencé, c'est à peu près normal. Vous nous proposez aujourd'hui ce rapport. On va débattre un peu plus tard de la question de la ruralité au travers de l'aide qui est due aux communes au titre de la quinquennale notamment. Demain, on va discuter, nonobstant le vote du budget, de la Chambre de commerce et de son statut nouveau, ce qui n'est pas sans impacter tous les sujets qui sont aujourd'hui abordés. Donc, en gros, on va rajouter un tuyau à l'orgue, mais on ne va pas jouer pour autant de meilleure musique. Et le problème demeure de cette absence criante et quasi totale de coordination entre l'ensemble de ces strates. Troisièmement, vous avez dans ce rapport, je vous y rends attentif un court instant, des petites coquilles, ou en tous les cas des sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Vous avez par exemple des communes, alors peut-être est-ce voulu, qui apparaissent dans deux catégories. Dans deux catégories de règlements, oui, dans le rapport. Je vous les cite pour qu'on gagne du temps. Biguglia, Luciana, Borgo. Alors, où on s'y est mis à plusieurs, mais mal lu le rapport, où il y a des ajouts, mais ça demande effectivement à ce que vous nous le précisiez. Dans le même ordre d'idées, et pour avancer et bientôt conclure, il y a une déconnexion entre l'agenda PADUC et l'objet de la délib, une déconnexion entre la question donc des différents niveaux d'intervention et celle que vous nous proposez aujourd'hui en surplus, et une déconnexion, comme d'autres l'ont pointé avant moi, et ça me semble unanime, plus grave encore, dans le temps, entre le moment où vous nous demandez de discuter du rapport et celui où, prenant date, vous nous demanderez de discuter du règlement d'aide. On ne peut plus, monsieur le conseiller, déconnecter en permanence les débats d'orientation des moyens que vous mettez en œuvre pour les traduire dans les faits. Ou alors la ficelle est trop grosse. Et un peu solennellement, je vous demande d'y renoncer. On ne peut pas nous endormir avec des discussions thématiques à perte de vue, et quand un autre sujet s'invite, parce que l'actualité est dense, 3 mois, 6 mois, 8 mois après, et que le débat est derrière nous, et pour ne pas faire de langue de bois, oublié de la plupart, y compris de nos élus, nous amener un règlement qui est décontextualisé et qui dit des choses dont on n'a même plus la mémoire vive. 15 orientations, 38 objectifs opérationnels, aux idées trop, c'est une usine à gaz. Alors que le moment, il est à la débureaucratisation, au fait de simplifier les objectifs, de travailler sur quelques cibles, quelques éléments clés. Vous en rajoutez comme si ce pays en manquait, alors qu'il croule déjà sous les prescriptions, les indications, les conseils, les règlements, etc. Bien. Donc moi, je ne serai pas plus long. Vous avez compris, je pense, l'état d'esprit général de notre groupe. À ce stade, et en attendant le règlement d'aide qui viendra dire beaucoup plus précisément que ce que vous nous donnez aujourd'hui à lire, 1. Il faut qu'on traite cette question des conflits d'agenda et des conflits, entre guillemets, de procédure. 2. Il faut que la collectivité s'impose dans le respect de la libre administration des collectivités locales
et du fait communal ou communautaire comme une chef de file et qu'elle dispose pour cela d'un degré de coordination plus abouti de toutes les compétences, quitte à ce qu'on en discute en termes d'instance, de moment, de lieu, mais on ne peut pas rajouter sans cesse des strates aux strates sans jamais supprimer les précédentes ni chercher à les coordonner. 3. Il y a la question des conventions de territoire avec l'ADEC, la question des territoires avec l'AUE, l'ANA, etc. Pour ne parler que des rapports récents ou de ceux qui sont aujourd'hui proposés. Il va y avoir demain, sur ces questions-là, un cadre conventionnel ou une relation à inventer. Bon, s'ajoutent des réflexions en cours sur les intercos, leur périmètre, notamment dans le cas des discussions engagées sur l'autonomie, etc. Donc c'est un fatras, en restant poli, sans nom. Alors, ou ça vient trop tôt, ou ça vient trop tard. Mais quoi qu'il en soit, casca male. Alors, moi je termine, pour toutes ces raisons-là, et à ce stade, en reconnaissant le travail qui a été entrepris et auquel on a modestement participé, notamment lors de la session Porto Vecchiese. Une vraie inquiétude et une attente lourde quant au règlement d'aide et aux moyens que vous comptez ajuster pour tout ceci, et conformément à ce que la présidente nous a invités à respecter, je ne parlerai pas du territoire dont j'ai, avec d'autres ici, modestement la charge, mais de la Corse en général, du fait urbain en particulier, et singulièrement du rapport que vous nous proposez. Je vous remercie. Ringraziabi. Pedro Gionga, a voi. Vi ringrazio, Presidente. Due parole per dire che questo rapporto mi fa stornare perché esperte a Gossi Gandui per conto mio, a Gossi Gadiegida e a Gossi Gadi paesani. Io pensavo che nel quadro dell'autonomia abbiamo regione in 10 territori e questi territori hanno gli stessi aiuti e la stessa attenzione della nostra collettività. Allora forse ho mal letto questo rapporto, ma questa è una ridromica. Allora voglio riasente da questo punto e abbiamo dicendo che Los Angeles ha dei agosti, compreso mica che Los Angeles via differenze tra i territori e vorrei che pensessimo così. Vi ringrazio. Ringraziabi. Louis Pozzo di Borgo. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil exécutif, alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas m'ériger en faux par rapport à ce qui a été dit. Alors j'aurai une vision un peu plus quand même polissée des choses et je voudrais reprendre ce rapport par le bon bout. D'abord, effectivement, un travail qui est appréciable, même s'il n'apporte pas toutes les solutions, ce n'était pas le but du rapport, il pose un cadre et vient aussi mettre en évidence une situation. Pour le coup, même si les curseurs politiques sont placés de manière différente, je rejoins totalement les propos de Paul Quastane. Comment éviter que toutes ces décisions que nous prenons ici servent à d'autres ? Puisque nous y allons tout droit, et ça c'est un fait non seulement politique, mais c'est aussi un principe de réalité. Alors, ce schéma qui vient enrichir nos discussions permet aussi de recentrer le débat quelque peu sur l'urbain. On a dans notre ADN les uns les autres, pour ne pas dire quasi tous, chevillés au corps le rural. Que l'on soit de Porto Vecchio, de Bastia, d'Ajaccio, nous avons tous notre côté rural, i nostri paesi, là où nous remontons volontiers le week-end et le plus souvent possible, et où certains y vivent encore. Donc là-dessus aussi, nous avions besoin d'un raisonnement sur l'urbain. Lorsqu'on parle de fait urbain, lorsqu'on parle de territoire, il me semble, ce Conseil exécutif, et ce rapport transpire cet état de fait, la collectivité de Corse ne peut pas tout organiser. Et je rebondirai tout de suite sur les propos de Jean-Christophe Angelini, que je peux partager. Il n'y a pas de Scott, Jean-Christophe, il n'y a pas de PLUI, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que sur notre territoire, nous avons aussi cette culture exacerbée de la commune, du fait communal. Il n'y a qu'à voir le nombre de communes et l'impossibilité pour nous culturellement de faire des fusions de communes. C'est un fait important aussi dans ce raisonnement-là et dans ce dossier-là. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de SCOT ou d'autres documents partagés,
c'est aussi parce que bien au-delà de l'Assemblée de Corse, nous sommes dans un dispositif concurrentiel entre intercommunalités. Et on le voit, on a du mal à se parler de nos voisins. Alors évidemment, sur les conseils du déontologue, je ne parlerai pas des choses que je connais ou que je peux administrer, mais on a du mal à se parler de nos voisins. Et ça, c'est un véritable frein. C'est un frein au développement de la Corse, et c'est un frein qui vient, là encore, accentuer les équilibres. Paul Félix parlait de charges qui étaient à la charge justement du milieu urbain. Moi, j'appelle ça les charges de centralité. Effectivement, le périurbain, eh bien, de par son développement, qui souvent, jusqu'à présent, ne proposait que du résidentiel, eh bien, toute l'offre de services, qu'elle soit de soins, qu'elle soit de transport, qu'elle soit en matière économique, se situait dans le milieu urbain. Donc, effectivement, des charges de centralité qui incombaient, on va dire, aux villes, aux grandes villes, aux grandes intercommunalités. Et c'est là que la vision doit changer. On ne doit plus parler d'urbain, de périurbain, mais on doit parler, et c'est un terme qui aujourd'hui est partagé partout en France et en Europe, on doit parler de bassin de vie vécu. C'est bien ça qui va permettre le développement de notre territoire au travers de ce document, et bien plus encore. Le bassin de vie vécu, vous l'aurez compris, il fait fi des frontières administratives. On ne raisonne plus sur intercommunalité, mais on raisonne bien évidemment en matière d'emploi, de pôle d'attractivité, de pôle d'offres, qu'elles soient de soins ou de mobilité. Et la mobilité est un des axes que vous défendez, Monsieur le Conseil exécutif, et qui me semble crucial. À l'heure où malheureusement nous ne pouvons que constater la paupérisation de la population corse, de la société corse, eh bien, un des faits majeurs pour cette paupérisation qui crée des travailleurs pauvres, c'est l'absence de mobilité. Plus l'urbain voit s'éloigner, je dirais, la partie économique, l'offre d'emploi vers le périurbain et parfois un petit peu plus loin, plus nous créons des travailleurs pauvres, des gens qui doivent, bien entendu, se rendre sur leur lieu de travail qui est de plus en plus loin de leur lieu de résidence, et avec le coût des transports, avec la cherté de carburant, nous créons aujourd'hui une catégorie de gens qui, malgré qu'ils aient un emploi, ne s'y retrouvent plus. Donc ce fait urbain ne peut pas être, je dirais, déconnecté de l'aspect ruralité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous essayons de défendre nos villages, nous essayons de défendre le rural, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, ces pôles urbains, ce périurbain, sont attractifs. Pourquoi ? Première chose, vous le savez, le besoin de logements sociaux notamment, et le rapport qui va suivre tout à l'heure, là aussi, viendra nous apporter quelques éclaircissements. Et la collectivité de Corse, de par ce rapport, prend à bras-le-corps un rôle et une compétence qui est la sienne, c'est celle d'aménageur. La collectivité de Corse a cette compétence d'aménagement, qui est partagée selon les territoires avec les intercommunalités. Alors oui, aujourd'hui, je le disais, il faut sortir de ces logiques concurrentielles entre communes et intercommunalités pour se plonger dans le futur développement de notre île. Ce rapport n'apporte pas les solutions que les uns et les autres pouvaient attendre. Ça serait trop facile, bien entendu. Pour autant, je le disais, il pose un cadre. Il donne aussi des indicateurs forts, le nombre d'arrivées par an sur nos territoires. Je crois que les uns les autres, dans nos intercommunalités, nous avons à disposition ces chiffres et ils effraient. Ils effraient et s'ils n'étaient pas aujourd'hui mis en évidence, ils seraient encore passés sur silence. Donc la suite de tout ça, c'est de dire que l'on soit de la CAB, que l'on soit de la CAPA, de Porto Vecchio, de Balagne, ou même du rural, mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'urbain, nous devons d'avoir un rôle de complémentarité. C'est ce que propose à demi-mot ce rapport. Certes, aujourd'hui, les montants alloués dans les aides ne sont pas encore là, mais c'est un document en devenir. C'est un document qui ne demande qu'à vivre, être enrichi aussi par la connaissance des intercommunalités, la connaissance du territoire, et qui doit faire passer le fait politique au second plan pour se consacrer sur le principe de réalité. Donc je ne serai guère plus long, mais simplement vous dire que ce document doit nous permettre d'anticiper deux choses. Ça a été dit aussi, ce qui se passe ailleurs depuis 20 ans est en train d'arriver chez nous, pour ne pas dire est déjà arrivé chez nous. Et ce qui se passe chez nous depuis quelques années sur nos pôles urbains est en train de se déplacer vers le périurbain. Donc ce rapport, il se veut aussi un rapport d'anticipation dans les politiques publiques à mener. Lorsque nous parlons de politique de la ville, le spectre est large. Les intervenants sont très larges aussi, et sans faire de procès à qui que ce soit, nous avons aussi cette mainmise de l'État sur ces dispositifs
avec parfois des fonctionnaires qui arrivent, qui sont dans un rôle décisionnaire et qui, sans connaître nos territoires, voudraient imposer justement cette vision-là de nos territoires. Alors, moi, pour ce rapport, bien entendu, Monsieur le Conseil exécutif, je ne vous dirai pas qu'il est complet, mais ce n'est pas ce que vous avez dit non plus. Je vous dis simplement que je le prends comme la première pierre d'un édifice indispensable qu'il nous faudra bâtir ensemble. Alors, loin des mots et des belles phrases, je ne reste pas simplement sur un propos généraliste qui voudrait noyer le poisson dans des milliers de dispositifs. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, nous avions besoin d'un document cadre, c'est celui-ci. Il avait été adopté, en tout cas la reconnaissance du fait urbain avait été adoptée en 2022. Aujourd'hui, ce rapport a le mérite de poser ce cadre tant attendu. Ce que nous attendons, nous, représentants des territoires, et ce que vous nous proposez, c'est que le travail débute dès à présent, pour mettre des moyens en face des dispositifs dont nous avons besoin, et de pouvoir aller plus loin sur le sujet. Merci. Vi ringraziamo. Altre domande di parola? Josefa Giacometti. Merci. Dans la présentation de ce schéma, aujourd'hui, nous avons une présentation du fait urbain. Très bien, très bon travail, je dirais, sur le plan technique, très intéressant à plusieurs égards, avec des axes et des objectifs définis. Nous avons le cadre de ce qui est un fait urbain et un fait périurbain. Or, en 2022, je crois avoir lu qu'il allait falloir définir ce qu'était le fait urbain corse. Et donc ça, c'est une déclinaison politique. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas, dans ce schéma et dans ce cadre, se dessiner le fait urbain et périurbain corse. J'ai un cadre général bien posé, mais je ne vois pas se dessiner ce qui devrait constituer les modes d'action qui permettraient de répondre à la réalité qui est la nôtre, et surtout au-delà de la réalité, parce que la réalité, elle est posée. Mais au-delà de la réalité, à tenter de contrer par le projet que normalement nous avons en commun, la mise en œuvre d'une réalité hors sol. Ça, je ne le vois pas se dessiner. Il y a un constat qui est posé, et là aussi bien posé, en toile de fond, d'une précarité grandissante, d'un prix du foncier qui a contaminé depuis bien longtemps le locatif, de la nécessité de prendre en compte les changements environnementaux et climatiques. C'est une évidence, là pour le coup, pour la Corse comme pour le reste du monde, évidemment. Une réalité d'une déstructuration sociale, culturelle et linguistique. Et c'est là que nous devrions actionner les leviers d'une manière différente, à l'aune de ce constat. Car il s'agit là de l'habiter. La question de l'habiter, de la façon d'occuper un espace, de s'approprier un lieu, d'établir avec lui un lien au lieu, c'est une façon de ne pas être dans un développement hors sol. Et ça, ce n'est pas seulement une philosophie. Ça a des déclinaisons techniques et pragmatiques concrètes. Donc ce schéma, il ne devait pas être l'alignement, la mise en cohérence, je dirais plus exactement, la mise en cohérence de l'ensemble des dispositifs qui existent, de l'ensemble des zonages qui ont été établis par les politiques étatiques, mais normalement, il doit mettre les curseurs, s'inscrire en rupture, s'il doit s'inscrire en rupture, et lorsqu'il doit s'inscrire en rupture, donner des inflexions, permettre d'engager un changement. Ça, je ne le vois pas s'afficher, être annoncé, commencer en tout cas à se décliner. Je vais prendre deux exemples où se croisent les lieux et les hommes. Les lieux d'abord, sur la question du périurbain. La périurbanité qui aujourd'hui s'est développée de manière anarchique dans notre île, on le voit à la périphérie d'Ajaccio, qui est, je dirais, symptomatique, qui est en train de tuer définitivement un centre-ville et qui est le résultat d'un développement anarchique de ces dernières décennies qui s'est fait à Ajaccio comme dans beaucoup d'autres endroits, au gré des volontés de promoteurs, sans politique d'aménagement, avec une grande distribution qui prend un poids considérable et avec des logiques qui ne sont pas des logiques de l'habiter, mais qui sont des logiques d'empilement,
d'activité, de zonage, et où il reste quelques mètres carrés, on essaye d'y caser quelques hommes sans lieu de vie et sans commun. Mais ça, c'est le constat. Qu'est-ce qui s'infléchit ici? On a l'impression qu'on va tenter de courir après, tenter de réparer sans savoir comment, tenter d'aménager, je ne l'ai pas vu, tenter de développer autrement, je ne le vois pas. Et c'est ça qui est très problématique et très, je dirais, décevant en effet, parce que j'ai lu dans le rapport « faire avec ». Je cite le rapport. Le périurbain, il faudra faire avec. Faire avec, si c'est un principe de réalité, on pourrait l'admettre. Mais quand on fait de la politique, au principe de réalité, on essaye d'opposer les actions. Faire avec comment? En contenant, en continuant à laisser en densifiant, en continuant à laisser se développer un étalement. Ayach, pour rester sur le périurbain d'Ayach, on va attendre que la tâche périurbaine rejoigne les villages limitrophes, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle est déjà en train de faire. Comment on arrête ça? Si on décide de l'arrêter, si on veut l'arrêter, et je crois entendre dans tous les discours que vous souhaitez l'arrêter, il y a des souhaits, mais il n'y a pas d'action. Je ne vois pas, là où vous impulsez, vous tentez de courir après un développement dont nous disons tous ne pas vouloir. Et on a l'impression qu'on va essayer de le bloquer. Et je vais finir avec les hommes, les lieux, les hommes par deux exemples. J'aurais pu faire aussi une incise sur la périurbanité, sur la question des zones de production qui sont subrepticement évoquées, notamment des zones agricoles. Les zones agricoles dans le périurbain aujourd'hui, ne verma poco et sont minacciate. Comment on inverse cette tendance? Peut-on encore l'inverser? Et si oui, quelles actions on met en œuvre? Comment on s'inscrit en rupture? Je disais donc, je finis avec les hommes. Ça a beaucoup été évoqué sur le solde migratoire. La question du solde migratoire positif. Là aussi, si on adopte un principe de réalité, on peut l'admettre. Mais je vous ai écouté souvent, monsieur le conseiller, et puis on se connaît quand même un peu. Je sais que ce solde migratoire, il ne vous satisfait pas. Or, dans ce rapport, c'est ça qui me gêne, je lis « En effet, la Corse bénéficie d'une croissance démographique parmi les plus dynamiques de tout le territoire métropolitain. » Je passe les vocables dont un projet nationaliste aurait pu faire l'économie. En grande partie grâce à un solde migratoire, positif. Grâce à un solde migratoire positif. Cela reflète le véritable attrait, cela reflète le véritable attrait dont bénéficie l'île en raison de sa richesse environnementale et patrimoniale, ainsi que du niveau de qualité de vie qu'elle propose. Or, en parallèle de cette attractivité indéniable, le diagnostic territorial réalisé a mis en lumière le fait que l'offre de logement à l'échelle insulaire demeure insuffisante et inadaptée. Alors, on ne va pas caricaturer les propos. Sappiamo che lo ci vuole costruisce e meglio per i nostri, a un momento ado, que la rénovation des logements dans l'urbain et dans le périurbain, elle est présente. Mais est-ce qu'on va courir, puisque vous dites grâce, est-ce qu'on va adapter l'offre à cette indéniable attractivité qui est la nôtre? Ulemo dava finisce. Compiugui, una di mancuisto una volta a questione. Mi digerete che lei i meccanismi di lotta contro la speculazione che l'avete messo, manco una volta una giusto. E vogato statuto di residente, per esempio, per rimettere appena a Ieja, di Radio, come le dice francese, l'église au centre du village. Il y a quelques mots, il y a quelques termes qui peuvent paraître symboliques, mais vous savez, la sémantique, parfois, elle traduit aussi l'action. Donc, je vous appelle a sapere, bitiamo a sapere, se n'avevamo accordo d'arrêter un sviluppo che non volevamo mica, o se ne da accettare, rinunciare e appunta a seguita, non sarà più a Gorzica, e non sarà più d'altronde a Gorzica che non volevo, fermerà un pantone. Ringraziabi. D'altre domande? No? Roule un peu sous les documents. Je vous remercie déjà toutes et tous pour vos interventions et contributions à ce rapport.
je souligne tout d'abord que chacune et chacun d'entre vous, en tout cas, vous avez été nombreux à relever le travail conséquent, technique, qui a été mené par les services depuis l'adoption de la première délibération sur la reconnaissance du fait urbain. Et je m'associe également à vous pour les remercier de ce travail. Donc, tout d'abord, pour répondre à Paul Coasta, qui a été le premier intervenant, et à Josepha également, qui a été la dernière. Comme ça me permet de faire le lien et d'essayer de faire une synthèse. Je pense que vous m'avez entendu à plusieurs reprises, que ce soit lors de présentation de rapports ou de réponses à des questions orales, ou plus récemment au moment de l'analyse du PADUC, pour constater les désordres ou les désagréments qui peuvent être en croissance démographique. J'ai à la fois dit, et cela à plusieurs reprises dans cet hémicycle, que ça pouvait être un indicateur favorable pour de nombreux économistes, comme l'augmentation du PIB, ou comme le secteur du BTP qui se porte à merveille, par exemple, ou le secteur des transports, je ne sais pas. Des indicateurs qui, pour un certain corps, pouvaient paraître comme un indicateur bénéfique, mais qui créaient des déséquilibres économiques, sociaux et un bouleversement dans notre société, surtout à la vitesse à laquelle il allait, qui ferait à court terme, si rien n'est fait, un risque de menace, voire de disparition de ce qui fait aujourd'hui le peuple corse. Et j'avais même, je me souviens, à la fin de l'année, vous engager à continuer d'espérer qu'on puisse encore changer les choses. Et puisque Paul Coasta a évoqué le rapport sur de la Hudson Institute dans les années 70. Je rappelle, c'était une étude prospective qui avait été commandée par la DATAR. Et j'ai retrouvé un de mes discours en tout début de mandature. Alors, je ne l'avais pas fait ici, je l'avais fait devant l'Assemblée nationale, pour vous dire, à l'invitation, je crois d'ailleurs, de Jean-Félix Aquavivre. Et il y avait deux hypothèses dans ce rapport. La première hypothèse, qui était portée par la Hudson Institute, c'était... Elle était d'ailleurs plutôt avant-gardiste, je la cite, avant-gardiste par rapport à la vision de l'époque, qui était très centralisatrice, de s'appuyer pour le développement de la Corse sur la restauration de l'identité culturelle, sur le développement des savoir-faire traditionnels et plus particulièrement des productions agricoles. Ce que disait peut-être aussi Jean, en forme de réacquis. Ça, c'était le scénario, je dirais, auquel on pourrait adhérer. Mais il y avait le second scénario, et Paul a raison. Alors celui-là, il était plutôt sombre. Et je cite le rapport de la Houston dans les années 70. C'était peut-être une prophétie qui se réalise aujourd'hui. Les Corses, chassés par des vagues d'émigration successives, pourraient un jour disparaître, tout comme les aigles et les bisons aux États-Unis. Voilà ce qu'écrivaient, à la demande de la DATAR, les chercheurs américains dans les années 70. Peut-être que... malgré les combats qu'on a pu mener collectivement, ce scénario prend corps sur le territoire. Alors, je vais essayer de répondre aux différentes interventions. Tout d'abord, le groupe de droite, M. Voglima, je rappelle qu'en matière de concertation, il y a quand même eu 56 réunions bilatérales avec les territoires concernés en 2 ans, l'organisation de 2 séminaires, et on a essayé, tant bien que mal, alors peut-être on n'est pas parvenu totalement, et je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance de vos amendements, on s'est d'ailleurs nous-mêmes rencontrés à 2 reprises, on a souhaité vraiment co-construire ce premier schéma avec les territoires. Et pour répondre aux différentes interventions, c'est un premier schéma, c'est un premier pas, c'est une étape. Il a vocation à être amélioré au fur et à mesure, je dirais, des évolutions. Et les territoires urbains ou périurbains et leur évolution ces 20 dernières années, en effet, je rejoins les interventions précédentes, ils doivent être réparés. Je dis, dans beaucoup de territoires, ce n'est plus des espaces de vie. Et si on laisse faire, c'est pour ça qu'il est important ce schéma, si on laisse faire, sans rien dire et faire comme si on ne voyait pas, ce qui s'est passé dans la périphérie ajaxienne ou bastiaise, ou à Porto Vecchio,
ça va s'étendre petit à petit, et c'est déjà le cas, vous le savez, hein, vous connaissez bien le territoire, jusqu'à la plaine orientale. Des phénomènes de périurbanisation, de consommation d'espace à outrance, pour faire essentiellement du logement, voire de la résidence secondaire ou des activités touristiques. Ce n'est pas le modèle de développement qu'on veut. Donc, on pose le constat aujourd'hui, je pense que c'est dit dans ce rapport-là, et on essaye d'anticiper, de réparer les territoires qui ont subi, je dirais, ce modèle de développement depuis les 20 dernières années, et préparer et faire en sorte que ça n'arrive pas dans les territoires à venir. Mais ce n'est pas que ce rapport qui va le permettre. C'est là où il ne faut pas se tromper de débat. Ce schéma urbain, il fixe un certain nombre il fixe un cadre, il fixe des orientations, des objectifs. Il ne faut pas lui faire porter l'ensemble des problématiques qui sont liées au défaut de planification dans les communes, autour des documents d'urbanisme, ça a été dit par Jean-Christophe Angeligne et repris par Louis. Les problématiques liées au transport, on aura examiné aussi, dans le cadre du PADUC ou de schémas sectoriels, d'autres problématiques qui sont liées à ce schéma. Je reviens sur les moyens. Beaucoup d'entre vous m'ont interrogé, on a un cadre, mais quid des moyens? Si j'étais venu ici avec un règlement d'aide, quel qu'il soit, hein, pour vous dire, voilà, maintenant, on a une enveloppe de temps, les opérations éligibles, c'est ceci, ceci, cela, vous m'aurez, et c'est légitime, reproché de dire qu'il n'y avait pas de vision stratégique, qu'il n'y avait pas de cadre d'intervention de la collectivité de Corse. Donc là, je pense qu'on fait les choses dans l'ordre. On arrive avec un schéma urbain qui fixe un certain nombre d'orientations stratégiques et d'objectifs opérationnels. On aura par la suite à vous présenter le schéma montagne. Et forcément, si on a fait le choix de présenter les deux de manière simultanée, ce n'est pas pour opposer ces territoires, mais force est de constater qu'il n'y a pas les mêmes dynamiques à l'œuvre dans l'urbain et dans le périurbain ces dernières années, qui connaissent une explosion à la fois démographique et économique, et les territoires de montagne et de l'intérieur, qui ont les plus grandes peines du monde à maintenir les équipements actuels, à se moderniser et à accueillir de nouveau un développement, accueillir tout simplement un développement. Donc la mise en œuvre opérationnelle, le cadre, 2025 pour travailler sur la mise en œuvre opérationnelle dans le cadre du règlement d'aide de la collectivité de Corse, mais pas seulement. Moi, ce que je voulais vous dire également, c'est que pour la mise en œuvre de ce schéma, il ne faut pas voir que les fonds propres de la collectivité de Corse, parce qu'on voit bien qu'au vu des besoins, que ce soit dans l'urbain ou dans l'intérieur, la logique veut qu'on a la nécessité de faire converger l'ensemble des dispositifs. Je pense à ceux de l'État, au travers de la politique de la ville pour l'urbain. Et pour répondre également à Josépha, nous, par rapport à la vision de l'État, qui, je dirais, se concentre sur un certain nombre de périmètres, je dirais très précis, on ne va pas se limiter au périmètre de la politique de la ville, qui cible un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers en difficulté, etc. On a une logique d'ensemble qui s'impose à l'ensemble des territoires de Corse. Et je pense qu'il est quand même de dire que c'est un schéma qu'on pourrait retrouver. Bien sûr qu'il y a des problématiques qu'on retrouve ailleurs et qui se connaissent depuis très longtemps, et malheureusement, on n'a pas su les anticiper ou pas suffisamment dans un certain nombre de territoires. Mais pour autant, on l'a voulu quand même qui s'adapte au territoire et qui répondent aux problématiques des villes, puisque co-construit avec eux, alors peut-être pas suffisamment, peut-être qu'au fur et à mesure, on aura vocation à l'améliorer. Mais le document phare pour cela, et le projet de société, finalement, que vous demandez, il se fera à travers du PADUC. Parce qu'il y a un certain nombre de schémas sectoriels. Et Jean-Christophe nous interrogeait sur le calendrier en nous disant « mais c'est pas bon, vous venez avec ce schéma, derrière il va y avoir le PADUC, etc. » Mais à un moment donné, on est bien obligé de prendre des décisions et d'avancer, je dirais, de manière concomitante, en parallèle. On ne peut pas attendre le grand soir et que tout arrive d'un coup. Ce schéma, il a vocation à être intégré dans le cadre de la révision du PADUC, comme seront intégrés le SR22I, la PPE, le schéma montagne, donc l'ensemble des schémas sectoriels mis en œuvre par la collectivité de Corse ont vocation à intégrer le futur PADUC et essayer de concentrer le PADUC justement sur un projet d'ensemble en renvoyant au schéma sectoriel pour les objectifs stratégiques et leur déclinaison opérationnelle. Sinon, on n'y arrivera pas. On a besoin d'avoir une architecture de nos documents phares avec en tête de pont le PADUC
et la déclinaison dans des schémas et dans des règlements d'aide sur les différentes thématiques. Je pense au transport, ça a été évoqué également par Paul Félix, bien sûr. Les ports, les aéroports, l'intermodalité, le maillage territorial en matière de transport. Mais ça, c'est un schéma qui est propre, qui est le schéma régional des transports, des infrastructures et de l'intermodalité, qui viendra en temps voulu. Mais on ne peut pas faire dire au schéma urbain, on ne peut pas demander au schéma urbain de répondre à l'ensemble des problématiques que connaît aujourd'hui le territoire insulaire. Pour revenir sur les appels à projets, les appels à projets, ce n'est pas mettre en concurrence les territoires. Les appels à projets tels qu'on les voit, nous, aujourd'hui, c'est justement de permettre de faire émerger des projets de territoire. Ces appels à projets, ils ont vocation déjà à accompagner des grands projets d'infrastructure, des grands projets d'aménagement. On pourrait citer l'entrée de ville d'Ariage, Fond de Bec, comme vous préférez. On pourrait citer le quartier de la Gare à Corte ou à Bastia. On pourrait citer le futur quartier de Tog, etc., etc. Ou même, allez, soyons fous, le port de Bastia. Ce genre d'appel à projet, ou sur des territoires plus restreints, je dirais à l'échelle d'un groupe de communes, ils ont vocation à accompagner les territoires et en ingénierie et en mise en œuvre opérationnelle sur des grands projets autour des secteurs d'enjeux régionaux du PADUC. C'est ça qu'on souhaite mettre en œuvre. Parce que ça nous a été souvent reproché de ne pas porter de projets structurants à l'échelle du territoire dans les secteurs à fort enjeu. À travers ces appels à projets, c'est ça qui est visé. Et de permettre, par exemple, demain, à une grappe de communes, à l'échelle d'un ancien canton ou d'une piève, de réaliser un certain nombre d'opérations qui sont structurantes pour eux et qui dépassent finalement le cadre uniquement de l'intercommunalité ou de la commune. Et bien sûr, aboutir à terme à des pactes sur des projets qui pourraient faire l'objet de conventions pluriannuelles de financement, ce qui nous permettrait d'avoir une lisibilité aussi d'un point de vue financier pour la mise en œuvre de ces grands projets. Donc des pactes ou des contrats avec les territoires sur des opérations bien précises et bien identifiées. Voilà, je pense, j'ai essayé en tout cas de répondre à l'essentiel de vos questions. Si vous le voulez bien, je prends 5 minutes, Madame la Présidente, pour prendre connaissance des amendements. Et je ne sais pas si on fait une suspension de séance ou qu'on l'examine en commission. Donc, ça dépend de la nature des amendements, merci, en fait. D'abord, merci, j'aurai moi-même un amendement. Oui, j'ai vu. Donc, merci, Monsieur le conseiller exécutif. Merci à tous pour ces interventions. Donc, il y a effectivement, ça a été annoncé par le groupe Onsoff, Youno, il y a plusieurs amendements. Il y en a 4, 5, je ne me souviens plus exactement. 2, 3, 4, 5, 4 d'Onsoff et 1 de l'exécutif. Il y en a 5 au total. Voilà. Donc, vous n'en avez pas encore pris connaissance. Donc, on va vous donner, je comprends. Donc, on va donner 5 minutes à l'exécutif pour en prendre connaissance. Ensuite, donc on va faire une toute petite interruption de séance. Pas trop longue parce qu'il est 5h20 et qu'à 18h, nous avons la conférence de presse. Il faudrait voter avant 18h ce rapport. Et ensuite, vous présenterez vos amendements. D'accord ? Merci.
Gagnez vos places, s'il vous plaît. Bien, donc, à la suite d'échanges entre le groupe Unsof Youno et l'exécutif, des amendements de consensus ont été produits, j'en suis fort aise. Donc, je vais demander à M. Volimac de présenter les amendements du groupe, mais qui désormais sont des amendements de consensus. Donc, je vous redonne la parole. Merci Madame la Présidente. Je tiens en préambule à remercier Julien Pauline, conseiller exécutif, et ses services. On a modifié très peu de choses sur les amendements que nous avons déposés. C'était vraiment à la marge. Amendement numéro 1. Donc, proposition d'amendement. Le deuxième paragraphe de la conclusion du rapport, page 8, ainsi que le deuxième paragraphe de la conclusion du préambule du schéma en annexe, page 10, sont complétés comme suit. Sans remettre en question le financement des projets relevant des programmes contractualisés au titre de la politique de la ville. Avis de l'exécutif, je suppose. Favorable. Favorable. Quelqu'un souhaite intervenir sur cet amendement? Non. Je soumets l'amendement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Abstention. Dawansem. Qui ne participe pas? Alors, je reprends les abstentions. Pierre Jong, Awansem. Les abstentions. Qui ne participe pas? Josefa Giacometti. Que fait Corinne Fronte? Donc, non-participation. Qui est pour? Donc, Unsof et Femoagor Siga Fapoblu, pardon, sont pour. Amendement numéro 2. Après l'article 2 de la délibération est inséré un nouvel article ainsi rédigé. Dans le cadre des appels à projets thématiques, les territoires pourront bénéficier d'un pacte pluriannuel pour accompagner les opérations structurantes qui relèvent du schéma de développement urbain. La numérotation des articles est adaptée en conséquence. Donc, avis de l'exécutif. Favorable, bien sûr. Favorable. Qui souhaite intervenir? Donc, je mets au vote l'amendement numéro 2. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention d'Awansem, ou qui ne participe pas? Et Pierre Jong, pardon. Qui ne participe pas? Josefa et Corinne Fronte. Qui est pour? Donc, Fapoblu et Unsof sont pour. L'amendement est adopté. Amendement numéro 3. Après l'article 2 de la délibération est inséré un nouvel article ainsi rédigé. Le SDUD fera l'objet d'un bilan régulier des actions menées dans le cadre de sa mise en œuvre et de sa déclinaison opérationnelle présentée en Assemblée de Corse. La numérotation des articles est adaptée en conséquence. Merci. Avis favorable de l'exécutif. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Awansem et Pierre Jong. Qui ne participe pas? Josefa Giacometti et je suppose Corinne Fronte. Vous ne participez pas? Donc, il ne participe pas. Qui est pour? Donc, Fapoblu et Unsof vote pour. L'amendement est adopté à une très large majorité. Amendement numéro 4. Après l'article 2 de la délibération est inséré un nouvel article ainsi rédigé. En partenariat avec les intercommunalités et les acteurs associatifs dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la collectivité de Corse s'engage à contribuer à la définition d'un programme d'action visant à soutenir les efforts du quotidien en matière de prévention des addictions et de la délinquance au quotidien. La numérotation des articles est adaptée en conséquence. Merci. Avis favorable de l'exécutif. Pas d'intervention. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Awansem et Pierre Jong. Qui ne participe pas? Vous êtes tous captivés par la lecture. Donc, qui ne participe pas? Donc, Josefa et Corinne Fronte. Qui est pour? Donc, Unsof et Fapoblu. L'amendement donc est adopté à une large majorité.
Il y a maintenant un amendement de l'exécutif. Oui, Madame la Présidente, comme je l'ai dit à la fin de mon exposé sur le rapport, et pour répondre à la délibération de la communauté des communes Maranagol en date du 26 mars 2025, il est proposé un amendement qui vise à insérer et dans le rapport et dans le schéma, donc dans le schéma qui est annexé au rapport, les éléments suivants. Alors, outre les territoires urbains identifiés à l'issue de la phase de concertation, pourront faire partie intégrante du périmètre d'intervention du schéma toute intercommunalité remplissant les conditions suivantes. C'est-à-dire qu'on intègre la demande de la communauté Maranagol, mais on l'élargit à l'ensemble des intercommunalités qui souhaitent également intégrer les périmètres du schéma sous 3 conditions. Premièrement, avoir manifesté la volonté d'intégrer le périmètre d'intervention du schéma par délibération, comme l'a fait la communauté des communes Maranagol. Deuxième condition, que le périmètre administratif de l'intercommunalité inclut au moins une commune appartenant aux catégories des territoires urbains identifiés, par exemple la communauté des communes Sud-Corse avec Porto Vecchio et Bonifacio. Et troisième condition, que les compétences de l'intercommunalité lui permettent une mise en œuvre effective du schéma au regard des axes et des opérations stratégiques qui le composent. En gros, si la compétence n'est pas communale, mais elle est intercommunale, ça permet à l'EPCI d'intervenir pour répondre aux orientations stratégiques du schéma en dehors du périmètre unique de la commune qui a été identifié comme territoire urbain. Donc je crois que cette sollicitation de l'Interco du Maranagol nous permet, je dirais, d'améliorer de manière conséquente les dispositions du schéma en permettant justement aux intercommunalités de trouver toute leur place dans ce schéma et dans sa mise en œuvre si elles le souhaitent. Je vous remercie. Merci. Monsieur le conseiller exécutif, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc, je soumets tout de suite à votre approbation cet amendement numéro 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention à Wansem ou Pierre Jong. Qui ne participe pas? Corinne Front et Josepha Giacometti. Qui est pour? Fapo, Boulou et Onsoff. L'amendement est adopté à une large majorité. Je soumets à votre approbation le rapport relatif donc au schéma de développement urbain durable. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention à Wansem, Pierre Jong. Qui ne participe pas? Corinne Front. Josepha? Abstention? Donc, Josepha, abstention. Ne participe pas Corinne Front. Qui est pour? Donc, pour Fapo, Boulou et Onsoff. Le schéma est adopté à une très large majorité. Bien, voilà une bonne chose de fait. Et de 1. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Première option, vous présentez les aides au territoire, les 2 communes. Voilà, et après il y a le schéma montagne, ou le schéma montagne, et après, voilà. Sachant qu'il y a 50% de temps de parole en plus sur... ça va, donc schéma montagne. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc pour faire suite au rapport précédent relatif au schéma urbain, je vais simplement, en quelques mots, introduire ce rapport relatif à la révision du schéma montagne, avant de céder la parole à mon collègue conseiller exécutif en charge des transports et président de l'Office des transports de la Corse, mais aussi, comme vous le savez, président du comité de massif, donc Jean-Félix Aquavive. Quelques mots de ma part pour rappeler l'action du conseil exécutif durant la dernière décennie au service des territoires de montagne et de l'intérieur et de l'ensemble des acteurs qui font vivre ces territoires, au travers bien sûr des différents règlements d'aide qui ont fait l'objet d'un soutien constant et fort de la part de notre collectivité en faveur de ces territoires, mais on y reviendra dans le cadre des dispositions transitoires, mais aussi pour souligner que ces politiques en faveur de la montagne et de l'intérieur ont trop longtemps fait défaut, malheureusement en Corse. Je rappelle qu'entre 1985 et 2002, aucun comité de massif n'avait été constitué.
alors que c'était possible, et qu'aucun schéma montagne n'avait été élaboré lorsque cette compétence était du ressort de l'État. Vous dire aussi qu'entre 2002 et 2016, malheureusement, cette situation a perduré, absence de comité de massif, de schéma montagne, et avec à la clé une perte conséquente, estimée à 300 millions d'euros, qui aurait pu être mobilisée en faveur de ces territoires. Donc il a fallu attendre près de 30 ans, 2016, pour obtenir des avancées en la matière, sous l'action, il faut le dire et le reconnaître, du comité de massif, sous la présidence de Jean-Félix. Alors, quelques points, à mon avis, qui me semblent les plus marquants de ces avancées depuis 2016. L'activation pour la première fois du comité de massif en février 2016 et l'élaboration du premier schéma montagne, qui vous est aujourd'hui proposé de réviser. La reconnaissance du statut d'île montagne en décembre 2016 dans la loi relative à la modernisation des territoires de montagne. Et également la déspécialisation de l'enveloppe de continuité territoriale afin d'affecter le reliquat en faveur des territoires contraints de l'île. Et enfin, 2017, l'adoption du premier schéma pour la période 2017-2023. Donc je cède la parole au président du comité thématique pour vous présenter à la fois le bilan de ce schéma sur la période précédente et le projet de révision pour les 5 ans à venir, 2025-2030. Et bien sûr, je me tiens à vos dispositions s'il y a des questions plus spécifiques sur ce schéma. Je vous remercie. Chers collègues, Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers membres du Conseil exécutif, chers conseillers et collègues de l'Assemblée de Corse, me revient la charge aujourd'hui à la fois de présenter le bilan du premier schéma d'aménagement, développement, protection de la montagne corse 2017-2024 et les orientations de la dite révision, dont on peut considérer qu'il s'agit d'un deuxième schéma, mais enfin c'est une révision, qui va porter donc sur la période 2025-2030. Je le fais d'autant plus volontiers et dans l'esprit aussi qui est celui de poursuite d'un travail qui continuera et qui est installé et qui continuera après le fait que je sois président, puisque je ne serai plus président du comité de massif d'ici peu, et que le temps est venu d'une transmission aussi de gouvernance à l'échelle de ce Parlement de la montagne qui est le comité de massif. Et j'utilise le mot Parlement de la montagne à dessein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler d'un schéma au sens administratif, il s'agit de revenir sur des fondamentaux et des priorités politiques en termes d'aménagement du territoire. Ça fait l'objet déjà des débats sur la question du schéma urbain, et je vais revenir là-dessus, sur en quoi il s'agit de fondamentaux et de ruptures qui ont été opérées depuis 2015. Comme ça a été indiqué par Julien Paolini, loi montagne de 85, qui est à l'échelle française une des premières lois qui consacre la diversité des territoires, après le mouvement de décentralisation de 1982, une loi montagne qui est surtout connue quand on parle d'urbanisme, mais qui est souvent méconnue quand on parle de ce qu'elle permettait ou permettrait de faire si l'administration centrale appliquait la loi de la République, c'est-à-dire l'adaptation des normes de portée législative et réglementaire dans un tas de domaines, article 7 de la loi, article jamais respecté. Donc cette loi reconnaît les massifs, dont le massif corse, et effectivement de 1985 à 2002, la compétence pleine et entière de l'État, comme c'est le cas encore aujourd'hui dans les autres massifs français, où ils ont un préfet de massif, où c'est piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, avec des missions dévolues à chaque massif et à chaque comité de massif, notamment de donner des avis sur les classements de réserves naturelles de montagne, par exemple, ou sur les notions, évidemment, d'urbanisme liées à l'interprétation de la loi montagne, et évidemment la mission d'élaborer des schémas de développement à l'échelle des massifs. Et je dois, non pas qu'il soit fautif, mais simplement parce que je viens de me rendre compte maintenant, préciser que ce n'est pas 300 millions d'euros que nous avons perdus faute d'activation du comité de massif, mais plutôt 500 millions d'euros, puisque 30 ans, c'est 6 révisions de massifs de 5 ans chacun. Et vous verrez qu'à l'aune du bilan que je vais présenter, qui démontre qu'il y a 102 millions d'euros de projets qui ont été soit réalisés, soit en cours de programmation, et que cette somme correspond peu ou prou à ce qui est programmé dans les plus petits massifs français, par exemple le Jura, c'est bien 500 millions d'euros de moyens normaux, de moyens non exceptionnels, de moyens normaux qui n'ont pas été utilisés au profit du massif corse durant 30 ans, c'est-à-dire qu'on est parti avec un train de retard de 500 millions d'euros, nonobstant les axes de développement que l'on choisit schéma après schéma. Voilà. Donc c'est important de le préciser parce que ça veut dire qu'en 2016, on a activé une compétence transférée de statut 2002, qui n'était pas activée auparavant,
Et qu'avons-nous fait? C'est pour ça que je parle de politique. Il ne s'agit pas simplement de voter un schéma aujourd'hui, il s'agit de faire un bilan sur une politique. C'est que nous avons considéré que la politique de la montagne, qui n'était pas une politique affichée comme centrale jusque-là, devienne une notion centrale, notamment à travers la notion d'île-montagne. Je rappelle que durant les années 2011-2010, un certain nombre de maires, certains sont peut-être là, d'autres ne l'étaient pas, je faisais partie de ce mouvement-là, réclamions un avenant au PADUC plan montagne, qui a été donc finalement accepté en octobre 2015 pour définir des zones contraintes. Je précise quand même que la notion des zones contraintes définies dans cet avenant permet de calculer la critérisation notamment de la dotation d'aide aux communes aujourd'hui, puisque nous avons décidé, en vertu de la politique de la montagne, de se fier à cette catégorisation, parce que nous sommes pour une politique de la montagne. Donc il y avait une revendication, il n'y avait pas de comité de massif, il fallait installer une politique de la montagne. La politique de la montagne, elle se traduit certes par le schéma, et on va y revenir, mais elle ne se traduit pas que par le schéma. Elle a irrigué depuis 2015, et je pense que peut-être le président exécutif ou d'autres pourront revenir derrière, avec Julien Paolini, d'autres politiques sur lesquelles on va revenir, puisque la dotation quinquennale est calculée, y compris en prenant en compte la solidarité territoriale de montagne aujourd'hui. Puisque le dispositif On a gaz à per tutti met une dimension montagnarde dans la bonification des taux des financements des communes de montagne. Je prends ces deux exemples, parce que ce sont des exemples prégnants en la matière. D'autres politiques, culturelles notamment, permettent cette bonification dans le cadre des communes de montagne. C'est-à-dire qu'au sens financier, la politique de la montagne a irrigué d'autres politiques publiques sectorielles, des agences et offices et de l'aide aux communes, qui a été bonifiée en moyenne, je crois, de 16% par rapport à la période précédente, sur laquelle on reviendra par ailleurs, je suppose, par rapport à la disposition transitoire, et dont, évidemment, une bonification liée à la notion de solidarité territoriale, de péréquation territoriale. Donc oui, nous avons fait un choix politique qui est la solidarité territoriale. Je ne fais pas le bilan du passé, je dis ce que nous avons fait et assumé, et qu'on continue d'assumer, le schéma étant un des dispositifs aux côtés de la dotation quinquennale, du fonds de solidarité territoriale, etc., sur lesquels, je suppose, le conseil exécutif dédié reviendra. Donc c'est important de le dire. Par ailleurs, nous avons en parallélisme des formes revendiqué cette notion d'île-montagne dans la loi montagne, c'est-à-dire que, outre l'adaptation permise par l'article 7 générique par tous les massifs, on y a introduit, grâce à une négociation avec le gouvernement de l'époque, la nécessité de dire mais chez nous, la spécificité est plus forte, il y a au cumul des contraintes. Et cet article 7 bis a été introduit, donc reconnaissant la spécificité de la Corse en tant qu'île-montagne, cumulant les contraintes qui doivent encore plus renforcer la notion d'adaptation des normes et des lois, et pas simplement que d'un point de vue financier, même du point de vue de l'éducation. Je fais un petit clin d'œil à la mobilisation qui a eu lieu ces quelques jours des lycées agricoles, où on voit bien que, quelle que soit la bonne foi ou même la bonne relation qu'on peut avoir avec des fonctionnaires de l'État, par ailleurs, selon leur volonté de dialogue ou pas, on voit bien que l'attitude de l'État central ou de l'administration déconcentrée reste souvent la même malgré les lois qui passent. Je vais résumer par une formule. C'est un petit peu un proverbe que nous connaissons ou le Gebogonishi de Ino, à Reggio Ado et Magabremea. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la loi dit clairement que pour les lycées agricoles, il faut une convention de moyens à discuter, à négocier entre le Conseil exécutif et l'État pour coller à la carte scolaire qui a été définie par l'Assemblée de Corse. La loi montagne dit la même chose, il faut adapter à l'éducation la capacité d'adapter les normes, y compris les moyens pour les collèges et écoles primaires de montagne, en dehors d'un cadre comptable normé mathématique. Or, pas besoin de revenir sur le problème de Vico, le collège de Vico, ou sur le lycée agricole, ou sur tout domaine pour considérer qu'il y a la loi d'un côté et il y a malheureusement la réalité du centralisme d'État de l'autre quand on discute de ce genre de choses au quotidien. Je le dis parce que c'est important, parce que c'est un moyen de faire le bilan de choses qui sont ouvertes par la loi mais non pas respectées par l'État sur le quotidien, on va y venir. Donc l'obtention de l'île montagne et la question de la déspécialisation, je vais faire une parenthèse dessus parce que c'est important. Nous n'avons pas sauté sur l'opportunité de la déspécialisation pour se faire plaisir. Je vais revenir quand même là-dessus parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur le financement du comité de massif pour mettre l'église au milieu du village. Nous demandions, quand nous avons activé le comité de massif et la politique de la montagne, que le strict respect du transfert de compétences. C'est-à-dire que normalement, c'est inscrit dans la loi montagne et dans le statut 2002, dans la loi de finances, il doit y avoir des moyens dévolus au comité de massif Corse, via la collectivité, en fonds d'aménagement du territoire, pour permettre le fonds propre du transfert
pour activer le schéma montagne. Ça, c'est la loi. Chaque année en loi de finances, nous avons effectivement une somme. Elle est de 150 000 €. Et elle est de 150 000 € depuis toujours, puisque comme il n'y a pas eu de schéma montagne, pas de comité de massif, Bercy et l'État se réfugient derrière l'idée, mais comme il n'y a pas eu d'activation par le passé, on reste sur le montant qu'on vous attribuait par le passé, quelles que soient les évolutions normales d'activation de la compétence. Donc il est évident que partant de ce constat de mauvaise volonté financière, même si on pourrait chaque loi de finances réclamer notre dû, le dû d'une compétence activée, et si encore une fois je prends le plus petit massif français, ça serait bon an mal an entre 7 et 9 millions d'euros par an, légitime, à espace kilomètre carré équivalent. Vous voyez bien le delta qu'il y a entre 150 000 et 7 8 millions d'euros par an en ressources transférées à gérer par la collectivité. Donc nous sommes allés sur le terrain de la déspécialisation en attendant de régler ce litige, ces discussions avec l'État, avec cette mauvaise foi de l'État central. Et nous avons obtenu gain de cause à travers la possibilité ouverte par la modification du Code général des collectivités territoriales, où le reliquat, bien sûr sa priorisation lorsqu'il y a reliquat, va sur les routes et les ports aéroports, ce qui a été le cas dans les années fastes où nous avons fait des économies. Je rappelle qu'en 2016, notre bonne gestion de la dotation continuité territoriale nous a amené à faire 32 millions d'euros d'économies. Donc vous avez eu à peu près 26 millions d'euros qui étaient affectés sur les routes et ports aéroports, et nous avons décidé d'affecter 5 à 6 millions d'euros, à peu près en moyenne 7 millions d'euros par an sur la durée du schéma, à l'application d'un schéma montagne qui devait servir d'effet levier à d'autres financements. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui un bilan dont on va parler, où vous avez eu sur la période 51 millions d'euros mobilisés dits de fonds montagne, venant en grande partie de la déspécialisation, mais depuis 2022, puisqu'il n'y a plus d'économie, du fonds propre, donc de la volonté politique de la collectivité de Corse hors des spécialisations, et sur lesquels, en effet levier, ça a permis de financer 102 millions d'euros de projets réalisés ou programmés. Mais il serait temps qu'on solde cette question avec l'État. Nous n'avons pas de FNADT de montagne, alors que nous y avons droit, comme n'importe quel autre massif, et nous n'avons pas de FEDER de massif, parce que nous ne sommes pas, d'un point de vue jugé technocratiquement parlant, pas au niveau de la loi, massif interrégional. Pourquoi? Parce que les autres massifs français, vous avez 4 régions jusqu'à 21 départements, nous, massif reconnu dans la loi, mais l'argument fallacieux que nous ne sommes pas interrégional ne nous permet pas d'avoir du FEDER en plus, pas dans le PO-FEDER actuel, du FEDER en plus, de massifs à distribuer par Paris à la Corse. Donc ça, c'est la réalité brute, froide, bête et méchante que nous avons suivie. Mais malgré tout, nous avons activé cette possibilité et nous avons réussi à faire le premier schéma montagne. Donc c'est important de le préciser parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, plus ou moins sincères, selon la façon que nous avions de financer le schéma montagne. Nous ne le regrettons pas. Je vais dire pourquoi nous ne le regrettons pas. Alors, très rapidement, qu'est-ce que ça a été le comité de massif? Alors, quels sont les pouvoirs de la collectivité via le comité de massif? Alors, l'Assemblée de Corse a pouvoir d'élaboration, de composition d'un comité de massif, c'est ce qu'elle a fait. Elle a composé enfin un comité de massif en 2016. Donc aujourd'hui, le comité de massif, c'est 107 membres, qui a des missions dévolues par la loi et en même temps d'élaborer puis de traduire le schéma montagne. Bien sûr, avec des individualisations qui sont individualisées en conseil exécutif. C'est-à-dire ce conseil exécutif à la fin qui individualise les aides de la traduction, de l'instruction des dossiers sur le schéma par une commission permanente. Et puis, on a élaboré ce comité massif. On a permis par les années 2016-2017, comme indiqué par Julien Paolini, par une large concertation, notamment à travers des assises de la montagne qui sont tenues au NIO en fin d'année 2016, d'élaborer le premier schéma montagne qui a été présenté donc à cette Assemblée le 24 février 2017, qui a fait l'objet donc d'un vote à l'unanimité pour la période qui s'ouvrait 2017-2024. Et nous sommes partis sur cette prévision de mobilisation de la dotation, enfin du reliquat ou d'une partie du reliquat, avec d'autres financements croisés pour permettre ce schéma. Donc 4 axes à l'époque, choisis: mise à niveau des infrastructures et réseaux, amélioration de l'action au service de base, santé, éducation, formation, tourisme de montagne, et agriculture de montagne et forêt. Ces 4 axes et ces actions n'ont pas été définis seuls par le président du comité de massif ou la collectivité, puisque c'est une concertation large qui a eu cours aux 13 assises, y compris avec des maires, avec des membres du comité de massif qui ne sont pas des élus de la collectivité, puisque dans le comité de massif, vous avez des maires, des présidents d'intercommunalité, des membres des activités de filières de pleine nature, vous avez les chambres d'agriculture, vous avez les chambres de commerce,
Vous avez aussi des associations culturelles, vous avez des membres de CESEC, vous avez bien sûr le conseil exécutif et membres de droit et des membres de l'Assemblée sont désignés, mais c'est un organe mixte où les territoires se rencontrent avec l'Assemblée et l'exécutif. C'est ça aujourd'hui le comité de massif. Donc 4 axes qui ont été mis en contribution avec des sous-objectifs et des objectifs. Donc c'est indiqué dans le rapport, mais c'est important de le rappeler. L'axe 1, donc sur les infrastructures et réseaux qui venait en complément j'ai oublié d'en parler, comme déclinaison de la politique de la montagne, d'une grande action qui est menée, qui a été menée, qui se termine aujourd'hui, menée par la collectivité, mais qui est aussi, qui intègre la question d'île-montagne, c'est le déploiement de la fibre, qui est une autre politique infrastructurelle déployée, sur laquelle l'axe 1 des réseaux du schéma montagne vient en complémentarité. Donc à mobiliser 20,7 millions d'euros de fonds montagne pour 40,6 millions d'euros de projets. Parmi les petits projets à volume financier, mais qui sont assez percutants sur les communes quand même, c'est la généralisation du financement de l'adressage et de la toponymie liée à l'adressage pour permettre justement le déploiement de la fibre, jusqu'à 3 millions d'euros, 3 millions d'euros à 80% sur toute l'île, j'entends sur toute l'île, y compris les communes les plus littoralisées, parce qu'on avons fait ce choix, parce qu'à l'heure où on parle, le massif corse, c'est toute l'île, on va revenir sur cette articulation aujourd'hui avec les schémas urbains. Donc la toponymie liée à l'adressage est financée par le fonds montagne, mais pas simplement. Je vais rappeler quand même l'épisode de l'eau, par exemple, où sur la question de l'eau, faute de prise en compte dans le 11e plan des conventions classiques, agence de l'eau, collectivité, État, d'un certain nombre de dépenses éligibles qui étaient nécessaires aux communes de montagne, je pense aux compteurs, je pense à des extensions de réseau, nous avons fait le choix politique de compléter pour les communes de montagne une aide à l'eau, puisqu'on a mobilisé jusqu'à 9 millions d'euros d'aide à l'investissement, rien que sur le fonds montagne, dans des petites communes. Je pense à Lorette ou Didala, par exemple, 80% financés. Il y en a d'autres qui sont cités dans le rapport, je reviendrai dessus, en complément et en plus-value, et jamais en concurrence du 11e plan. Il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est une évolution que l'on doit à la fois à la prise en compte du caractère île-montagne, c'était une demande du comité de massif, mais aussi à l'action vigoureuse de Gilles Jovanangeli, le 12e plan de financement lié à l'agence de l'eau prend en compte, à travers ses financements normaux, des choses qui n'étaient pas prévues dans le 11e plan des communes de montagne, notamment la question des compteurs, par exemple, avec la notion de tarification adaptée aux communes rurales et de montagne. Ce sont des dépenses éligibles qui permettront de sortir du schéma montagne pour les financer normalement pour le 12e plan, ce qui fera faire une économie sur le schéma à venir. Mais ce sont des choses qui ont fait mobiliser beaucoup de financement du schéma. L'axe 2, donc 19 millions d'euros de projets, dont 7,2 du fonds de montagne. Donc on parle de l'accès aux services publics pour les populations de l'intérieur. Donc sur cette question-là, il y a la question de l'éducation qui a fait l'objet de la formation et de la santé, qui ont fait l'objet de financement. Donc il y a des maisons de santé qui ont été soutenues, je pense à celles notamment dans le Nebbio et de Patrimoine, avec des cabinets de santé. Il y a la question évidemment de l'autonomie, en complément avec le service santé sociale. En cofinancement, le schéma montagne, par exemple, intervient dans une résidence autonomie par appel à projet de Corte, par exemple. Il y a eu des interventions aussi pour acquisition à l'hôpital Corte-Tatone, au niveau du scanner notamment. Donc il y a eu des axes de complément de financement en plus-value qui sont intervenus sur la santé, sur l'éducation, mais aussi, et là je tiens à saluer la collaboration, et c'est important pour montrer le concret de l'effet levier, avec le SDIS de Haute-Corse et le SDIS de A, puisque par exemple sur les centres de premier secours, notamment des centres qui étaient très attendus depuis des années, grâce à une collaboration technique et financière entre les équipes du SDIS et le comité de massif, un fort soutien à la réalisation de la caserne de la Porte, celle de Galéria, la programmation de celle de Ghisone, celle de Ghisonaccio et de l'Isola, qui bénéficient toutes de fonds importants du fonds montagne, avec aussi l'extension de la caserne de Bigo qui est programmée, par exemple. Donc il y a une collaboration sur le premier secours et sur le SDIS sur cette question-là, parce qu'il nous paraissait naturel d'intervenir en service public sur cette question. Au niveau de l'école, par exemple, sur ce volet-là toujours important, programmation de la rénovation totale du centre de Savaio, qui a fait l'objet aujourd'hui d'une programmation. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore mis en œuvre parce qu'il y a un surcoût qui doit être intégré, mais en tout cas une programmation de soutien. Les soutiens des programmes scolaires, par exemple la Comcom de Castelniccia-Casin qui est soutenue dans les programmes scolaires d'orthopédagogie, la rivière Madi par exemple, le lycée agricole de Sartène qui a fait l'objet aussi d'un soutien
en investissement dans un pôle de visioconférence, dans l'aménagement des bergeries agricoles. Donc le système éducatif a bénéficié, y compris de formations comme le grand projet de la Gaz di l'Artigiani à Lugudinaz, qui est largement financé par le Fonds Montagne dans son projet d'ensemble, donc font l'objet de soutien d'effets leviers à cet axe-là. Il y a d'autres exemples, mais je pense que ce sera surtout au niveau du règlement des aides, lorsqu'on le présentera, qu'on sera exhaustif sur le bilan exhaustif de tous les projets. Bien sûr, un axe tourisme de montagne qui a fait l'objet aussi de financements importants, 14,4 millions d'euros, de Fonds Montagne pour 27,4 millions d'euros de projets. Alors, le plus emblématique, enfin un des plus emblématiques aujourd'hui, c'est évidemment le soutien au projet de Gumbentu di Morosaglia, qui fait l'objet d'un soutien normal sur d'1,7 million d'euros de Fonds Montagne sur 2,4 millions d'euros de projet, puisque le reste est assuré par la Direction de la Culture, du Patrimoine et par les financements de l'État. À venir, évidemment, le sujet des autres couvents de la Strada Baolina. Mais il n'y a pas eu que ça sur la question du tourisme de montagne, puisque nous avons fait un appel à projet pour des gîtes de montagne de caractère qui a bénéficié à un certain nombre d'acteurs privés en aide à 50%. Et puis, vous avez aussi d'autres éléments qui sont intervenus, par exemple, la programmation de la rénovation des refuges du parc naturel de la Corse, Orto di Biobu, qui est soutenu, Ashcustagno, qui est soutenu. On sait très bien que la question des refuges a été surtout freinée par un problème d'urbanisme et pas un problème de financement. Donc là, on est surtout sur la question de l'interprétation des unités touristiques nouvelles locales de la montagne par la DDTM ou de maîtrise foncière qui ont retardé des projets qui, enfin, vont débuter. Donc ce sont des éléments quand même qu'il faut suivre parce qu'il faudra continuer à renouveler les autres refuges de montagne qui restent financés dans le schéma. Bon. D'autres exemples sur le tourisme, Cella Vuprune, les créations d'une offre de 10 circuits touristiques, le chemin patrimonial des Châtaigniers d'Evisa, ou par exemple, comme Aranago, l'aménagement d'un réseau intercommunal de sentiers de randonnée. Donc la randonnée pédestre, des boucles alternatives au GR sont financées, évidemment. Sur les gîtes communaux, il y a Kisa, il y a Serra di Viumo sur une rénovation qui est programmée. Il y a aussi Pobolasque avec la réhabilitation d'un bâtiment communal pour les gîtes touristiques, ou la maison Franzine à Pedralba, qui est aussi une opération financée dans le cadre du schéma montagne. Enfin, évidemment, la question agricole, et la question agricole avec évidemment une complémentarité avec l'ODARC, puisqu'il ne s'agit pas, et d'ailleurs sur tous les axes d'intervention, c'est l'esprit du premier schéma, ça sera celui du second. Il y a un comité donc il y a un comité de massif, il y a un comité de programmation avec 25 membres, avec des élus, y compris de tous bords, qui instruisent les dossiers, puis il y a un comité technique qui regroupe les services et agences et offices. C'est-à-dire que lorsque le schéma montagne intervient, il saisit d'abord les services et agences concernés. C'est une démarche de construction technique et financière qui est en plus-value, qui n'est pas en substitution ou cloisonnée. Soit on intervient en totalité de financement parce que les lignes budgétaires des agences et offices concernés n'existent plus, mais on estime que l'opportunité dans le chemin montagne de financer l'opération se fait, soit en plus-value, en complémentarité, pour mutualiser les fonds. C'est comme ça que nous avons travaillé, et nous le faisons aussi donc pour la question de l'agriculture pastorale et productive, puisque un certain nombre de projets agricoles ont été financés, notamment, ça se ne sait pas assez, mais il faut quand même le dire, le financement, donc en collaboration avec Poggio Caitu-Coli, notamment la rénovation des abattoirs, puisqu'il y a des financements dédiés. Il y a 6,5 millions d'euros de projets, dont 2,7 millions d'euros de fonds montagne sur la rénovation des équipements des abattoirs. Il y a évidemment les plans alimentaires territoriaux, notamment celui du Fiumourbe, qui fait l'objet, outre les études qui ont été financées par l'ADEME, de financement d'actions. Et puis il y a aussi des bergeries en prélude qui ont été rénovées, dans le Cusciolo notamment, à Biturgia, celle de Salari-Solenzara, de Tova, en programmation, celle de Stoliuecchie à Olmicapella, même si là on est sur une rénovation plutôt patrimoniale, en anticipation du grand travail de fond, qui n'est pas un travail financier, mais qui est un travail de politique au sens mobilisation des acteurs agricoles, des bergers, des communes, de la collectivité, du diagnostic autour des estives qui a été réalisé, financé par la collectivité, réalisé sur 3 ans, puisque sur 20 estives de Corse, une grande monographie a été rendue aux dernières assises de la montagne qui se sont écoulées. Sur 20 estives, une monographie pourquoi? C'est à peu près 300-400 pages de données importantes par estive. On parle de la restauration, ou du moins du sauvetage de 20 000 toponymes en langue corse, qui sont actés par estive, donc i Bugliali, Esorgente, Egime, Istazzi,
donc à la fois sauvé en toponyme et localisé sur une carte SIG. C'est un élément très important. On parle évidemment de l'évolution sur cette monographie de la ressource fourragère depuis 70 ans et ce qui va devenir en perspective avec une localisation sur carte SIG du potentiel fourrager par estive. On parle de la ressource hydrique qui fait l'objet aussi d'une localisation des sources dans cette monographie. On parle évidemment de la localisation des bergeries, celles qui sont occupées, celles qui ne sont pas occupées, celles qui sont éventuellement occupables. Et on parle aussi évidemment de la pratique des rites usages, savoir-faire, us et coutumes qui sont recensés dans cette monographie, celles qui existaient, même si pour certains endroits elles n'existent plus, celles qui continuent à exister, donc évidemment à traduire dans d'autres politiques, et notamment linguistiques, patrimoniales et éducatives, que le simple politique de la montagne, évidemment. Et puis il y a le recensement de ce qui existe aujourd'hui en transhumance, parce qu'un des éléments forts de ce diagnostic, c'est relancer la transhumance et l'acte de production, notamment au vin caprin. Donc, c'est-à-dire, que se passe-t-il aujourd'hui en termes d'usage? Donc, enquête de terrain qui a été menée. On a une idée précise aujourd'hui de qui transhume, de combien de bêtes transhument. Il y a à peu près 25 000 bêtes, 13 000 brebis et à peu près 11 à 12 000 caprins recensés aujourd'hui par cette étude qui transhument à l'échelle à Corse sur un cheptel évalué à 100 000. On a à peu près sur 167 bergers recensés, je crois, le tiers qui transhume. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il se retrouve dans la monographie. On a à peu près recensé 35 bergers ou jeunes bergers qui voudraient transhumer. Donc ça, c'est le travail de la monographie aujourd'hui. Et évidemment, ça doit servir à quoi? Tout ça étant localisé en cartographie, y compris le parcours des troupeaux de ceux qui transhument, avec la ressource hydrique, à définir une charte territoriale de gestion des estives. Bien sûr, les autres usages sont référencés, notamment la question du lien avec le tourisme. La question, les estives ne sont pas les mêmes en termes de gestion pastorale et de gestion au tourisme. Là, il y a des endroits où il y a surfréquentation, dans des endroits où il n'y a pas du tout de surfréquentation, pour définir des points d'équilibre, pour relancer la transhumance et pour créer les conditions d'une maîtrise et foncière et de relance pastorale, avec un aide à l'aménagement de la bergerie, un aide à l'aménagement foncier, un aide à la ressource en eau, un aide à la ressource fourragère, y compris à l'ouverture des milieux lorsque c'est nécessaire. C'est en tout cas l'indication que doit faire cette charte qui sera présentée à l'Assemblée de Corse en fin d'année grâce à ce travail, dans la suite de la politique de la montagne, pour dire que ça ne résume pas qu'un schéma, la question de la politique de la montagne, et évidemment le lien à l'aménagement touristique aussi, de certaines zones sur lesquelles il faut trouver des équilibres, avec des codes et d'usages locaux pour respecter le pastoralisme et l'économie productive. Donc je donne quelques exemples importants de ce qu'a été ce schéma, et puis vous avez le second, très rapidement, parce que je pense que c'est mieux de laisser la place aux questions. Dans le second, on est toujours dans 4 axes. Alors, le bilan du second, c'est fait sur 1 an et demi. Il y a eu des séminaires de travail ouverts, il y a eu des assises de la montagne. Je rappelle quand même qu'il y a eu 7 assises de la montagne, donc durant l'existence du premier schéma. Les dernières ont eu lieu à Pays-Groges le 12 et 13 mars dernier, qui étaient centrées sur la charte des estives. Et il y a eu des assises de la montagne qui ont été consacrées à la révision des règlements des aides, en fonction des réalités, ou évidemment l'évolution du deuxième schéma. Donc on en a conclu à 4 axes toujours, mais avec des modifications qualitatives ou des points plus précis. Donc vous avez 4 axes, 17 objectifs, à peu près 41 sous-objectifs. Alors d'aucuns peut-être diront que c'est trop. Vu la concertation et vu le débat qui a eu lieu, qualitativement c'est un choix politique qu'on assume, parce que c'était des volontés des acteurs d'avoir l'ensemble de ces données. Je vais prendre par exemple un exemple, toujours le même, l'éducation. L'éducation, qui est une compétence de l'État. Pourtant, nous avons matière à parler sur l'éducation du fait du statut de la collectivité, mais aussi de la loi montagne. Dans l'éducation, par exemple, nous pensons, de manière culturelle, éducative et morale, qu'il faut rapidement arriver à la relance de classes vertes de montagne pour tous les élèves urbains et périurbains, et généraliser primaire et collège, et évidemment croiser ça avec les classes, avec l'immersion linguistique. Tout ce qui veut dire, dans l'axe du second schéma, arriver à négocier avec l'éducation nationale cette généralisation, d'AEJ, mais à travers des programmes à réaliser, mais aussi à travers la rénovation de centres d'immersion linguistique ou des créations de nouveaux. C'est un objectif du deuxième schéma. Par exemple, nous disons pour l'éducation, pour les collèges ruraux et de montagne, qui sont au nombre de 8, et je prendrai que cet exemple, parce que je ne vais pas prendre les 4 autres axes, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Nous disons qu'il faut arriver à avoir des conventions tripartites par collège.
qu'on ne peut pas rester toujours avec l'angoisse de la discussion de normes sur les normes d'attribution de moyens, même si on va nous dire que les moyens sont suffisamment dotés pour la densité démographique des zones. Nous disons qu'il faut aller sur un système de convention entre projets d'établissement, validation par l'Assemblée de Corse des moyens de la collectivité, y compris sur l'écosystème des infrastructures liées au collège de leur territoire, et les dotations de moyens humains, financiers, liés à une spécialisation de ces collèges, liés à la pleine nature, à l'agriculture ou à la mise en réseau de ces collèges. Donc nous demandons un cadre tripartite de négociation. Nous disons aussi, à travers cet axe, qu'il est temps, à la demande des acteurs et des bergers notamment, en relation avec les lycées agricoles, d'aller à une école des formations des métiers de la montagne qui permet de prolonger, de faire l'école du berger, de la pleine nature et des métiers du bois, que ce soit des métiers vus pour les uns qui le souhaiteraient comme exclusifs ou en pluriactivité. Donc nous avons des axes politiques qui débordent au-delà des simples compétences, permises par les compétences, pour dire que ce deuxième schéma donne une vision qui n'est pas qu'administrative de ce que l'on entend du développement de la montagne. Je m'arrêterai là sur la question du deuxième schéma pour laisser la place surtout à l'échange, parce qu'il faut être plus précis en la matière, en disant simplement que j'ai eu aussi dans la chance, en tant que président du comité de massif, d'avoir une équipe de l'administration de la région de territoire dédiée au service du comité de massif qui a été pleinement investie, qui ont supporté les membres que nous étions en termes de caractère, mais qui ont été pleinement investis, qui ont été érigés par délibération de cette Assemblée en commissariat général de massif, là où cette notion est assumée par l'État ailleurs. Je veux bien sûr là saluer toutes les équipes autour d'Audrey Antonetti Jacob, Pascal Christophard, Amiel Loukine, Jean-Philippe Ross et tous les autres qui se reconnaîtront. Hein. Ils sont là derrière, parce qu'ils ont été vraiment les chevilles ouvrières de la relation aux communes, de la relation aux acteurs économiques lorsqu'il y a des appels à projets privés, notamment dans le tourisme et dans la filière bois, j'ai oublié, puisqu'on a financé des scieries en aide, en lien au programme Forêt-Bois, et aussi aux associations culturelles, puisque un des éléments que j'ai oublié, c'est aussi la culture en milieu montagnard, avec notamment la plus-value de l'ingénierie financière liée aux associations qui faisaient des activités à l'année. Ça a été une évolution de règlement des aides. Donc, on a une administration aujourd'hui qui est compétente et efficace et qui est de proximité. C'est pour ça que je peux entendre, pour partie, que l'on dise, et je termine là-dessus, qu'il y a un lien distendu avec les territoires depuis la disparition des conseils généraux. Mais quand même, le comité de massif, ça a été 20 réunions depuis 7 ans en séance plénière, toutes dans un village. Toutes. Il n'y a pas eu une réunion à Ajaccio ou à Bastia. Toutes dans un village. Ça a été 7 assises de la montagne annuelles, toutes dans un village. C'est une administration dédiée qui répond au téléphone tout le temps à chaque maire, à chaque président d'intercommunalité, à chaque association. C'est un service dédié qui va sur le terrain, sur les réunions de territoire pour instruire au mieux. Et ce qui a fait que les règlements des aides ont évolué en fonction des critères qu'il fallait changer pour permettre de bonifier les politiques. À ce titre-là, je ne pense pas qu'on puisse dire que le lien était tellement distendu, ni au titre du fait qu'on ait géré le fait qu'il était absolument éthiquement, moralement, économiquement et politiquement nécessaire de faire en sorte que la montagne ne soit pas simplement un hochet et un alibi, comme ça peut l'être ailleurs, dans d'autres grandes régions qui ont cette politique sectorielle au milieu d'autres, mais une politique centrale de notre développement d'aujourd'hui et de demain, en espérant évidemment améliorer les choses à chaque fois, parce que nous sommes une île montagne à la fois géographiquement, nous le sommes évidemment aussi culturellement et historiquement. Et ça me paraît important de le dire dans la vision du projet politique qu'est le nôtre. Je ne parlerai pas d'urbanisme sur la question de la révision du PADUC, on en parlera certainement peut-être dans le débat, puisque nous avons une vision en la matière qui a fait l'objet, y compris de propositions d'amendements qui ont été adoptées. Mais en tout cas, voilà ce que je veux dire à ce titre. J'étais un peu long, je m'en excuse, Madame la Présidente, puisque c'est ma dernière sortie en tant que président du comité de massif. Il fallait que j'essaye un petit peu d'être exhaustif. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation exhaustive. Félicitations aussi, je me permets de le dire, pour tout le travail que vous avez pu réaliser pour ce comité de massif, dirons-nous, ressuscité. Il n'existait que sur le papier, n'avait jamais été activé.
Et je sais ô combien aujourd'hui en Europe, alors les zones de montagne sont devenues l'objet de toutes les attentions parce qu'elles constituent des zones, comme les océans d'ailleurs, de biodiversité importante et qu'on réalise que finalement, en altitude, il y a de la richesse aussi et que les humains risquent de plus en plus de devoir aller vers les hauteurs. Voilà, et qu'il va falloir organiser les choses. On ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est en montagne. En tout cas, ici, ça a procédé véritablement d'une logique de revalorisation et de mise en synergie qui a été bénéfique. Bien, alors, concernant ce rapport, nous avons un avis du Conseil économique et social, donc qui a rappelé beaucoup d'éléments que vous avez déjà cités et qui émet un avis donc favorable. Il y a également un rapport de la CDNAT, donc je vais demander au nouveau rapporteur. Je félicite d'ailleurs tous les membres du bureau qui ont été nouvellement élus. Il faudra qu'on en fasse une lecture, qu'on prenne acte de cela. Voilà, donc je vous donne la parole, Monsieur Sourba. Merci Madame la Présidente. Donc la Commission a émis un avis favorable, non-participation du groupe Unsofiuno et de Madame Josefa Giacometti Pireda, absence du groupe Avancemo. Bien, merci. Évidemment, ce rapport est passé en Chambre des territoires avec un débat important. Vous imaginez bien que c'est un sujet pour les communes situées en zone de montagne qui est essentiel, fondamental. Et maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Paul Félix Benedetti. Je vais être court. Bon, le comité de massif est l'outil montagnard technique et financier de la collectivité de Corse. Il en est l'émanation, il a été créé en 2017, il était en sommeil depuis sa création étatique antérieure, à l'inverse des autres massifs français qui, eux, ont vécu et bien vécu avec des dotations abondantes. La logique des politiques de massif, elle est adossée à une logique financière, avec des investissements spécifiques et complémentaires pour les communes de montagne, en ayant cette particularité que presque toutes les communes peuvent prétendre à être dans le massif de Corse. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une vision, en tant qu'élu territorial, des logiques de priorisation des aides, dans la mesure où les finances publiques, et entre autres les finances insulaires de la collectivité de Corse se font de plus en plus rares, c'est de connaître les logiques de priorisation sur des projets. Parce qu'à ses débuts, le comité de massif a bénéficié de la fongibilité de l'enveloppe de continuité territoriale et a récupéré des sommes assez conséquentes, qu'il n'a plus, ou que la collectivité de Corse a continué à donner, mais sur fonds propres. Et ces fonds propres, aujourd'hui, c'est notre emprunt. C'est les 120 millions d'euros de l'emprunt qui seront votés demain. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un droit de regard et on ne peut pas accepter une niche de coattribution de subventions qui ne soit pas corrélée avec un règlement d'aide qui soit validé en amont par la collectivité de Corse avec une vision croisée de nos priorités par rapport aux aides, entre autres au bloc communal, avec les dotations quinquennales, la dotation du comité de massif, les dotations d'État, les dotations FEDER et les dotations exceptionnelles sur des plans spécifiques, dont les financements agences de l'eau, par exemple. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une visibilité. Bon, il y a un maire d'une petite commune à côté, il est bloqué au comité de massif sur un projet qui est pourtant validé, tout simplement parce qu'il y a des problèmes de priorisation et de contenu financier alloué
au projet déposé. Donc, je pense que ça manque, c'est-à-dire d'avoir un état de bilan. Ensuite, pour la partie de l'État, les rapports, Jean-Philippe, tu as fait état de la disparité par rapport aux autres massifs. Tu as posé une question orale au Parlement, il n'y a pas trop longtemps, sur cette disparité. Mais elle est importante et conséquente, mais c'est à nous aussi de nous battre pour faire remonter des demandes. Sur le plan Avenir Montagne 2021-2022, qui avait une enveloppe de 331 millions d'euros exactement, la Corse, elle a récupéré 10 millions, quand l'ensemble des autres massifs ont récupéré 140. Ce plan a été consommé qu'à moitié. Il reste, pour les années à venir, indisponible sur ce plan. C'est à nous de demander. C'est à nous de demander. On a l'occasion de rencontrer fréquemment des ministres qui viennent nous faire visite et Cosette. À un moment donné, il faut venir avec des papiers et leur dire, voilà, nous on veut ça, répondez-nous. On ne l'a jamais fait à ma connaissance. Non, mais Gilles sourit, mais on ne l'a jamais fait. Il n'y a pas un document qui part en disant, voilà, monsieur Rebsamen, cohésion des territoires, l'agence nationale de cohésion des territoires, qui est sous votre tutelle, a un disponible montant de 150 millions d'euros. La Corse a un retard par rapport au Jura de 5 millions d'euros par an. Moi, je ne parle pas des autres années, je parle du plan en cours, où il y a de l'argent disponible. Moi, je voudrais qu'on dépose un dossier. Et je m'excuse, vous ne le faites pas. Non, mais en tout cas, ce n'est pas présenté, là. Il n'y a pas un refus de vous doter. Vous dites, on n'a pas. Mais moi, alors vous avez des discussions en aparté, des discussions croisées. Moi, je ne vous le dis pas avec malice, je vous le dis avec la réalité qu'aujourd'hui, on a besoin de fonds, qu'il y a des fonds disponibles, il y a une compensation, la Corse doit être dotée au même niveau que le Jura ou que le Massif central. Hein. On a une montagne très spécifique. À partir de là, on doit avoir une clé de répartition sur l'enveloppe. C'est tout ce qu'on doit demander. Après, elle sera de 2, de 3, de 4 ou de 5%, mais on doit avoir cette quotité et on doit piocher dedans pour qu'on puisse faire des budgets qui soient cohérents avec nos ambitions. Parce que là, sinon, ce ne sont que des incantations. Et la liste antérieure, tu l'as bien énumérée, mais la prochaine, elle ne sera pas comme ça. Ça a été des années très fastes, parce qu'il y a eu la concordance des disponibilités financières de la collectivité de Corse et de cette fongibilité de l'enveloppe. Donc moi, déjà, ensuite, je voudrais qu'on ait une vision globale des règlements d'aide. Les dotations quinquennales, tout le monde se plaint. Sur le comité de massif, énormément de maires qui sont en attente parce qu'ils sont sur des files d'attente qui sont tout à fait logiques, là, vu les disponibilités. Mais je crois qu'on doit avoir une vision croisée d'un financement potentiel et possible pour des projets. Sinon, ça veut dire qu'il y a le fait du prince, des choix sélectifs, et le sélectif, souvent, c'est l'arbitraire. Et moi, je voudrais qu'il y ait des règles. D'autres interventions? Cathy Cognetti, pour Onsof. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les Présidents, merci Monsieur Aquavive. Vous l'avez dit, une politique de la montagne, une politique centrale pour notre île, des actions notamment en faveur du maintien des populations dans l'intérieur, de la jeunesse et de la formation. Un schéma vraiment adapté aux réalités, aux attentes des territoires, dont mon territoire, vous l'avez cité, grâce à l'aide du comité des massifs, a pu bénéficier de la rénovation du couvent de Montreuil. Ce rapport, pourtant, il y a donc un schéma, vous l'avez dit, de 2017 qui a pris fin en 2023. Et là, on part de 2025 à 2030. Il y a une petite période d'écart. Mais sur le fond, on reste sur les 4 axes avec des politiques qui basculent d'un axe à l'autre. Tout ce qui est numérique, notamment puisque les réseaux sont faits et l'on passe en passe de l'être et passerait de l'axe 1 à l'axe 2. La délibération nous demande d'approuver le nouveau schéma
et d'autoriser le président à le mettre en œuvre. Mais je n'ai pas trouvé dans ce dossier, ça a été évoqué, les indications sur le financement futur, ni sur des montants et des modalités. Il est dit dans le rapport qu'on devrait évoluer vers des appels à projets spécifiques au territoire de montagne, sans plus de précision. De mémoire, le recours aux AAP est la règle depuis 2017. Mais pour le financement à venir, on n'a pas d'autres informations. Sur le précédent plan septennal, qui s'élevait à une centaine de millions d'euros, a été financé de 51 millions d'euros de fonds montagne sur la période, plus de 7 millions par an sur le reliquat de la DCT. Mais comme il n'y en a plus depuis 2022, la CDC est venue abonder le budget propre de 16 millions pour pallier à l'absence de reliquat sur les derniers exercices. On partage comme vous le regret exprimé concernant la part de FEDER que la Corse ne perçoit pas au titre de la montagne. Mais cette absence de maquette financière nous fait poser quelques questions. Donc, quid de la part de la CDC pour le financement à venir? Quid du renouvellement du fonds montagne? Quid des reliquats qu'on ne peut plus espérer de la DCT de base, mais qui devrait exister cette année avec une majoration de 50 millions d'euros? Nos territoires disposent d'atouts incomparables et sont le socle d'un développement économique et une source d'attractivité. Donc cet outil, vous l'avez dit, et vous l'avez mis en œuvre, est nécessaire pour nos territoires de montagne. Nous attendons des moyens au service de ces territoires. Donc bien évidemment, notre réponse sera oui, mais nous attendons vos réponses pour ce questionnement à venir. Merci. Merci. Qui d'autre souhaite intervenir? Josefa Giacometti. Merci Madame la Présidente. En quelques mots, alors sur les axes qui sont ceux prioritaires et qui font l'objet du bilan et du prolongement, qui visiblement sera maintenu sur cette trajectoire-là, en tout cas pour ce qui est des axes et des objectifs, bon, on peut y adhérer puisque ce sont ceux qui ont présidé au premier schéma, qui sont d'un côté l'aménagement et les services de base, santé, réseau, éducation. Vous avez insisté sur cet aspect-là et il est important. Et de l'autre, l'agriculture de montagne et l'aménagement des territoires. Donc ça, on peut bien évidemment être en phase sur ces équilibres. Maintenant, effectivement, vous nous demandez également de vous accompagner sur la rédaction du futur schéma. Et là, s'ouvre un certain nombre d'interrogations. Parce que, vous l'avez dit et vous l'avez assumé comme un choix politique, il y a beaucoup d'axes et d'opérations qui sont programmés. Or, nous savons, ça a été dit par d'autres avant moi, mais je ne poserai pas d'autres questions, c'est la question des financements, aujourd'hui à venir, et donc derrière la question des financements, des priorités qui devront être dégagées, et des priorités qui seront obligatoirement peut-être à resserrer. Alors vous vous êtes livré à un bilan exhaustif, peut-être que les priorités sont à trouver dans ce bilan qui est exposé pour une meilleure valorisation. Et c'est vrai que là, on a du mal. On a du mal à y voir clair et à savoir comment. Aujourd'hui, ça a été évoqué en l'absence de... On connaît les péripéties de la DCT et on connaît l'état des finances de la collectivité. Je ne développe pas là-dessus, nous irons y venir demain. On sait les difficultés qui sont devant nous. Donc d'abord, une question sur le financement et la priorisation, parce qu'il en faudra bien une, selon quelle grille de critères elle va devoir se dégager. Puis ensuite, une deuxième chose, puisqu'on en est à une nouvelle phase, c'est celle de l'opérationnalisation qui devra se décliner. Vous avez longuement évoqué la question, par exemple, de la charte des estives. On sait de manière très claire qu'aujourd'hui, il y a une question de conflit d'usage qu'il faudra dégager. Il y a une question de mobilisation du foncier et des outils nécessaires à la mise en œuvre des parcours. Il y a la question d'un modèle de pastoralisme
et d'une volonté de le décliner dans les années à venir avec les changements climatiques et les défis que nous avons devant nous. Et fort de ce bilan, là aussi où on reste un peu sur la fin, c'est que comment s'esquisse justement l'opérationnalisation de cette mise en œuvre de la gestion des estives. Vous avez fait le bilan en nombre, notamment de bergers qui seraient prêts à remonter sur les territoires de transhumance. C'est un enjeu effectivement important, mais comment tout ça va s'opérationnaliser? Quels sont les outils et financiers et juridiques qui seront mobilisés, puisqu'on parle là aussi de mobilisation de foncier, quels sont en quelque sorte les outils qui seront mis à disposition d'une politique, parce que sinon on en reste à un catalogue e sappiamo che i territori montagnoli, i cataloghi l'hanno visti, e programmazione conoscono, ma ora è arrivato un bilancio di ciò che è stato fatto, parecchi affari fermano a fare e sappiamo che i mezzi sono di più in più scarsi. Ringraziamo. Altre domande di parola. Pier Giunga. Vi ringrazio, Madame Presidente. Questo lavoro di revisione di un piano d'accesso, di sviluppo e di protezione della montagna corsa è in coerenza con la passione della nostra montagna. Ad un regretto è che la maggiorità di manca in due governi impegnato dal 2010 al 2015 non ha mica messo in ballo questa politica così importante per me. Tutti i punti sviluppati sono importantissimi, ma ciò che mi fa più piacere è di un lavoro in antistati, perché così permetterà che non diventino mica un luogo di scialera per i ricchi corsi, ma verranno un luogo di produzione agricola. E questa mi soddisfa, dunque vi accompagno volentieri in questo lavoro. Ringraziamo. Altre domande di parola. Saverio. Merci, Présidente. Deux mots comme ça, j'ai lu studieusement le schéma avec les 4 axes. Bon, ils sont, de prime abord, ils sont dans la continuité, ils s'inscrivent dans ce que j'ai déjà fait, dans une ancienne mandature. Il y a eu une impulsion significative avec d'autres années avant moi, une enveloppe DCT qui a permis justement aussi de donner un peu d'oxygène à l'investissement. Moi, je crois que d'abord, dire tous ensemble qu'on est très attachés, bien entendu, à cette montagne. Moi, je me rappelle, je vais faire un peu nostalgique, mais il y a 47 ans, on avait écrit une chanson avec Patrick Croche qui s'appelle « La mienne montagne », parce qu'on était persuadé à l'époque du réacquiste que le refuge devait absolument être sauvé, parce qu'il n'était déjà plus un refuge. Et je fais la transposition quand on parle des estives, c'est que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, puisque nous sommes dans un pays, en tout le cas le mien, où il y a encore une transhumance. Il y a une transhumance importante, puisqu'il y a quand même 7 troupeaux. Je crois que c'est peut-être un des rares villages de Corse qui a encore autant de troupeaux qu'Aprin-au-Vin, sur la montagne de Tende, entre Souriou et Pedralba, Lama et même Noël, sans qu'il y ait pour autant de réhabilitation de bergerie. Hein. Je veux dire, on est dans une tradition, on copie le père, le grand-père, sans pour autant qu'il y ait vraiment de perspective. Ce que je veux dire, c'est que, alors on parle, moi je comprends très bien, et puis je partage l'objectif de se réapproprier cet espace-là pour des tas de raisons, y compris pour des raisons de sécurité par rapport à des incendies, etc., par rapport au changement climatique, parce que bon, et par rapport aussi, quand j'ai dit changement climatique, c'est aussi la fièvre catarrhale. On est obligé aujourd'hui, on est contraint aujourd'hui des montagnards, pour des raisons sanitaires aussi. Vous savez que plus vous montez, moins vous avez de risque d'avoir un impact sur les troupeaux. Donc, pas de problème là-dessus. Sauf que moi, ce qui m'interpelle de l'intérieur aussi un peu, c'est comment on fait. Ce n'est pas les millions qui vont la faire remonter. En tous les cas, ce n'est pas les millions ou les réhabilitations de bergeries. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse à l'agriculture corse en général. Quel plan on met en place pour impulser justement ce mouvement vers la montagne, sachant que, et je reviens à grisonnage,
là où j'ai un statut de résident, que M. Paulini connaît bien, M. Lemao aussi, les troupeaux restent dans la plaine, malheureusement, avec d'autres problèmes, vous le savez, et qui risquent d'impacter justement de manière sanitaire l'ensemble de la région. Donc, quel mouvement? Alors, moi, je ne rentrerai pas dans la question financière, il y en a qui l'ont déjà évoquée avant moi, elle est là, elle est prégnante. La question surtout du guide. On a parlé de guide, on a parlé de règles du jeu par rapport aux aides. Comment à un moment donné, on va réussir à dispatcher tout ça? Après, pour le reste, il y a 2 ou 3 points comme ça qui me chiffonnent un peu. La question éducative. La question éducative, parce que, bon, bien sûr, on est dans un pays pauvre. On est dans un pays qui est vieux. Et la montagne est encore plus pauvre, encore plus vieille. Comment là aussi, l'attractivité va permettre, à un moment donné, vous parlez de classe immersive, pas de problème, de classe verte, pas de problème. On en a déjà. On a Bastille, on a Sava, vous en avez parlé. On a Gazanadour à Bitsaon. Vous avez réussi aussi avec le parc à sauver celle de la mer à Galéria. Mais ce n'est pas la multiplication de ces structures qui va, même si tant est qu'il va en falloir, qui va redonner de l'élan et de l'essor à un espace corse qui aujourd'hui est pour 95% pratiquement entre 0 et 300 mètres. Voilà, ça c'est important. Je crois qu'il faut se poser le fondamental, comment on fait pour changer de culture. Je ne parle même plus d'agriculture, donc reste 2 ou 3 petits points comme ça qui me chiffonnent. Bon, vous avez évoqué un point qui me semble important pour les élèves du rural, c'est le passe culture. Je pense que qui est relié aussi au problème de la mobilité, au problème du numérique, certainement. Là encore, comme vous voyez. Et après, il y a bien entendu la question, entre autres, de l'eau. Changement climatique oblige. Il va falloir, alors on évoque la création d'une agence, vous avez évoqué le 12e programme, vous avez substitué même carrément, et vous l'avez dit, à un moment donné même à l'agence de l'eau, pour un certain nombre de problèmes. Moi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on pose de manière beaucoup plus large le problème de la gouvernance, là aussi. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver dans une situation où avec, et à mon avis, on ne l'appréhende pas assez, y compris en termes d'agriculture et en termes de montagne, l'impact qu'aura le changement climatique sur notre territoire. Et il est en train de changer complètement de nature et il va nous obliger à nous adapter de manière par défaut, de manière pratiquement urgente, pratiquement partout. Voilà. Ouais, quelques sentiments comme ça qui me traversent et qui me font dire qu'il y a quand même, à un moment donné, le besoin de poser fondamentalement et les règles du jeu, des aides bien sûr et des fonds à mettre à disposition, mais surtout comment on fait en tant que nationaliste corse aujourd'hui pour que notre montagne, à un moment donné, ne soit plus la terre des Mohicans ou la terre de la divagation et des vaches et des consciences. Arin Radiati. Altre domande di parola? Et Jean-Jacques Lucchini. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, là, c'est que je pense que personne ne peut nier l'action positive en termes d'aménagement, de développement et de protection portée par le Comité des Massifs de Corse et son président Jean-Félix Acquavive. Il faut le dire, Jean-Félix a déjà dit, mais il est quand même dommageable qu'avant 2016, le Comité des Massifs de Corse n'ait pas été activé. Car je pense que si les 500 millions d'euros qui auraient dû être engagés avant 2016 l'avaient été, nos montagnes, nos villages et les Corses qui ont fait le dur choix d'y vivre seraient sûrement mieux lotis. Bon, on ne va pas toujours revenir sur le passé, même si on continue de penser que cela a été un énorme gâchis dû à la négligence de nos prédécesseurs qui étaient alors en responsabilité. Le comité de massif aujourd'hui, c'est un véritable moteur du développement au service des territoires de montagne. C'est aussi un outil qui vient compléter la vision et les dispositifs mis en place par la collectivité de Corse et ses agences et offices. Moi, je voudrais insister dans mes propos sur la complémentarité et la transversalité du schéma montagne avec la politique de la collectivité de Corse et de nos agences et offices. C'est cette vision globale, partagée, qui permet aujourd'hui à de petites communes de montagne, avec de faibles moyens, de pouvoir entreprendre des travaux structurants
et vitaux sur leur territoire. Je vais prendre un exemple. Par exemple, combien de petites communes de l'intérieur qui, même avec le taux maximum de 80% d'aide que peut allouer la collectivité de Corse, ont du mal à trouver les 20% d'apport et sont obligés de reporter ainsi leur projet. Quand, par le biais du comité des massifs, le taux d'aide par bonification peut aller jusqu'à 90%, l'apport communal n'est plus que de 10%. Alors, ces communes de montagne, qui sont majoritairement très pauvres, peuvent ainsi entreprendre, par exemple, la rénovation de leur réseau d'eau ou d'assainissement, avec toujours cette notion de solidarité territoriale. Ces investissements, comme l'a souligné Jean-Félix Acquavive tout à l'heure, sont souvent dus à une absence de l'agence de l'eau, au motif d'investissements trop coûteux par rapport au ratio de population. Ça, on l'a entendu souvent, et ça revient très très souvent. Les populations qui vivent aujourd'hui sur le territoire de montagne ont malheureusement encore d'énormes besoins, avec prioritairement des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité à mettre aux normes. Elles ont besoin d'avoir un service de mobilité efficace pour leurs déplacements. Elles sont majoritairement vieillissantes et elles ont surtout besoin de soins médicaux rapprochés et de soutien pour pouvoir vieillir chez elles dignement. Les plus jeunes ont besoin de travailler, d'avoir accès aux différents moyens de communication et de formation, de pouvoir continuer à vivre dans un environnement préservé, où notre culture doit rester omniprésente. Mais ils ont aussi besoin d'une économie liée à notre terre, à notre agriculture et à un tourisme maîtrisé. Pour faire vivre cette économie rurale, nous devons penser aux énergies propres que nous pourrions produire sur nos territoires de montagne. Avec l'AIE, l'Office hydraulique, l'ODARC, on mise beaucoup sur la micro-hydroélectricité, sur le photovoltaïque, pour construire des territoires énergétiquement autonomes, de concert avec le schéma montagne. La maîtrise de la ressource en eau et son stockage en zone de montagne font aussi partie d'un besoin réel face aux enjeux majeurs du réchauffement climatique. On peut parler aussi du pastoralisme, qui relie nos territoires de plaine à ceux de montagne et qui reste encore aujourd'hui le fondement de notre société. Dans ce contexte de réchauffement climatique préoccupant, le pastoralisme devient notre priorité si nous voulons préserver notre agriculture et ce que nous sommes. Un gros travail, comme l'a dit Jean-Félix, qui a débouché sur une étude complète des vins estifs de Corse, va nous permettre de construire une charte avec des outils, mais aussi des règles, qui vont aider à redonner vie à nos montagnes dans le respect et le partage, comme nous l'avons toujours connu, au profit prioritairement du pastoralisme. L'Office de l'environnement et l'ATC, grâce aux efforts constants de protection des écosystèmes et à la promotion d'un tourisme vert et respectueux, sont aussi soutenus par des mesures complémentaires du comité des massifs. C'est aussi avec l'ADEC, qui a des mesures spécifiques pour le rural, et à l'ensemble des leviers complémentaires du comité des massifs que je viens d'énumérer, que nous créerons une activité économique de montagne forte, capable d'aider nos jeunes à se réapproprier la terre de leurs ancêtres pour y vivre dignement avec leurs familles. Face à ces défis qui peuvent vite devenir mortifères, ce schéma de la montagne porté par le comité de massif et son président a été co-construit et partagé avec tous les acteurs de la montagne, les maires, les associations, les agriculteurs, le monde économique de la montagne, la collectivité de Corse et toutes ces agences et offices. On peut parler, comme l'a martelé Jean-Félix tout à l'heure, d'un véritable Parlement de la montagne. Et c'est ce qui fait la force du schéma de la montagne. Ce schéma de la montagne qui vous est proposé reflète bien notre vision politique en termes d'aménagement de la montagne de Corse. Ce schéma est aujourd'hui un véritable outil d'aménagement et de protection qui est incontournable, entièrement au service de notre montagne et des Corses qui y vivent. Donc nous voterons, notre groupe votera, vous le pensez bien, à demain ce rapport. Un mot pour Jean-Félix Acquavive, qui a fait naître ce formidable outil et qui l'a façonné avec passion, accompagné par l'ensemble de ses services que je félicite. Il a su créer un véritable espoir pour nos territoires de montagne, trop longtemps abandonnés. Merci Madame la Présidente. Merci Jean-Jacques. Oui, Pedranto Filippi. E ci sorto. Ringrazio signora Presidente. Non, giusto qualche parola da aggiustare a ciò che l'ha detto Jean-Jacques. Dicevo prima fare chi ci viene quando lo si legge il suo rapporto, di sicuro di 300 milioni, allora Jean-Félix ha detto 400-500 milioni, mica di progetti mica portati.
Dunque di qualcosa che quantunque è obbligata a farci riflettere appena, allora che dire annuncio, oggi si parla di 100 milioni di progetti realizzati o programmati, 51 milioni vanno in montagna da lanciare in Amiche, si parla di noi, e qui Jean-Jacques Lamintuada viene di uso discorso, di un Parlamento di montagna. A Presidente di Gia Nanzu a vittoria di Uiwatidu e penso che qui di un affare importante, di Mola Franca c'era bisogno e può avere in delle riunioni di un comitato di montagna, in delle commissioni permanenti, in due cose, sempre assai mondo ai scontri di montagna, a gente sempre qui all'appuntamento tutti gli anni, perché chi è tematiche quelle che sono state scelte da un primo schema erano e sono infatti di primura i servizi di UASA, le infrastrutture che sono essenziali da la scelta di campare o di ulta in dell'interno per la gente che vuole campare in questi paesi. C'è l'acqua, l'elettricità, un numerico, ma resto 2 secondi, non l'aiuto all'addirizzamento che favorizza un lavoro importantissimo di riacquisto toponomico e un amico Jean Biancuccio che dicerà al contrario, non penso mica. L'agricoltura di montagna e a foresta, 9 milioni per l'attività agropastorale a Viliera Legno, il turismo di montagna è un turismo che è riflettuto curatori, rispettando l'ambiente e in linea con il patrimonio, penso qui per esempio a Strada Paolina. Allora, per la seguita, di che si parla? Rinforzare i servizi essenziali, valorizzare l'economia locale rispettando l'ambiente, rinforzare l'impegno dei territori. La filosofia, infatti, un cambiamica, sviluppa all'interno, ridia paura ritardo, permette ai corsi che facciano una scelta dell'interno di campare qualità, soprattutto qui, sempre di più efficace. E dunque per il gruppo Fa Popolo Insieme, come l'ha detto il mio collega Jean-Jacques Lucchini, potremmo a 2 mani. A ringraziati. Altre domande di parola? No? Mi ribasso a parola, o consigliere. Penso che a me si parecchia a rispondere, posto che penso che Giuliano, Presidente, ha detto qualcosa dopo. Bon, in corte parole, ma anche voi già rispondere a certe affari, per precisare e essere abbastanza chiaro, perché penso che sapete che normalmente quando dico qualcosa so chiaro. Con piace o no, è così, donc a rispondere in maniera chiara per non mica andare in certe vie nella politica della montagna. Prima tengo a ringraziare Jean-Jacques, a Pedro Antò e a Pedro Giong per il sostegno chiaro e ringraziare per le parole nel bilancio e nella dura e a cercare di rispondere nella questione. Bon, déjà, je vais tordre le cou à quelque chose qui, de mon point de vue, sur la politique de la montagne, mais aussi ailleurs, ne résiste pas à l'épreuve des faits et je pense que bon, c'est le moment, puisque je suis président sortant, de quand même clarifier de manière factuelle, pas interprétative, factuelle les choses. Le schéma montagne est doté d'un règlement des aides. Il a toujours été doté d'un règlement des aides. Ce règlement des aides a toujours été adopté par cette Assemblée. Et chaque fois qu'il a évolué par concertation avec les acteurs lors des assises de la montagne, auxquelles je vous invite tous à participer pour voir l'œuvre de transparence. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et qui des fois disent n'importe quoi. Eh bien, chaque fois que les modifications étaient actées par débat, on les présentait à adoption modificative ici. Donc il n'y a pas d'objet de manque de transparence au règlement des aides. Dire ça, c'est une ineptie. Deuxième élément, le comité de massif, et nous n'y étions pas obligés, est doté d'une commission permanente. Dans cette commission permanente, vous avez 25 membres qui, après que les services techniques aient instruit un dossier, présentent avant passage au conseil exécutif tous les dossiers comme si c'était pour avis avant le conseil exécutif. Et dans les commissions permanentes, vous avez des élus de l'opposition. D'ailleurs, je crois savoir que Marie-Claude Branc est plutôt quelqu'un de très fidèle à cette commission permanente, pour me rappeler la réunion qu'elle a participé. Vous avez des maires qui sont de toute tendance politique. Vous avez des acteurs de la filière de pleine nature qui voient passer les dossiers comme si c'était un conseil exécutif et qui donnent leur avis
Il n'y a pas d'autres endroits, dans n'importe quelle autre collectivité de France et de Navarre, où ça se passe comme ça. À moins que vous me disiez que dans des communes ou des endroits que vous administrez, vous avez des commissions permanentes avant de savoir si vous faites des aides d'association, de conseil municipal. Ça ne veut pas dire que vous faites ça mal. C'est pas ça que je dis. Je réponds à la notion de fait du prince. Je ne vois pas où est-ce qu'est le fait du prince. Et puis, troisième élément, il suffit de voir la liste des bénéficiaires. Je veux dire, je sais qu'il y a je ne vais pas les citer, mais il y a des maires de communes ici, y compris au plus fort des campagnes électorales où j'étais candidat, y compris sur la circonscription où j'étais candidat, qui ont reçu en temps et en heure les arrêtés attributifs du Fonds montagne. Que ce soit l'élection disputée de 2022 ou celle de 2024. Les noms, les prénoms, les communes se trouvent facilement, il suffit d'ouvrir son ordinateur. Donc je veux bien qu'en politique on puisse dire beaucoup de choses, mais le clair-obscur à un moment donné, l'ambiguïté, elle trouve sa fin lorsque les faits sont là. Il n'y a pas une plus grande transparence. Dire le contraire, c'est mettre le voile sur quelque chose où il faut arrêter. Surtout dans la politique de la montagne, il faut avancer tous ensemble. Il y a une transparence absolue, et mieux, je pense que les communes de montagne ont été heureuses, que ce soit à travers des dispositifs dotation quinquennale ou autres, et en particulier d'avoir une équité retrouvée, d'avoir y compris règlement des aides. Alors qu'est-ce qui peut faire que la liste attend? Ben oui, c'est le débat budgétaire, comme n'importe quel budget. Il y a un budget qui doit être voté de l'année en cours, il y a des disponibilités budgétaires, et ça me fait arriver sur la question des moyens. Sur la question des moyens, comment avons-nous fonctionné et comment allons-nous continuer de fonctionner, mais en prenant en compte la période existante? C'est la période de prudence qui s'impose à tous. D'abord, nous avons fonctionné avec un effet levier. Parce que qu'est-ce que c'est le fonds montagne? C'est indiqué dans le rapport. Le fonds montagne, ça a été, en crédit de paiement, entre 2,5 millions d'euros à 10 au plus haut par an sur 7 ans. En moyenne, 7,5 qui ont fait des petits. Mais pourquoi ils ont fait des petits? Parce que justement, et je l'ai indiqué en intervention, ce qui présidait à la gageure au défi de ce chef montagne, c'est de dire on sait très bien que l'État ne nous donne pas les moyens nécessaires, et je vais arriver à la dernière question sur les moyens de l'État, donc on va mutualiser d'autres secteurs pour les porter vers la montagne. C'est-à-dire que des politiques sectorielles par ailleurs, on leur donnait par ailleurs une dimension montagne. Par exemple, c'est pour ça que dans le deuxième schéma en révision, on dit dans le volet énergétique en haut, qu'on va faire, grâce à la PPE et au dispositif de l'AUE, un fléchage par appel à projet montagne sur la micro-hydroélectricité. C'est-à-dire qu'outre les moyens propres au schéma, on dit une partie de la PPE par volonté politique, sur la micro-hydroélectricité, sur la question des systèmes de génération en montagne, on va la flécher par appel à projet sur le territoire de montagne. Et on fait pareil sur d'autres dispositifs. C'est pour ça que ça a fait des petits de 7,5 par an, des 51, on fait 102. Donc ça a été une œuvre de mutualisation financière et d'ailleurs on oriente des politiques sectorielles sur cet objet montagnard. On va faire pareil encore aujourd'hui. La différence, vous l'avez noté, c'est qu'on est obligé d'avoir du fonds propre au départ. C'est une volonté politique, il faut saluer la volonté du président du Conseil exécutif de dire la montagne, les secteurs les plus faibles seront sanctuarisés et protégés dans les deux autres dispositifs. Je ne m'étendrai pas, ils développeront par ailleurs. Ça a déjà été affiché à Chambre des territoires et par ailleurs. Mais on fera pareil, on mutualisera par appel à projet d'autres financements. Les autres éléments, c'est introduit par Gilles Giovanna Angeli ce matin, notamment sur la réponse au FEDER, c'est qu'on ambitionne d'avoir un ITI FEDER montagne dans le volet du PO FEDER actuel, dans sa révision, comme il y aura certainement un ITI FEDER urbain. C'est-à-dire qu'on va essayer de flécher du FEDER dans les opérations montagnes qui n'étaient pas prévues aujourd'hui. Donc ça, c'est l'autre élément de réponse de moyens financiers. Quand on demande à l'État, les demandes à l'État ont été faites pas simplement par question orale. Elles ont été faites par amendement. Chaque fois que j'étais député, chaque année en loi de finances, chaque année, je faisais un amendement en loi de finances demandant les justes moyens au comité de massif corse liés au transfert de compétences en recettes de fonctionnement transférées que doit administrer librement la collectivité de Corse qui a ce transfert. Chaque année. Bon, chaque année, refus de Bercy. D'accord? Ça a été la réalité. Quant au plan Avenir Montagne, les 10 millions d'euros ont été arrachés parce que, évidemment, le préfet de Large, passé par là, n'était pas d'accord. Ils ont été arrachés alors qu'on devait avoir 0. Bon, ça a été arraché. Mais ce n'est pas le transfert de moyens lié au transfert de compétences. Ce qu'il faut avoir, c'est ce transfert de moyens, le transfert de compétences, autour de 7 à 8 millions d'euros par an, liés au transfert normal, comme peut-être un jour un FEDER de massif qui vient s'additionner
Ça serait le moyen de financement. Donc il faut effectivement le réclamer dans la barque du pacte fiscal et budgétaire je dirais, à négocier avec l'État pour une vraie politique de la montagne. Par ailleurs, se poseront la question d'autres sujets. Est-ce que sur les sujets d'infrastructure, par ailleurs, nous y sommes favorables? Est-ce qu'une partie du PTIC doit être fléchée sur des thématiques eau, montagne, etc. Évidemment, c'est un débat à avoir, budgétaire, qui fait l'objet d'arbitrage. C'est notre volonté politique. Donc je vais prendre un projet mutualisé, j'arrêterai là-dessus parce que je suis assez long. Il y a un projet dans le NIO lac de Calagouche chez Convention EDF. Ce projet, il y a un projet d'eau agricole porté par l'Office hydraulique de la Corse pour irriguer 300 hectares. Il y a une mutualisation entre l'irrigation et la production hydroélectrique pour permettre d'avoir des retombées pour les communes et sécuriser au sens électrique en ENR la zone. Ce projet intégré eau agricole, agriculture alimentaire, maraîchage et production hydroélectrique qui porte des recettes aux communes en même temps, évidemment, que la sécurisation de l'autonomie énergétique, nous ambitionnons de le porter éventuellement au PTIC. Ce qui est logique. Et ça pourra se poser d'Oritsanèse, ça pourrait se poser ailleurs, dans d'autres vallées, et c'est une politique de la montagne. On n'émargera pas sur les 4 ou 5 millions d'euros du schéma. On élargit le spectre à cette mutualisation, et ça me paraît essentiel. Je finis sur la question de la participation au Parlement de la montagne. Le Parlement de la montagne, on a parlé longuement de la charte des estives. Nous avons eu un très bon débat sur ce que pourrait être en principes généraux en gestion locale, y compris foncière, à Pédigroge le 12 et 13 mars. Il y a des actes qui sont prévus. Il y a un programme rédactionnel en cours avec tous les partenaires qui mobilisent les chambres d'agriculture, l'ODARC, l'ensemble des maires présents. On s'est mis d'accord sur les principes généraux. Et ce produit-là sera porté en débat à l'Assemblée de Corse. C'est pour ça que pas faire un débat dans le débat aujourd'hui, sera porté à l'Assemblée de Corse comme un document stratégique à part entière issu de cette politique qui va être intégré à la révision du PADUC. Donc ça sera un élément important de débat. Évidemment, il y a des questions de maîtrise foncière, évidemment, des questions d'aménagement, évidemment, il y a des questions d'anticipation des investissements hydrauliques, il y a les questions des usages et des équilibres, y compris de ce qu'on privilégie en règlement des aides pour éviter la prédation, la prévarication des lieux, etc., à partir du diagnostic foncier qui sont des fois différents selon les estives. Entre le Couchon ou Écagne, ce n'est pas la même chose, par exemple, sur la situation des estives et en foncier et en gestion. Mais en tout cas, ce travail-là, pour faire court, a été mené et fait l'objet d'un gros travail qui vous sera présenté en débat démocratique pour la relance du pastoralisme et pour l'équilibre tourisme de montagne. Il n'y a pas eu que ce sujet-là. Sur l'eau potable et sur le refus du transfert obligatoire de l'eau potable des communes aux interco, il y a eu le Parlement de la montagne a joué son rôle. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est que les élus, et pas que les élus, s'approprient pour que la politique se poursuive en cette matière. Voilà ce que je voulais répondre sur l'ensemble des éléments. Il me semble que j'ai été synthétique, au moins pour l'ensemble des demandes. De l'exécutif, pardon. Vous voulez intervenir, monsieur le conseiller? Simplement un mot à cette heure tardive. Je ne vais pas alourdir les débats, mais c'est important, je crois, de rappeler, Jean-Félix l'a dit, mais que les principes qui ont guidé le soutien au territoire, pas depuis 2021, mais je pense depuis 2015, c'est l'équité et la transparence dans l'accès aux aides pour toutes les communes, que ce soit pour les communes de montagne, pour les communes urbaines, du littoral ou de l'intérieur. C'est important de le rappeler parce que la petite musique qui voudrait faire croire que les aides elles ont été distribuées à la tête du client, on s'inscrit en faux sur cette idée-là. Et je crois que toutes les communes, ou en tout cas les maires, peuvent témoigner que lorsqu'ils étaient éligibles au règlement des aides, parfois il y a eu de retard dans l'arrêté de subvention, il peut y avoir des retards dans l'instruction des dossiers, mais tout le monde a été logé à la même enseigne. Je rappelle aussi que dans le cas du schéma montagne et du règlement des aides qui en ont découlé, on s'est appuyé sur ce qui était prévu dans le plan montagne du PADUC. S'il y a bien un domaine où on a décliné dans les schémas et dans le règlement des aides les principes du PADUC en termes de contraintes des communes, c'est-à-dire que plus les communes avaient été identifiées avec des contraintes fortes dans le PADUC, plus on intervenait en taux d'intervention, jusqu'à 80%, voire 90% dans certains appels à projets, dans le soutien aux projets d'investissement des communes. Donc, si on a bien un exemple où on a décliné de manière très opérationnelle les dispositions du PADUC, c'est dans le cadre du règlement d'aide en faveur
des communes, notamment des communes de montagne à l'intérieur, dans le cas du comité de massif, mais également dans le cas des politiques du logement, de l'eau ou de la dotation quinquennale. Et en effet, des appels à projets, pas seulement, mais aussi des appels à projets pour décliner ces politiques-là. Elles ont montré leur efficacité, notamment par exemple sur l'adressage, pour ne citer que ce dispositif-là. Et il faudra bien faire converger les différents dispositifs de financement européens, ça a été dit par Gilles Jovanange ce matin, avec pourquoi pas un ITI montagne, un FEDER, un PTIC également qui ne doit pas être fléché uniquement sur les territoires urbains, mais qui doit aussi bénéficier aux territoires de montagne de l'intérieur. Jean-Félix a cité le projet dans le Niol. Je pourrais aussi citer la reconstruction de l'hôpital de Tatonne à Corte, qui va nécessiter des aménagements importants dans le secteur de la gare également. Et donc ces phénomènes de péréquation, que ce soit en matière financière, péréquation au bénéfice des territoires les plus fragiles, il doit se décliner également dans toutes les politiques publiques, notamment en matière d'urbanisme. Et la révision du PADUC à travers la trajectoire du ZAN doit nous permettre aussi, doit permettre aussi aux communes de pouvoir se développer en leur laissant un quota d'artificialisation suffisant pour pouvoir envisager un développement suffisant. Merci. Merci. Alors, est-ce un duo, une padiella? Padiella. Ah, une padiella. Allez, Aderza. Una terza senza riucade. Non, c'est un peu la mère des batailles. Donc, c'est normal, je crois que nous ayons pris le temps d'examiner ce dossier, surtout qu'on arrive à la fin d'une période qui a été longue, 8 ans, et qu'on s'apprête à écrire ensemble une page nouvelle de la vie et de l'intervention du comité de massif au bénéfice des territoires de l'intérieur et de montagne. Donc, si on se retourne vers ce que nous avons fait ensemble, d'abord remercier bien sûr Jean-Félix Acquavive, l'ensemble des élus qui ont participé, une volonté politique qui n'a pas existé avant, qui a existé, qui a été portée, et qui a été portée quelles que soient les difficultés. C'est important, puisque quelquefois, à bon droit, on est très critique contre l'action qui a été menée par les majorités territoriales successives depuis 2015. Je crois que, comme plusieurs d'entre vous l'ont fait, y compris du côté de l'opposition, il faut également souligner là où les choses ont avancé de façon très significative, et il me semble que là, c'est le cas. Cette volonté politique, elle s'est également traduite, ça a été dit, par une adhésion très forte de l'ensemble des acteurs. Beaucoup d'entre nous ont participé à ces réunions, souvent sur 2 jours, tout le temps dans des territoires et des villages de montagne. Et là où il y avait le fatalisme, la résignation et quelquefois même le désespoir, on a retrouvé collectivement les chemins d'une volonté partagée et d'une espérance. Et ça n'a pas de prix. Ce travail politique, il n'aurait pas pu trouver à s'accomplir s'il n'avait pas été relayé, mis en forme, concrétisé par un travail technique. Et je tiens à remercier à mon tour les services, la DGA, les autorités des DGS successifs, la DGA Audrey-Antoinette Jagob et l'ensemble des services et notamment, je pense que Mme Moukine est là, toute l'équipe du comité de massif, un travail remarquable. Des réalisations considérables, 100 millions d'euros sur ces quelques années, 51 millions d'apports des fonds massifs, qu'on a économisé également grâce à une gestion vertueuse, il faut le dire, et 50 millions induits. Donc un travail considérable. Maintenant, regardons devant. Moi, je dis clairement, on a un travail à faire. Et c'est pour ça qu'en début d'année, on s'est tourné y compris vers l'opposition. Les propositions qu'on a faites n'ont pas eu d'écho immédiat. Mais nous souhaitons travailler sur tous ces domaines structurants sur lesquels nous sommes largement d'accord, le plus largement possible, en co-construction.
Nous le faisons de façon naturelle avec les maires et les acteurs, maires, présidents d'intercommunalité et les acteurs. Nous souhaiterions pouvoir le faire au sein de notre institution. La proposition est sur la table. À vous de voir jusqu'où on peut travailler ensemble dans le respect des choix politiques qui sont faits par ailleurs, y compris celui qui est légitime de vouloir réaffirmer sa place dans l'opposition. Un dernier point sur le caractère positif, ça a été dit, la logique d'équité. Elle a été au cœur de toutes les décisions qu'a prises le comité de massif. Les décisions, elles ont été prises ensemble sur la base de règlements, validées ensemble et mises en œuvre dans des conditions irréprochables avec un contrôle a priori et a posteriori de l'Assemblée de Corse. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et je termine. À mon avis, dans les mois à venir, y compris pour tenir compte de la nouvelle donne budgétaire et également de l'expérience passée. 4 points principaux, à mon avis. Et ça sera, puisque Jean-Félix Acquaviva a décidé, et ça fait partie aussi des décisions politiques qu'on a prises au moment du redéploiement. Et j'en profite, puisque Jean est encore là. C'est un changement important aussi au sein de la majorité territoriale. Le fait que le président de groupe, un militant, un élu historique, choisisse de partir. Donc on a engagé un processus politique et administratif au mois de décembre. Nouveau DGS, redéploiement, resserrement des DGA de 9 à 6, souvent de nouveaux périmètres, de nouvelles méthodes de travail au plan administratif, des décisions importantes qui nous attendent dans la concertation avec les organisations syndicales, mais avec des décisions à prendre pour redonner du sens au travail. Un redéploiement au sein du Conseil exécutif, un redéploiement à venir en concertation et sous l'impulsion de la présidente et du président de groupe Jean Biancucci au sein du groupe majoritaire, et de nouvelles méthodes de travail qui sont proposées, y compris à l'opposition. Donc de tout cela, nous aurons l'occasion de parler, y compris lors de la prochaine session. Donc il va falloir, à mon avis, dans le cadre de la nouvelle période qui s'ouvre, recentrer. Nous avons fait beaucoup avec le comité de massif. Il y a peut-être un effet, je ne dirais pas de saupoudrage, mais d'éparpillement. Il faut peut-être, en tout cas c'est mon avis, recentrer. Le trend est déjà donné sur quelques axes stratégiques en ne cherchant pas à tout faire. Deuxièmement, il faut simplifier. Ce qui a pu quelquefois être perçu comme de l'opacité était, à mon sens, uniquement une règle administrative qui était peut-être trop complexe. Et donc, on a un travail à faire pour simplifier la règle et pour fluidifier sa mise en œuvre. On est au confluent du politique et de l'administratif. Qui dit recentrer et dit simplifier, dit également intégrer la contrainte budgétaire. Ça a été dit. Il n'y a plus de reliquat de continuité territoriale. On se bat pour que la dotation de continuité territoriale soit mise à niveau. Donc il va y avoir à faire, là aussi, des efforts et une réflexion. Le troisième niveau, c'est l'articulation. C'est déjà le cas, mais il faut, mieux encore que jusqu'à aujourd'hui, que la politique mise en œuvre par le comité du massif, elle s'articule avec nos règlements des aides et avec l'ensemble des dispositifs existants ou à construire. On a parlé, par exemple, tout à l'heure, dans le cadre des fonds européens, est-ce qu'on va aller vers des IT de la montagne? Et nous pensons qu'il faut aller vers ce type d'instrument, avec une réflexion forte sur l'ingénierie, dont on voit bien qu'elle est une condition sine qua non de la mobilisation efficace de tous les crédits. Et le dernier mot, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés,
c'est le choix non seulement de maintenir, mais de renforcer la politique en faveur des territoires de montagne et de l'intérieur. Et ça, c'est un choix fondamentalement politique sur lequel nous devons nous déterminer. Et moi, je le redis encore, ce choix politique, il ne procède pas seulement de discours. Il suppose des décisions, y compris des décisions budgétaires. Lorsque, et je vais le dire une dernière fois, un préfet, dans le cadre d'un rendez-vous où on discutait de la mobilisation des crédits en faveur de l'intérieur de la montagne, un préfet m'a dit au nom de l'État que 80% de la population corse habitait dans les grandes agglomérations, dans l'urbain ou dans le périurbain, et que dans 10 ou 15 ans, il y en aurait 90 ou 95%. Et qu'il m'a dit, je ne vais pas mettre de l'argent dans des endroits où les gens ne vivent plus et vivront encore moins dans 10 ans ou 15 ans. C'est une vision politique. Je lui ai dit, ce n'est pas celle que nous portons, nous, quelles que soient les difficultés. Nous, notre objectif, c'est de faire que les 80% d'aujourd'hui, ça rejoint aussi ce qui a été dit, nous ne sommes pas là pour accompagner à la marge des mécaniques mortifères. Nous sommes là pour prendre des décisions politiques, y compris qui inversent des mécanismes puissants qui, selon nous, nous conduisent à la disparition. Donc aujourd'hui, nous avons redonné l'espoir. Mais est-ce que nous avons gagné pour la montagne? On n'a pas gagné. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, cette bataille-là, on peut la remporter. Quand on va venir la semaine prochaine, le mois prochain, vous montrer qu'on est pratiquement aujourd'hui à la réalisation quasi totale de la mise en œuvre du très haut débit, partout. Et je rappelle qu'il y a 10 ans, le premier schéma, ou un peu plus, le premier schéma qui était proposé, c'était un schéma qui ne concernait que les grandes agglomérations, et de façon tout à fait ponctuelle, quelques zones rurales. Nous, on a porté à bout de bras, dans les conditions que vous connaissez, une délégation de services publics qui vise à amener la fibre et le très haut débit dans toute la Corse, y compris, par exemple, une exploitation agricole au fin fond de la région, aujourd'hui la plus frappée par la désertification, et située à 200 ou à 300 mètres de la première habitation. Eh bien, il va y avoir la fibre là aussi. Et tout le reste est à l'avenant. Donc ce sont des choix qu'il va falloir faire, et peut-être aller plus loin, y compris en termes d'instruments de péréquation entre l'intérieur et le littoral. Mais ça ne peut pas s'imposer de façon verticale. Ça va se construire dans la discussion avec les communes, avec les intercommunalités, avec les territoires et avec l'État. Donc, pour moi, ce dossier, il est stratégique parce que nous le savons toutes et tous. C'est-à-dire une Corse dans laquelle il n'y aurait plus les villages, l'intérieur, la montagne, ce n'est plus la Corse. Et si on ne fait rien, c'est ce qui nous attend dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc moi, je suis certain que sur ce constat-là et sur cette volonté de construire un autre avenir, nous pouvons être très nombreux à nous retrouver. Vous l'avez démontré, Monsieur le Président du comité de massif, pendant les années où vous avez animé cette structure. Il appartiendra à celles et ceux des élus, notamment de l'Assemblée de Corse et des autres, qui auront la responsabilité de la deuxième phase, qui commence aujourd'hui, d'essayer de faire aussi bien, et pourquoi pas, en tout cas je l'espère, même mieux. Ringraziabi ojo Presidente, penso che gente che stanno dei paesi montagnoli stasera saranno contenti di stare sentendo questi discorsi. E l'azione che sono fatte di noi, mica solo i discorsi. Ecco. Allora, è ma Buddha? Di meglio. Quelli qui dit contre? Pardon, Paul Félix Benedetti. Explication de vote, oui. Une vraie explication de vote. Explication. En quelques instants. Je ne sais pas, c'est quoi quelques instants? Oui, explication de vote, c'est rapide.
Donc je commence par la conclusion. Nous allons voter le rapport. Mais... Je vous trouve de plus en plus diplomate. Moi, je la trouve très bien, cette explication de vote. Moi aussi. Vraiment. Mais quand je vous entends, j'ai l'impression que vous préparez un livre testamentaire qui s'appelle « Giustificazione della nostra presidenza ». Moi, je ne mets pas en doute qu'il y ait des règlements, on les connaît. Notre conseillère a tout le temps été assidu comme il demande. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut croiser les mesures et les aides. Et qu'il faut un fichier croisé dynamique, comme on dit, aux élèves à qui on apprend Excel. Point. C'est tout. Par contre, je voudrais qu'on ait de la rigueur et que lorsqu'on définit des règles et des objectifs, on s'y tienne de manière permanente. Je vous prends un cas d'école. Ghisoni. Non, mais je vous le prends. Mais je vous dis, attention, l'axe 3, c'est développer et maîtriser le tourisme de montagne comme facteur d'activité. Et lorsque vous rentrez en commission de sélection des terrains, où il y a un petit contournement réglementaire à faire, vous opposez à ce qu'un villageois construise 3 maisonnettes pour faire du tourisme rural, et vous motivez votre vote en disant on ne développe pas le secondaire locatif spéculatif. Réfléchissez. Ah, il y a des règles, hein, mais après, il y a l'application de la règle. Donc maintenant, diplomate, en fin de journée, diplomate et conseiller. Avisé. D'autres explications de vote? Non. Allez, on va au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, avancem. Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc tous les autres sont pour. Josefa, cosa va, Gidou? Puis à la doua, alors, tu t'abstiens, tu participes, tu votes, tu es contre. Donc, abstention de Josefa. Donc, qui est pour? Tous les autres sont pour. Merci. Donc, le schéma est adopté à une très large majorité. Merci. Bon, petit point organisationnel, s'il vous plaît. Donc, il est 20h35. Nous avons deux options. Soit nous passons les deux communes, le schéma d'aide au territoire, sachant qu'il y a doublement des temps de parole. Non, demain non, c'est ce soir. L'option, c'est pas aujourd'hui ou demain. Laissez-moi terminer. Non. C'est aujourd'hui avant minuit, ça c'est clair. Donc, j'explique. Soit nous le passons maintenant et nous prenons un encas, un peu plus qu'un encas après, soit là, nous nous posons 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et ensuite on reprend, sachant que non, parce que tout le monde oubar, là, explique les votes, voilà, tout le monde oubar, là, mais on m'irendi des mica gontu, hein. Donc, après,
Après, je vous signale qu'on doit se réunir en commission mixte aussi, ce soir. Et qu'il y a aussi 2 autres rapports prévus pour jeudi. Donc, moi, je pense que là, il vaudrait mieux faire un petit break pendant une demi-heure, Chibi Mougarkoz, et puis on redistribue le travail, voir si on ne peut pas faire, si on y arrive, travailler en temps masqué, d'accord? Et avancer. Mais là, je vous trouve un peu fébrile. Président. Allez, pause, je décide, pause pour tout le monde. Une demi-heure, présidente, une demi-heure. Une demi-heure, mais je dois savoir, donc interruption de séance, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut couper? Merci.
S'il vous plaît, on est branché là, s'il vous plaît. Le conseil exécutif, merci, nous sommes en diffusion là. Donc je demande à tout le monde de reprendre sa place. Bien, je me tourne vers l'exécutif. Donc, je précise, s'il vous plaît, je précise qu'au moment où nous sommes dans l'hémicycle, et nous allons continuer l'examen de certains dossiers, nos collègues membres de la Commission des finances et de la CDNAT sont réunis pour examiner un amendement au rapport qui passera demain relatif au projet de loi concernant l'intégration de la CCI. Donc on n'a pas besoin d'être trop nombreux non plus dans cette commission, puisqu'il suffit qu'il y ait 6 personnes porteurs de mandat pour chacune des commissions pour qu'elles puissent se tenir. Donc je ne sais plus en quelle salle elle est. Donc la commission est en cours. Donc je ne sais pas si certains
présenter. Bien, donc nous reprenons nos travaux. Je vais passer la parole à l'exécutif pour un rapport qui concerne une convention de coordination et de coopération régionale entre la collectivité, l'agence d'urbanisme et l'ANA. Merci, Madame la Présidente. En effet, il s'agit d'une convention, je qualifierais de cadre, entre la collectivité de Corse, l'État, l'ANA et l'agence d'urbanisme et d'énergie. Tout d'abord, rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce rapport qui vise à optimiser les dispositifs permettant la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des bâtiments en copropriété. Ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de la politique générale qui vise à l'atteinte de l'autonomie énergétique de la Corse à l'horizon 2050, mais également un objectif de réduction de la précarité énergétique qui touche environ 20% de la population. Donc 2 objectifs stratégiques pour le Conseil exécutif: réduire la précarité en diminuant la facture énergétique des ménages, notamment les plus modestes, et parvenir à l'autonomie énergétique. Ce rapport il vise spécifiquement, comme je le disais, le secteur du logement et notamment du logement collectif, puisqu'on a d'autres dispositifs qui s'adressent notamment aux maisons individuelles, le dispositif Aurélie ou encore des dispositifs spécifiques aux bailleurs sociaux. Donc là, il s'agit bien du parc résidentiel, logement en copropriété privé. Je rappelle également qu'il existe une multiplicité de dispositifs de soutien à la rénovation énergétique. D'ailleurs, bien souvent, on s'y perd, nous les élus, et donc, a fortiori, le citoyen, dans l'ensemble de ces dispositifs qui visent à la rénovation globale des habitations. Parmi les dispositifs, les opérations publiques de l'amélioration de l'habitat, qui sont portées à titre principal par les intercommunalités et qui ciblent des périmètres bien spécifiques, avec un financement sur ces programmes d'amélioration de l'habitat, les OPA, des financements de la collectivité de Corse et de l'ANA. Je rappelle qu'environ 10 millions d'euros ont été engagés par notre collectivité et l'ANA sur une dizaine d'OPA aujourd'hui sur le territoire. Donc aujourd'hui, il y a environ 10 opérations publiques d'amélioration de l'habitat sur des périmètres bien précis qui sont portés par les intercommunalités et financés par la collectivité de Corse et l'ANA. À côté de ces dispositifs d'OPA, il existe le dispositif Aurélie, que vous connaissez, qui existe depuis 2016 et qui permet à la fois un infoconseil, c'est-à-dire un numéro unique où les particuliers peuvent téléphoner pour avoir un premier conseil quand ils s'interrogent sur les dispositifs existants en matière de rénovation énergétique. Ça peut être changer des fenêtres, par exemple, ou isoler des combles. Dans ces cas-là, c'est du monolo, ils sont renvoyés à EDF. Ça peut être des opérations plus complexes de rénovation globale de l'habitation. Et dans ces cas-là, ils sont accompagnés, je dirais, du projet, de l'idée, les études préalables aux travaux, jusqu'à la réception des travaux de rénovation énergétique pour les maisons individuelles. Je le rappelle, et c'est notamment le CAUE et Arina qui gèrent ce premier contact d'infoconseil sur le territoire insulaire. Mais il y a un seul numéro unique. Depuis 2023, je rappelle aussi que suite au vote de la programmation pluriannuelle de l'énergie en mars 2023, l'agence d'urbanisme et d'énergie a été reconnue comme opérateur de maîtrise de la demande d'énergie au même titre qu'EDF. Et cela pour 6 actions du cadre territorial de compensation, dont la rénovation des logements, que ce soit des logements collectifs ou des maisons individuelles. Et ça permet de mobiliser des fonds de la Commission de régulation de l'énergie et du cadre territorial de compensation au service public de l'électricité. Donc ça couvre des primes d'assistance et des primes à l'investissement. Alors donc, parmi les dispositifs, opérations publiques d'amélioration de l'habitat, Aurélie, et enfin un dispositif qui est spécifique à l'ANA, MaPrimeRénov',
dont les modalités ont évolué en 2024. Et c'est dans le cadre de l'évolution de ces modalités de l'ANA que ce rapport vous est proposé. On voit bien, hein, différents opérateurs, l'ANA, EDF, l'AUE, différents dispositifs pour les maisons individuelles, pour les logements collectifs, et donc un manque de lisibilité pour les bénéficiaires et la nécessité qui est un frein à la massification des opérations. Donc l'AUE, l'agence d'urbanisme, a initié une démarche de simplification et de mise en cohérence des dispositifs avec un guichet unique, je l'ai rappelé, et un parcours unifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit MaPrimeRénov' qui est porté par l'ANA, que ce soit le dispositif Aurélie qui est porté par l'AUE, pour le pétitionnaire, pour le demandeur, c'est transparent. Il n'a affaire qu'à un seul numéro et qu'à une seule démarche. Et c'est nous, au niveau administratif, dans le cadre de l'appui aux bénéficiaires, que sont mis en complémentarité l'ensemble des dispositifs. Alors, à compter de 2025, et dans le cadre de cette contractualisation, l'ANA a initié une nouvelle démarche de contractualisation avec à la fois les régions, donc la collectivité de Corse, ici, et les intercommunalités pour sensibiliser, informer et accompagner les ménages. Alors, ça passe par des conventions de coordination territoriale, État, ANA, CDC, AUE, donc ça c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui, pour structurer un service public de la rénovation de l'habitat sur tout le territoire, et ça s'articule en 4 axes, animation des infoconseils et animation du territoire. Donc cette action qui est prévue au niveau national par l'ANA est déjà présente sur le territoire au travers de ce qu'a mis en place l'agence d'urbanisme et d'énergie, donc ça rentre pleinement dans les missions qui sont exercées jusqu'à aujourd'hui par l'agence. Et pour sa mise en œuvre de cet axe lié à l'infoconseil, c'est-à-dire le numéro unique dont je vous parlais précédemment, une subvention de l'ANA est prévue à hauteur de 115 000 € par an ou 50% des frais engagés pour l'animation et l'infoconseil. Donc l'idée, c'est que cette subvention de l'ANA pour l'infoconseil puisse être versée à l'agence d'urbanisme et d'énergie via la collectivité de Corse pour l'exercice de cette mission. Ensuite, il y a l'animation des filières professionnelles, notamment la CAPEB et la Fédération du BTP. Il y a un axe autour de la consolidation et de la transmission des données en ce qui concerne la connaissance sur les consommations énergétiques sur le territoire. Bon, ça rentre dans le cadre de l'Observatoire régional des gaz à effet de serre qui est également hébergé par l'agence. Et enfin, l'articulation des aides pour diminuer au maximum le reste à charge pour les ménages. C'est ça aussi l'objectif, qui est porté par la collectivité de Corse et l'AUE, l'idée étant que le reste à charge pour les ménages soit le plus réduit possible, voire nul pour un certain nombre de ménages. Deuxième modification importante à compter de 2025, c'est les pactes territoriaux. Alors, les pactes territoriaux, c'est la déclinaison de la convention cadre qui va s'appliquer au niveau régional, donc État, collectivité, AUE, CDC, qu'on vous propose d'adopter ici. Et sa déclinaison dans les territoires, ce sont des conventions tripartites en quelque sorte, ANA, intercommunalité, collectivité de Corse, AUE, de manière à décliner les objectifs de rénovation énergétique dans tous les territoires. On considère que, et l'ANA et les services de l'État partagent ce diagnostic, que les maires, que les élus intercommunaux sont un maillon essentiel pour faire le lien avec les bénéficiaires, avec les ménages, à la fois comme tiers de confiance, parce que lorsque c'est le maire, lorsque c'est l'élu de proximité qui sensibilise sur ces dispositifs, le premier contact est facilité, et par ailleurs sur l'identification des ménages, notamment dans les villages et dans les communes de petite taille. Le maire sait pertinemment quels sont les ménages qui peuvent potentiellement bénéficier de ces dispositifs et qui sont dans une situation de précarité forte, qui ne connaissent pas ces dispositifs, qui n'ont pas les moyens d'aller vers ces dispositifs. Et donc l'accompagnement par les maires, ou en tout cas le premier contact, à minima, est un enjeu essentiel et cette convention permettra d'y répondre. Je rappelle que les pactes territoriaux et les OPA vont coexister. Des OPA sur des périmètres bien définis, où il y a des enjeux très forts, de précarité, de rénovation de bâtiments. On pense par exemple dans les centres anciens ou dans certains quartiers. Et
en complément de ces opérations publiques de l'amélioration sur des périmètres précis, des dispositifs de pactes territoriaux qui engloberont l'ensemble du territoire de l'EPCI. Donc ce qui va se passer, très probablement, c'est qu'on va passer probablement d'une dizaine d'OPA à beaucoup plus, et peut-être demain, à moyen terme, de 19 pactes territoriaux. Et au vu des contributions aujourd'hui de la collectivité de Corse aux OPA et aux futurs pactes territoriaux, on a besoin de rationaliser au maximum le dispositif et de faire converger les aides de l'ANA, de l'État et du cadre territorial de compensation. Donc c'est aussi, vous l'avez compris, une optimisation budgétaire et financière dans le cadre des OPA. On estime, je vous donne le chiffre quand même, ce n'est pas neutre, on aura demain à examiner le budget, la mise en cohérence des dispositifs régionaux afin d'optimiser les financements en substituant les crédits, les subventions de la collectivité de Corse qui sont actuellement attribuées aux OPA pour les opérations de rénovation énergétique par des primes de l'AUE qui sont financées par l'État dans le cadre du cadre territorial de compensation. L'économie, elle est estimée à 1,5 million d'euros pour les OPA en cours. Si on reste sur le même périmètre des OPA actuels, 1,5 million d'euros d'économie par cette convention et la modification du règlement d'aide de la collectivité de Corse. Et si on était sur 19 OPA, on aurait une économie estimée à 9 millions d'euros. Donc c'est très conséquent. Et bien sûr, une réflexion est engagée pour rationaliser les interventions, notamment pour le suivi animation entre l'AUE et la collectivité de Corse. Et ça viendra en même temps que l'adoption du nouveau règlement d'aide au logement, où justement tout ce qui peut être financé par d'autres dispositifs que des fonds propres de la collectivité de Corse, notamment en matière de rénovation énergétique. Je pense au protocole d'accord borne, je pense à toutes les opérations de rénovation énergétique, ça peut être dans les bâtiments publics, ça peut être dans les écoles, ça peut être bien sûr dans les logements sociaux, notamment au titre des conventions avec les offices publics de l'habitat, vont être mobilisés à plein pour justement pouvoir à la fois optimiser les plans de financement et surtout nous dégager des marges de manœuvre pour les opérations qui ne trouvent pas de financement en dehors des fonds propres de la collectivité de Corse. Donc le rapport, je termine là-dessus, il propose la signature de la convention de coordination globale et celle des pactes territoriaux, afin notamment que l'AUE puisse se substituer à la collectivité de Corse pour les aides à l'investissement relatives à la rénovation énergétique. On remplace les fonds propres de la collectivité de Corse par des fonds du cadre territorial de compensation. La confirmation du rôle de l'AUE comme opérateur de MDE et l'autorisation de solliciter la subvention de l'ANA qui sera rétrocédée à l'AUE. Donc en gros, on sollicite l'ANA pour toucher la subvention sur l'impôt conseil via la collectivité de Corse dans le cadre de la convention et ensuite elle est rétrocédée à l'AUE dans le cadre de la prestation qu'elle réalise pour les territoires, que ce soit les OPA ou les futurs pactes territoriaux. Et il vous est proposé que dans le cadre de la prochaine révision du règlement d'aide au logement, on puisse optimiser les financements au-delà des seuls OPA, mais pour toutes les opérations liées à la rénovation énergétique des bâtiments en soutien du bloc communal ou même à destination de la collectivité de Corse. Voilà pour les principaux éléments relatifs à ce rapport. Je vous remercie et vous dire simplement qu'on est déjà en discussion avec un certain nombre de territoires pour passer à la phase opérationnelle du conventionnement à l'échelle intercommunale pour que ces dispositifs puissent monter en puissance, puisque c'est un objectif partagé à la fois par la collectivité de Corse, je crois, et par l'ensemble des territoires insulaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bien, donc il s'agit d'un rapport important, vous avez compris, pour les territoires que ce conventionnement. La Chambre des territoires a été saisie et ça n'a pas manqué de débat dans un sens positif. Et par ailleurs, la CDNAT aussi s'est exprimée. Je me tourne vers monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. La Commission a émis un avis favorable, non-participation du groupe Avancem, absence du groupe Unsofiono et de Madame Josefa Giacometti Pireda. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, nouvellement élu. Bien, nous
Je donne la parole à qui veut la prendre sur ce sujet. Jean Biancucci. Oui, une courte intervention. J'ai eu l'occasion, notamment quand j'étais à l'AUE, président de l'AUE, mais par la suite, d'être amené à jauger sur place, sur site, des opérations ANA. En matière énergétique, je crois que toutes les cases sont remplies, mais il y a une case à laquelle on devrait s'intéresser de près, parce que quand on intervient sur des cœurs de villages ou des villages souches, il n'y a pas que le problème de la consommation d'énergie et le problème aussi qui ne vous a pas échappé de la dimension sociale des populations. Il y a aussi un autre élément et je trouve que nous avons un outil. C'est la dimension architecturale. Parce que quand on arrive dans un village où on a effectué des opérations OPA et qu'on se retrouve avec des menuiseries plastiques blancs, avec une belle maison en pierre, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, le CAUE, qui est un bel outil qui travaille, je le sais, actuellement en pool avec l'AUE sur, en tout cas, la volonté a été exprimée de la part de l'AUE et du CAUE de travailler ensemble, est un outil que l'on devrait mettre en œuvre pour éviter des catastrophes architecturales et souvent irrémédiables. Parce qu'il y a aussi des poses de menuiserie qui sont, je pense à la menuiserie, mais on pourrait parler des toitures, on pourrait parler d'un ensemble architectural. Alors, je pense que tout ce qui est prévu, vous en avez fait le tour, je crois qu'il y a l'expertise est bonne, les préconisations sont bonnes. Il faudrait peut-être y ajouter cette dimension architecturale et puis ensuite, si on considère que c'est aussi une priorité, comme je le suggère, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que quand vous dénaturez un site, un village souche, un cœur de village, qui souvent remonte au XVIIIe, au XVIIe ou au XVIe siècle, du point de vue architecture, ça devient un problème. Donc moi je pense que vous avez la volonté et les moyens sans doute de parfaire le dispositif. Je le dis et je le répète, les outils existent. Il faut donc mettre en œuvre un dispositif complet. Arringradiati Jean, altre domande di parola? No. Allora, Biribasu a parola. Merci Jean pour son intervention et j'en profite pour souligner que beaucoup de résultats, en tout cas d'avancées en matière de politique énergétique, ont été initiés
lorsqu'il me précédait à l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Je pense notamment à la signature du protocole qui a permis de transférer un certain nombre d'actions qui étaient exercées précédemment par EDF à titre principal à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. C'est aussi conquérir à petits pas des parts de souveraineté et d'exercer au niveau local avec des équipes performantes et jeunes également, hein, des compétences qui jusqu'ici nous échappaient, en tout cas à nous, écosystème collectivité de Corse, et on continue de s'inscrire dans cette dynamique-là. Et je crois que ce rapport-là, il est dans la continuité de la volonté, au-delà de l'autonomie énergétique, la volonté d'exercer chez nous et par nous-mêmes les compétences qui nous sont transférées. Et je pense qu'en la matière, on le fait et on le fait plutôt bien. Et je remercie les services pour avoir mené ce travail. Je le dis, hein, parce que ce travail-là de convergence des dispositifs, État, région, EDF, etc., n'existe nulle part ailleurs. On a été les premiers, dans le cadre du dispositif Aurélie, à pousser à la convergence, tout d'abord sur les maisons individuelles et aujourd'hui sur les copropriétés. Et ça servira peut-être d'exemple pour d'autres territoires qui connaissent aujourd'hui, hein, au niveau français, les mêmes difficultés sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Ce n'est pas spécifique à la Corse. Sur la question du patrimoine des villages, je veux dire, bien sûr, sur ces rapports, on insiste souvent sur le volet environnemental, réduction des consommations énergétiques, décarbonation, transition énergétique. Sur les volets économiques, on lutte contre la précarité. Sur les aspects aussi sociologiques, comment on fait pour aller justement, il y a le recours à l'aide, hein, ou le renoncement à l'aide, je ne sais pas comment on peut dire, hein, comment on fait pour faire mieux du aller vers. On a mis une expérimentation dans le Niol où on a mobilisé des agents quasiment toutes les semaines en lien direct avec les maires et on a vu que les demandes ont explosé. Voilà, on est passé de 0 demande à 30 demandes en quelques mois parce qu'on a mis des moyens exceptionnels. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir le faire partout, mais on sait que c'est par cette approche-là qu'on va réussir. Et sur le volet architectural, bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, lorsque vous étiez président, la charte sur les hangars photovoltaïques, ça a été aussi un des éléments importants en matière d'insertion paysagère de structures qui auraient pu être rejetées par la population. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Et pour pas qu'il y ait de rejet par la population de ces hangars agricoles photovoltaïques, parce que c'est vrai que ça posait des difficultés d'insertion paysagère, on a mis en œuvre une charte pour essayer justement qu'ils soient mieux intégrés et pouvoir continuer à les mettre en place au bénéfice des agriculteurs, mais aussi au bénéfice de la production d'énergie renouvelable. Ensuite, rappeler le travail qui a été initié par Antonia Lugiani, qui a mis aussi à plusieurs reprises en avant le lien étroit qu'il existe entre patrimoine et architecture. On avait déjà d'ailleurs eu un colloque, il me semble au moins un colloque, deux assises, pardon, ce n'est pas un collègue, c'est 2 assises sur ce sujet. C'est un sujet prégnant, en effet. Comment aujourd'hui on rentre nos villages dans une forme de modernité, la rénovation énergétique, le PVC, l'alu, j'en passe et des meilleurs, versus les ressources de bois. Comment on intègre les matériaux locaux dans ces problématiques. Il y a des endroits où on a les architectes des bâtiments de France, on pourrait en dire beaucoup. Les maires qui sont là le savent comme moi, lorsqu'ils ont un monument historique sur leur commune, qu'il faut discuter avec les architectes des bâtiments de France, c'est parfois compliqué, c'est pour le pétitionnaire parfois des surcoûts qui sont difficiles à supporter. Voilà, tout ça, on peut en discuter. Il y a des territoires qui ont pris des initiatives, charte architecturale et paysagère, alors qui ne s'imposent pas, hein, qui ne sont pas opposables, mais probablement que dans le PADUC, hein, et c'est des choses qu'on avait discutées aussi pendant les assises, on aura intégré, il faut en discuter avec les architectes, des éléments paysagers partout où c'est possible et de voir comment les PLU ou les documents d'urbanisme peuvent se mettre en compatibilité avec ça. C'est valable pour la rénovation, mais je crois que c'est encore plus valable pour les constructions neuves. Et on a vu qu'on a abîmé beaucoup d'espace à proximité des villages parce que finalement, on n'avait pas de garde-fou sur ce qui pouvait être permis ou pas en matière de construction. Donc,
on vous rejoint à 100%. Le CAUE est une ressource, bien sûr, précieuse en la matière. Et dans la continuité de ce qui a été fait dans les assises, de ce qui est prévu dans la révision du PADUC, le CESEC aussi est très sensible à ces questions-là. On aura à mieux travailler ces aspects-là à l'avenir, et aussi bien pour la rénovation, je le dis, que pour les constructions des maisons et surtout des logements collectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller. Donc, nous allons passer au vote sur ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, le dossier et le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, Lauda Guidicil peut présenter son rapport sur l'égalité homme-femme. Femmes-hommes. C'est pareil. Pourquoi pas, dans l'autre sens, c'est bien aussi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous avez l'habitude maintenant, un rapport annuel relatif à l'égalité femmes-hommes de la collectivité de Corse pour l'année 2024 et qui vise à photographier l'état de la situation en matière d'égalité au sein, évidemment, de l'institution, puisque nous sommes l'un des plus gros employeurs de Corse, mais aussi les politiques que l'on mène vers l'externe et donc que l'on met en place en matière d'égalité. Je le rappelle, je suis un peu redondante, mais j'aime bien le dire, c'est un rapport qui a une obligation légale, mais l'engagement en matière d'égalité ne l'est pas vraiment. Je m'explique, la discrimination est évidemment punie, mais la promotion et l'engagement en faveur de l'égalité est conseillé, vivement conseillé, parfois au gré des priorités, des politiques nationales, internationales, mais les collectivités ont tout de même de la marge de manœuvre quant à leur implication. Pour notre part, nous avons fait le choix de nous engager en la matière. Nous tenons à cette thématique et d'ailleurs, le président en a fait une délégation à part entière. D'un point de vue politique, je dirais de la représentation politique, on peut dire que l'on a progressé. Il y a quelques décennies, la représentation politique corse au sein de l'hémicycle était largement, très largement masculine. Les lois sur la parité nous ont bien évidemment aidés, mais on doit reconnaître aussi qu'aujourd'hui, nous avons des femmes au poste important, présidente de l'Assemblée de Corse, conseillère exécutive, présidente du CESEC, présidente de commission de l'Assemblée de Corse ou encore du CESEC, et qui sont autant de signaux forts que nous envoyons. Il y a 30 ans, si nous avions demandé aux Corses des noms de personnalités politiques insulaires, je pense que la liste aurait été exclusivement ou quasi exclusivement masculine. Aujourd'hui, les choses ont changé et c'est une bonne chose. Dans cette liste, il y aurait bien sûr des hommes, mais il y aurait, j'en suis sûre, des femmes, des noms de femmes corses qui comptent. Et en Corse, nombreux sont les noms des femmes qui comptent dans bien des domaines, pas seulement en politique, mais tant dans les médias que dans le sport, le monde associatif ou encore culturel. Elles n'ont peut-être pas toute conscience de l'impact qu'elles ont, mais pourtant, elles contribuent à remodeler les choses et doucement mais sûrement, les esprits et les manières de penser sur notre île évoluent. Donc pour faire évoluer évidemment les schémas de pensée, il est évident que la collectivité de Corse a un levier à actionner en tant qu'employeur majeur. Au sein de la collectivité, les choses évoluent, là aussi doucement mais sûrement. Aujourd'hui, il y a plus de femmes directrices générales adjointes que d'hommes à ces fonctions. Des postes qui, du DGS, sont les postes les plus importants de l'administration. Le président et d'ailleurs le directeur général des services, que je salue, ils sont pour beaucoup dans cette organisation. Quand les structures sont guidées par des hommes qui ne craignent pas de confier des responsabilités à des femmes, il y a forcément plus de place pour elles, pour qu'elles puissent progresser hiérarchiquement et montrer par des faits que leurs compétences sont là et que ces compétences n'ont pas besoin d'être comparées à celles de leur homologue masculin. L'accès des femmes aux postes à responsabilité dans notre institution est indéniablement en constante amélioration, mais l'encadrement reste toujours masculinisé. Au sein des 4500 agents, on note que la structure du personnel reflète naturellement la répartition des hommes et des femmes dans la société telle qu'elle est bâtie depuis des siècles. Les filières techniques d'ingénierie sont à dominante masculine et les filières du social, du soin sont essentiellement féminines. L'existence de certaines inégalités, comme celles liées aux rémunérations et à la carrière, incite l'institution à s'engager avec une volonté toujours plus grande en vue de pouvoir
pouvoir réduire, voire de les faire disparaître. Ainsi, la collectivité de Corse s'investit fortement en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, qui constitue évidemment un enjeu majeur pour l'accès à l'égalité. Elle s'efforce aussi d'assurer l'accès des femmes aux mêmes opportunités professionnelles et au même niveau de rémunération que les hommes. Comme l'explique le rapport, les femmes occupent davantage des postes administratifs au sein de la collectivité. Elles sont majoritaires en catégorie A, à l'exception évidemment de la filière technique. Les réalités internes et en matière de ressources humaines sont confirmées. C'est un peu une redite par rapport aux années précédentes. Les tendances ne se démentent pas. Ainsi, les femmes vont être plus nombreuses dans certains grades, plus nombreuses à interrompre leur carrière, notamment pour des raisons familiales, et toujours plus en demande de formation pour des progressions de carrière et plus nombreuses à bénéficier du congé parental. Elles sont aussi les plus grandes bénéficiaires de l'action sociale soutenue par la collectivité de Corse. Pour favoriser la féminisation et soutenir les femmes dans leur vie professionnelle, la politique en matière de ressources humaines s'appuie notamment sur des mesures correctrices visant à réduire les inégalités existantes. À titre d'exemple, depuis 2021, l'instauration de 3 durées hebdomadaires de travail laissées au choix de l'agent et compensées en jours de RTT supplémentaires participe à la politique de la collectivité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Concernant la rémunération, le traitement indiciaire est la principale source de l'écart de rémunération. Cela confirme un positionnement professionnel dans les grades et les échelles indiciaires à l'avantage des hommes et qui traduit aussi une trajectoire professionnelle plus avantageuse au fil du temps. C'est donc aussi en agissant sur la carrière que les disparités salariales pourront être réduites. Concernant l'accès aux postes à responsabilité et d'encadrement, si les agentes de la collectivité de Corse ont un meilleur accès aux postes à responsabilité comme les postes d'encadrement, leur surreprésentation dans les postes de catégorie A peut lui être améliorée. D'autant que la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique impose désormais une politique de nomination équilibrée en relevant de 40 à 50% le taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations aux emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique. Cette mesure commencera à s'appliquer pour notre collectivité à partir de 2026 et le futur organigramme sera l'occasion d'agir en ce sens. En matière de formation professionnelle, au service de l'amélioration des compétences des agents, la formation est aussi un instrument d'accompagnement des parcours et de facilitation des transitions professionnelles. Améliorer et faciliter l'accès des agentes à la formation favorise bien évidemment leur progression professionnelle et donc l'égalité. Donc, après un petit tour d'horizon de la collectivité en tant qu'employeur, je vais quand même évoquer les politiques publiques que nous portons vers l'extérieur. Tout d'abord, il est important de rappeler le respect du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans les achats publics et ainsi l'application de l'obligation réglementaire de non-discrimination dans le cadre de passation de marchés publics. Par ailleurs, le respect des principes de non-discrimination et d'égalité entre les femmes et les hommes est également présent dans les projets éligibles et retenus au titre des fonds européens. À travers nos politiques publiques, et ce depuis quelques années maintenant, nous poursuivons nos efforts et nous continuons sur le chemin que nous avons tracé avec aussi une volonté de renouvellement. Nous nous engageons également en vue de la transformation des rapports sociaux et de genre dans la société pour favoriser la mixité. Avec donc le plan d'action en faveur de l'égalité, nous nous sommes engagés dans une démarche de lutte contre les discriminations, contre les stéréotypes de genre et contre les violences sexistes et sexuelles, avec une acuité accrue et un focus vraiment auprès de la jeunesse. Nous avons mis en œuvre des programmes ciblés pour casser les stéréotypes, notamment auprès des jeunes, et notamment la direction jeunesse maintient des actions pour sensibiliser les jeunes de 11 à 30 ans sur la question de l'égalité. On a pu d'ailleurs constater une diversification des actions pour favoriser l'accès des filles aux sciences, car le sujet de l'égalité à l'accès aux filières et aux métiers scientifiques est un enjeu majeur du territoire. Le dispositif Femini-Chance, qu'on n'a plus besoin de présenter, a pour objectif d'encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études dans le domaine scientifique. Et il y a eu 18 candidatures accompagnées pour l'année 2023-2024. En plus de ce dispositif, on peut mentionner les journées Données Chance qui ont pour objectif de démanteler les fausses idées sur la place des femmes au sein des sciences et d'offrir également une visibilité sur les différents parcours et carrières possibles et envisageables au sein des domaines scientifiques. La collectivité de Corse s'engage également pour une présence affirmée des filles dans l'enseignement supérieur, notamment dans le cadre de l'attribution d'allocations doctorales, où on observe une répartition de 57% pour les femmes contre 43%
pour les hommes. Il y a également un travail considérable mené en faveur de la reconnaissance et de la mise en valeur de la présence et du rôle des femmes dans les arts visuels en Corse. La direction en charge du patrimoine met à l'honneur le rôle et l'importance des femmes en Corse depuis la préhistoire en dédiant une série d'expositions sur ce thème. Elle a ainsi associé 4 établissements corses labellisés Musée de France afin de proposer au public une offre scientifique et culturelle structurée sur l'ensemble du territoire. Cet engagement et cette reconnaissance s'est aussi retrouvé dans le cadre du FRAC et de ses acquisitions et expositions. Depuis 2020, il y a 45% des œuvres acquises pour la collection qui sont réalisées par des femmes artistes, ce qui marque quand même une progression significative dans la quête d'une plus grande parité. Cet engagement se reflète également dans la programmation des expositions. Toujours dans le domaine culturel, nous pouvons constater la mise en valeur des publications écrites par des femmes. Les médiathèques disposent d'ailleurs d'un large programme d'action culturelle abordant la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pareil, dans un domaine que je connais plutôt bien, nous avons voulu maintenir cette énergie dans les incitations à une plus grande participation des filles et des femmes à la pratique sportive. Les mesures pour favoriser l'accès des filles au sport existent et progressent. La collectivité de Corse incite fortement le développement de la pratique sportive par les femmes. Elle accorde des subventions aux clubs pour l'organisation de rencontres exclusivement féminines ou mixtes de niveau international, promouvant ainsi la Corse, sa culture et son savoir-faire en matière d'organisation d'événements de grande ampleur. Nous sommes également très engagés pour favoriser l'égalité des chances. Nous attribuons des bourses aux jeunes en vue de faciliter leur engagement dans la vie active, tel que cela est prévu par le PAT ou Diadjuventu et les différents règlements d'aide. Je ne dirais pas qu'il y a un traitement différencié entre les jeunes, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais il y a une bienveillance dans l'accompagnement de tous et parmi eux des jeunes femmes, et ainsi cela permet de contribuer à gommer d'une certaine manière une inégalité. Chaque année, ce rapport me permet aussi de mettre en lumière l'engagement de l'ODARC en matière d'implantation de nouvelles agricultrices. Pour 2024, l'ODARC a accompagné l'installation de 17 jeunes femmes. Nous confirmons également notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, puisque nous intervenons dans la prévention de ces violences, à travers notamment le service Informazione Gioventù, qui innove chaque année afin de s'adapter à la fois à l'actualité et aux besoins des jeunes, puisqu'à la fin de chaque animation, nous recensons les besoins et les doléances des différents acteurs et participants à ces actions de sensibilisation. L'offre d'animation s'enrichit donc régulièrement et la création aussi de nouveaux outils permet de débattre et de recueillir la parole des jeunes sur la question de l'égalité femmes-hommes. Pour un petit point, je dirais, chiffré, pour 2024, il y a eu 20 animations sur le thème de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes pour un public de 423 jeunes, 13 animations sur le thème de la promotion de la santé sexuelle qui concerne 266 jeunes, 18 animations sur le thème de la prévention de la précarité menstruelle qui ont touché toutes les classes de 6e, soit 406 jeunes, et en tout, on a à peu près touché presque près de 1100 jeunes, et ces animations constituent un temps fort pour le développement des compétences affectives et sociales des jeunes qui démontrent un grand intérêt durant les différentes séances d'information. Parler d'égalité femmes-hommes, c'est aussi aborder ce sujet à travers la santé sexuelle, notamment auprès d'un public jeune. Une des missions prioritaires des centres de santé sexuelle est la prévention. Évidemment, ils ont pour vocation de recevoir tous les publics, mais aussi l'ambition de rendre les femmes décisionnaires, libres de leur choix dans le domaine de leur corps et de leur sexualité. C'est un point qui a été abordé avec le CESEC, car un des membres relevait le fait qu'en Corse, il y a plus d'avortements qu'ailleurs, et il y a, comme j'ai pu le leur dire, un travail constant à faire sur la promotion des centres de santé sexuelle pour les faire connaître, notamment auprès des jeunes. Ces centres, quand même, maillent le territoire, puisqu'on les trouve à Ajaccio, Bastia, à Calvi, Corti, Ghizuna, à Lisula, à Luciana, à Muriani, Portivetti, Prupia et Sartè, et ils sont eux aussi des acteurs de l'égalité. Parler d'égalité femmes-hommes, c'est évidemment aussi agir contre les violences conjugales et intrafamiliales. Devant la difficulté à faire remonter des données fiables, l'Observatoire des violences
faites aux femmes a lancé une étude diagnostique sur la réalité de ces violences sur le territoire, en partenariat avec différents acteurs institutionnels et associatifs. Une enquête a débuté en septembre 2024 pour une durée de 2 mois, qui a été ouverte à toutes les femmes majeures résidant sur le territoire. Elle prend en compte toutes les formes de violence dans les cadres de vie, que ce soit l'espace public, le travail, le couple, la famille, les proches. Et cette enquête va permettre de préciser par sphère de vie l'ampleur des violences faites aux femmes sur le territoire. Le rendu final sera effectué courant 2025 et permettra de dégager des pistes d'intervention et de faire des propositions d'action. Néanmoins, on a quand même pu tirer des enseignements suivants à partir des statistiques que l'on a pu voir émerger. Donc 496 femmes de plus de 18 ans ont témoigné sur leur expérience de vie au cours des 12 derniers mois. 30,6% déclarent avoir subi au moins un type de violence dans l'espace public. 27,1% relatent avoir subi au moins un type de violence dans le cadre de la sphère professionnelle. Près de 27% annoncent avoir subi au moins un type de violence verbale, psychologique ou physique par le conjoint actuel. 42,3% informent avoir subi au moins un type de violence commise par leur ex-conjoint depuis la séparation. Et 13,8% exposent avoir subi au moins un type de violence commise dans le cadre familial ou par un proche. Cette étude nous apporte des données précieuses que nous n'avions pas jusque-là et qui sont de la matière sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour mener des politiques publiques qui soient efficientes et efficaces. Toujours dans le cadre, évidemment, des violences faites aux femmes, la collectivité s'engage en faveur de plus d'égalité en cofinançant les dispositifs d'intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, tant en Poumont qu'en Gismonte. Et ces intervenants jouent un rôle d'interface essentiel dans l'accueil et l'accompagnement des victimes. Elles accompagnent également les acteurs associatifs tels que le CIDFF, la FALEP, la Cour-Savem, que l'on n'a plus besoin de présenter. Enfin, et avant de conclure, 2 mots sur l'avis de la commission de l'Assemblée di Adjuventu, la commission Soulja, l'Education et Formation. Dire aux jeunes qu'évidemment nous allons poursuivre notre engagement en faveur de cette politique publique sur l'année à venir et que je reste évidemment à leur disposition pour échanger de vive voix sur cet enjeu sociétal majeur. Et j'aimerais également rapidement revenir sur une partie de nos échanges avec les membres du CESEC en présence de sa présidente Marie-Jeanne Nigoli et notamment dans le cadre de la commission Éducation, Formation, Jeunesse présidée par Hélène Dubreuil-Vec. Le CESEC s'est interrogé car il avait remarqué que la ligne budgétaire égalité femmes-hommes avait baissé. Ça avait d'ailleurs été une des interventions lorsque Gilles Giovanangeli avait présenté le budget. Sur ce point, il me paraît important d'être rassurante. L'égalité femmes-hommes se diffuse dans les politiques publiques que nous menons. Quand la jeunesse fait avancer ce sujet et mène des actions, c'est financé sur ces lignes-là. Quand les centres de santé sexuelle le font, c'est sur le budget de la Direction générale adjointe en charge des affaires sanitaires et sociales. Quand l'ODARC mobilise ses équipes pour accompagner les femmes dans leur installation, c'est le budget fonctionnement de l'Office. Quand la culture s'engage aussi fortement qu'elle le fait, et je veux aussi saluer l'engagement qui était celui d'Antonia Lugiani, parce qu'elle a permis aussi de faire avancer cette question et de faire en sorte que ça ne soit plus forcément des silos, mais qu'il y ait vraiment de la transversalité, eh bien, évidemment, elle a engagé ses budgets pour pouvoir mettre en avant l'égalité femmes-hommes. Et donc, ce n'est pas forcément la ligne budgétaire de l'égalité femmes-hommes qui fait l'égalité femmes-hommes, mais l'égalité s'infuse dans les politiques publiques et elle vient les accompagner dans leur déploiement et via leur budget propre. Pour conclure, j'ai essayé d'être synthétique sur nos actions et nos engagements au vu de l'heure et du programme assez chargé. Comme vous avez pu le constater, notre action a été consolidée et axée autour de 2 principes, pérennisation, diversification. Nous voulons mieux comprendre pour mieux agir et accompagner. J'ai l'impression que la politique en faveur de l'égalité femmes-hommes au sein de la collectivité de Corse se diffuse de mieux en mieux. J'espère que d'ici quelques années, lorsqu'on aura assez de recul, on parlera d'une sédimentation de cette politique. C'est en tout cas avec cet objectif que nous travaillons. Et comme je l'écrivais dans mon édito, quand je regarde ce qui s'est passé sur une année en matière d'égalité femmes-hommes à grande échelle, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Et si certains peuvent penser que c'est décourageant, j'y trouve au contraire des raisons encore plus fortes de m'y engager. Et je compte bien évidemment sur l'Assemblée de Corse, sur tous ces élus pour nous continuer à s'y engager comme je le fais. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la conseillère exécutive. Je ne regrette qu'une chose, c'est que ce rapport passe en fin de journée et très tardivement d'ailleurs, parce que c'est important. Il y a deux rapports, le rapport du CESEC et le rapport de l'Assemblée Adi-Adiouentou. Sur le rapport du CESEC, le CESEC souligne votre travail, l'importance de ce travail, votre présentation et souligne aussi tout votre engagement maintenant depuis plusieurs années sur le sujet. Et je peux tout à fait m'inscrire sur ces remarques. Il y a simplement un point qui est aussi repris par l'Assemblée Adi-Adiouentou, et vous le savez, c'est la question des chiffres. Voilà, la question des données qui est soulignée par le CESEC. Ce n'est pas une remarque vilaine, parce que ça pourrait être négative. C'est un constat de manque de données chiffrées. Et à un moment donné, ce qui n'est pas chiffré, ce qui n'est pas décrit, n'existe pas. Donc, ça, c'est important. Vous n'en êtes pas responsable. C'est parce que la donnée sur ces choses-là, à part dire il y a des hommes, il y a des femmes, et faire la proportion homme-femme, il n'y a pas grand-chose. Donc là-dessus, effectivement, il y a une remarque du CESEC qui a émis un avis favorable à votre rapport. L'Assemblée Adi-Adiouentou, nous en avons discuté ensemble l'autre soir en conférence des présidents. La remarque principale, c'était celle-là aussi, avec des votes majoritairement favorables dans la commission sociale et éducation de l'Assemblée Adi-Adiouentou. Donc, bravo pour votre travail et merci, bien évidemment, pour tout ce que vous avez fait dans ce domaine. Il doit y avoir également un rapport de commission chez nous. Non? Il n'y en a pas. Bien. Donc, qui souhaite s'exprimer? Oui, alors, il y a France. Alors, on va laisser la parole à un homme, si vous en êtes d'accord. D'accord? D'Angelo Cioni, d'abord. Et après, Françoise Campagne. Voilà. Merci, Merci, Madame la Présidente. C'était justement pour éviter que ce sujet ne donne lieu qu'à une prise ou qu'à des prises de parole de femmes, puisque l'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, c'est bien sûr l'affaire des femmes, mais c'est aussi l'affaire de tous, et donc des hommes. Et c'est bien sûr l'affaire des militantes féministes, quelles qu'elles soient, dans l'histoire, mais c'est l'affaire de tous les responsables politiques, quelle que soit la couleur politique. Alors c'est important, bien sûr, que des hommes s'expriment aussi sur cette question. Depuis 2021, je crois qu'en général, c'est des femmes qui se sont exprimées sous votre contrôle, Madame la conseillère exécutive. Et Pierre Diong, je me casse courda, c'est du Petro. Ce que vous avez opé. Non, simplement, c'est vrai, vous avez souligné, Madame la conseillère exécutive, à cette heure tardive, que notre institution, tant au point de vue politique qu'administratif, fait un travail considérable, y compris en envoyant des signaux positifs en direction des femmes et de la société. Une femme présidente de l'Assemblée de Corse, une parité en faveur des lois, notamment en matière électorale dans l'hémicycle, dans l'administration également, des postes de responsabilité pour les femmes. On pourrait développer, y compris sur la politique et les politiques publiques sectorielles développées par la collectivité de Corse en matière et en faveur d'égalité femmes-hommes, ou dans tous les secteurs qui jouent de façon transversale et conjointe sur la promotion de cette égalité femmes-hommes. Tout à l'heure, lors de la présentation de l'ouvrage sous la direction d'Andrea Vazzi sur les 40 ans de l'Assemblée de Corse et du statut particulier, le président de l'exécutif, à juste titre, faisait remarquer l'évolution de la société corse telle qu'elle figurait sur une image de la première Assemblée de Corse, où sur à peu près une centaine de personnes dans l'hémicycle du Palais d'Antivy, dans la salle du Palais d'Antivy, des délibérations, mi pare che c'è una donna. On voit bien l'évolution non seulement de l'Assemblée de Corse, mais aussi à travers elle de la société corse. Alors, ça ne doit pas être pour autant l'arbre qui cache la forêt. Les discriminations à l'égard des femmes continuent en Corse, dans le monde. On a aussi une actualité politique et géopolitique qui nous démontre que le combat pour l'égalité homme-femme est un combat permanent de tous les instants. Et en tout cas, c'est important d'avoir au sein du Conseil exécutif de Corse une délégation express, spécifique, consacrée à cette question, avec ce rapport annuel qui est une obligation légale, mais qui contient des éléments très importants, qu'il s'agisse de la vie
de l'institution au plan politique administratif et de l'impact des politiques publiques qu'elle déploie dans la société. Ringraziavi. Ringraziati, Donjo. Françoise Campagne. Merci Madame la Présidente. Donc, nous sommes réunis ce soir, même si c'est une heure tardive, chère conseillère et Madame la conseillère exécutive, pour un rapport qui est très très important pour nous, pour poursuivre un travail fondamental, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette cause, comme nous le savons, n'est pas seulement un enjeu politique, mais un impératif moral et humain. Le rapport que vous venez de nous présenter témoigne des avancées significatives réalisées par la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle, de lutte contre les violences faites aux femmes et de soutien à l'autonomie des femmes, particulièrement dans des domaines cruciaux comme l'accès à la formation, la conciliation de la vie professionnelle